وسي منصف كتلان السكرتير جنرال الاولاني نتاع ISG. دونك الساده باش نكرموا سي منصف كتلان، باش نكرموا سي محمد بن عمار نتاع الماركتينغ. هذه زيكم تكونوا قدم باش تفكروهم. Voilà, c'est Béchir Gerbouaï, c'est Salh Haneshi en tant qu'ancien directeur, il a beaucoup donné à l'ISG, voilà, on va faire une petite surprise, Inch'Allah, c'est Dahm, donc on va faire une petite surprise, c'est Dahm Felchichi, donc le département informatique, Béchir Karam, c'est Dahm Felchichi, le département informatique et les étudiants, et ses étudiants, Béchir Karmo, si Ahmed Felchichi, parce qu'il va partir à la retraite. C'est la dernière année avec nous à l'ISG. Voilà, donc nous allons commencer donc la première session par Madame Alek Trabelsi Lourab, qui va être présentée par Zainab Ma'alish, une enseignante à l'ISG. Donc, tfadal Zainab. Thank you very much. Good morning, everyone. Malik Trabelsi Loueb is the founder and managing director of Vernowell Management Consultancies, CEO of Trabelsi Loueb Legal Consultancies, and founder of Vernowell Academy. As an international business, space, tech, and national security law practitioner, she specializes in complex legal matters, regulatory compliance, and new space challenges. With 17 years of international business and 12 years of legal experience, she serves public institutions, startups, and corporations in strategies fields. Mrs. Loueb advocates for sustainable space for humanity, maintaining peaceful outer space use while ensuring economic and social development. A human rights activist, she fights against human trafficking, empowers women, and mentors them to access male-dominated industries. Mrs. Loueb received the Champion of Tolerance title in 2018. Welcome, Mrs. Malik Trabelsi. Thank you so much, and thank you for having me. Thank you for all the amazing team and je ne sais pas, est-ce que je peux parler en anglais? Ça va? Juste pour comprendre, pour savoir, parce que en fait, tous les mots techniques et tout, c'est beaucoup plus facile de parler en anglais. On pratique au niveau international en anglais. Donc, I would like to speak in English, and if there is anything that I can try to translate or ask my colleague to translate or ask you, because actually I see that the students, their English is really, really nice, and I hope that the audience online are following and can follow properly. So actually, unfortunately, I'm not an alumna, but I am very happy to be here. I will say something because I see some young people around and young ladies who are students. And one of the most important things that I try to do within all my activities is to empower women, is to empower youth and tell them, I left my country long time ago, and actually I couldn't find opportunities here to do what I wanted. I wanted to be a doctor, and I couldn't make it because of the system in here, unfortunately, is still the same after more than 20 years outside of Tunisia. It's still the same. Actually, you study and you are stuck at a certain point in a bottleneck before you seek what you like, because at the end of the day, it's all related to one number is what you have before you continue to where you want to do. And much of the people that I see here, sometimes they don't choose what they wanted to choose. They don't choose what they dreamed to be.
And that happened to me. I wanted to be a doctor. I couldn't make it. I traveled the world in order to seek my dream. I entered in the business field after being in the United States and started my studies. I couldn't afford at that time to be a doctor because it was very expensive for me, being a young girl in the middle of United States, and I had to work to afford my living and afford my studies. So actually, at certain point, I took my clothes, and I did not know anyone in Dubai, and I left to UAE. And there, all the opportunities started. Actually, it's all about hard work, perseverance, and lots of tears, long night studies. And I did what I never thought I would be doing. Actually, I opened my first company in UAE at 2006. And at that time, I did not do my studies. And it was something paining me all the time, is why I cannot be a doctor. But something happened, and I say always, when you are dreaming of something and you are so badly wanted that dream, and actually you find your opportunities somewhere else. Actually, it was an unfortunate circumstances that happened to me. I lost my business due to legal challenges at that time. And what I've done, I worked in a law firm. I entered as a partner in a law firm to manage the law firm, and from there I studied. I did law and economics, bachelor in UAE in Dubai, and after that, straight away, I was a mom. Sometimes I took my son with me to the university. And to be with me because I had to as a mom. I worked in the morning, I go to studies in the afternoon, and I was the highest GPA in my university. After that, I've done my first master's in Paris Sorbonne universities. That was one of my dreams before being dreaming to be a doctor. And I've done public international law and diplomacy and international relations, Master 1, and Master 2 in international business law. Now you see that she's law, economics, what she's doing here, speaking about technologies. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle a fait legal studies et elle est là pour parler de dark technologies. Actually, you know what happened? During my master's, I was so, space debris. Anyone knows what is space junk? Okay. We have our Earth, and we have orbiting satellites, les satellites. There are junks, old satellites, and unused, and what we call it space debris or space junks. And actually, at that point, during my study, this with sustainability got me so much into the way how I wanted to be a space lawyer. Or I wanted to specialize in space law, international space law. So I've done my master's in insurance contract, that it is space insurance contract governing activities for new space actors or commercial space actors. And that's how I entered into the technology arena, because actually when we work on space insurance, we need to know the technology, we need to know satellites risks or spacecraft risks and so on. So that's how I got into a black hole, actually. I was in space and I stayed in space. I got into technologies. So what I started doing, I see risks around technologies in general, and I try to fill the gap or speak about or work on how to mitigate those risks, because actually international law has a lot of gaps. International space law, the last treaty was in 1979, I believe. So they were the outcome of the Cold War between the Russia and United States. And since then, we don't have international space treaties. And actually, we have other kind of laws. They are soft laws, not binding. So now, at that point, I felt that space is the Wild West,
means that we need actors, private actors, we need advocates, and we need a lot of people to try to diminish these issues with the technology and the way how technology is moving forward, and the legal and the regulation are still backward. So I gave you a small introduction about myself, and actually it's not about me. It's about, first of all, 3 points. First of all, dream big, but never get stopped when your dream doesn't come true. This is one lesson, and it's lifelong lesson. When there is a door closed, you see, and it's an opportunity to see 10 other open doors that you could go through. And if the door is not open, knock the damn wall and pass through it. This is one of the most important lesson in my life that I learned. And it comes with hardship. It comes with a lot of pain and a lot of redundancy. But at the end of the day, when we are strong enough to make it, we will make it. We are Tunisian women. And Tunisian women, I've never seen as strong as Tunisian women in my life. And I've been with so many others nationality. I've been everywhere in the world. So the second life lesson that I learned is be multidisciplinary. Means we are in a situation where you do not stick with one of specialty, with one of expertise. Learn. The third lesson is lifelong lessons that we never stop getting education, never stop learning. And this is one of the most important things, because actually I've seen people, they were much before me in the field I was, and actually they are out of business or they are left alone because actually they couldn't get into technology to understand. During COVID-19, I met lawyers, they couldn't even use emails, and please do not laugh, they are from different side of the world, but that's true. They couldn't use all kind of telecommunication that we use, Zoom and everything. And actually they closed their offices because they couldn't, because they were just in a bubble within their small little area, and they did not see the world, and we are in a globalized world. Okay, without any further ado, if you have any question, please, I would like that this workshop is interactive, and I would like to know, first of all, who is in IT? So I'm the only one not in the IT. I'm going to speak about artificial intelligence, so I will get some help if I need. That actually I'm not going to speak about the technology per se as the technical thing. It's about the business use, business cases, and also the idea of the technology in order for you as technical people to understand what you have in the market. And I wish that I have more students today in order to understand what is dark technologies about. Actually, it is said to be the future post-digitalization era with the combination of these technologies that we will see now. So hopefully that this will not give me hard time, as Walid said. Well, it's not working. I need to be closer then. Okay. So anyone have a question? Anyone has something to say, please be interactive. I would like to have interactivity, so like that it's not boring, and I don't get tired talking too much. Ladies. Okay, fine. I think I need someone over there. Okay, so we will start about the introduction about what are dark technologies, okay? Then we will talk about DLT for business transformation. Are you familiar about DLT, the acronym?
So distributed ledger technologies. It's the layering technology of blockchain. So we all know blockchain, yeah? Yes. So then after that, we will see how we harness AI for competitive advantage for businesses. After that, we will see the immersive experiences with XR in business. XR, extended reality. And yesterday, we've seen one application of the extended reality, which was with my colleague Walid, and it's about the metaverse. And then we will see how we unleash the power of quantum computing in business. Anyone have done quantum physics? Anyone done quantum physics? No. Quantum cryptography or algorithms? Cool. All right. Then, have you worked on optimization? That's so cool. Then I will ask you some questions later on. So then we will see real-world business application of dark technology combined. This section actually, it will be interactive, and it's a section that it will be based on exercise. So I will go through each technology alone to say what each technology can bring us as competitive advantage. Then later on together, we will make some optimization using the 4 technologies together, either for the existing era or for the future. Then we will conclude. So can I go to the next? So in this introduction, we will speak about the aim and the goal of the workshop. So first of all, it is because today I have dear professors, I have also students, we have business people who are here. So first thing, we will equip participants, or this workshop aims to equip participants with comprehensive understanding of dark technologies and their business applications. We will highlight the competitive advantage offered by dark technologies across various industries, including space, healthcare, and pharmaceutical. Actually, the health, I will skip because it will take long time to go through all. But space, of course, because this is one of the most, let's say, frequent sector that I work in, is the space industry. And pharmaceutical, because it's one of the most important sectors that use these technologies by the big pharma in order to optimize and in order to have competitive advantages, which we will see today across different, the 4 technologies of dark technologies. So dark technologies is an acronym, DARK. It stands for Distributed Ledger Technologies, Artificial Intelligence, Extended Reality, and Quantum Technologies, or Quantum Computing, I would say, because I will not go through all the quantum technologies. And we will see what quantum technologies are, including quantum computer. So next one. So when we talk about the DLTs, or Distributed Ledger Technologies for business transformation. This one, because actually I try to take one code for each, but this code I made. We have someone who makes a lot of codes that we know, but this one, why I did it? Because most of the codes are around cryptocurrencies and blockchain. And I couldn't find a known code about distributed ledger technologies because people are mixing between cryptocurrencies and blockchain, and they are undermining, or most of them, they do not know what is the layering technologies of the blockchain, which is the distributed ledger technologies. So distributed ledger technology stands as a beacon of innovation, forging an intricate web of trust and transparency. So this is very important. It is offering trust and transparencies. In its wake, a new dawn emerges, illuminating the path to decentralized,
harmony and transforming the very essence of how we connect and exchange value, which is actually this paragraph. It has so much meaning in it, and actually it is gathering all the specifications of the technology itself. So it offers. It's an innovative technology. It offers trust and transparency. It is also given a path of decentralization, and is it transforming all what we are knowing on the web and how we connect and exchange value. So distributed ledger technology is not Bitcoin. And Bitcoin is not the main application of it. So can we go to the next one, and we will see now what is distributed ledger technology exactly? I think there's a problem with the battery. So waiting for anyone mining cryptocurrency? We know in some jurisdiction people are mining without people know. Yeah. Anyway, so unfortunately here it is not, but I know when there is no, like the activity is forbidden, you will find always people doing it. And actually some people, they say, if it's not forbidden by the law, if it's not banned by the law, means it's an implicit gray area that you can do it. And some country, they played on that, and I know the jurisdiction they've done it. So the distributed ledger technology is a digital system for recording asset transactions. So we don't have any central data store or administration. This is one of the most important things, is decentralization. It's also a multiple simultaneous record across nodes. The other specification of the DLT, it generates consensus on its veracity. It's working now? Ah, cool. Maybe when you come here, I need to go closer. So it records static data like registries and dynamic data like financial transactions, like the cryptocurrency. So technological infrastructure and protocols enable simultaneous access, validation, and also record updates. So it operates on computer networks spread across multiple entities or location. This is the DLT. So again, it is not blockchain. Blockchain is the application of the DLT, and it's not vice versa. So all blockchains are DLTs, but all DLTs are not blockchain. So it employs also cryptographic signatures and keys for only authorized users. Remember this because it's very, very important when we speak about quantum computing and how quantum computing will be able to crack, and to it's a threat to the encryptions and even for the blockchain also. Even though now we have some cyber problems related to a blockchain because there are some vulnerability, and actually those vulnerabilities in a way or another compromise the user. So one of the, this way, so one of the most important parts of the DLTs is decentralized digital record keeping and system that allows multiple participants to access, okay, multiple participants, they access, they share, and verify information in a secure and tamper-proof manner. So this is
another a specification of the DLT. It promotes trust, as we said, transparency and efficiency by reducing the need for intermediary and ensuring data integrity through consensus mechanism. So actually when we are using the blockchain now, it is a popular form of DLT where data is stored in secure time-stamped blocks linked together in a chain. So the key application include of blockchain or of DLT as the main technology. Under it is the underlying one is the blockchain underlying application. It includes financial transactions, supply chain management, and digital identity management. Do you know exactly that blockchain is used right now for tracking the supply chain for in terms of sustainability and in terms of green economy? Are you familiar about the use of the blockchain to do that? Okay, and actually it helps us also track the greenwashing issues that we have with so many multinational companies. So actually it gives transparency, and it's one of the most important part. Is there anyone can tell me a little bit more that it's not there about the blockchain technology? Healthcare, education, Test. government. Thank you. Thank you. So I keep this in order to exchange if we need. Thank you. So yes, actually we have public blockchains and we have private blockchain, and it's used also in different applications across different sectors and everything. Actually, the future of the internet, which is what we are talking about, the metaverse, will be based on blockchain. It will reduce a lot of problems and issues that we have today with the cybersecurity problems. But again, we need to be a little bit more ready, or very ready, when the quantum computing is there, so we can work on post-quantum cryptography, and it is very important. Are you familiar that there are some blockchain companies, they are quantum resistant right now? There are a few of them. There are companies, they have already that, and I believe Ethereum, they are. Yeah. Sorry, good morning. So now most of the companies, they are called DAO, Distributed Autonomous Organization. And most of the applications have been developed now are called DApps, Distributed Application. يعني كلمة distributed, as you can see, it's everywhere, it's the trend. So if you want to develop a company or application or whatever, add the D and it will be very, very famous. DApps and DAOs, it's distributed. Thank you. I try to stay a little bit away from the hype. Yeah, because actually what they do now is like, you know, as you said, they go for with the flow, for the trend, and they add. But actually I am here with the main important thing, which is how to utilize these technologies in order to move forward with the post-digitalization era. So when we talk also about the DLTs and what they are bringing to business and what is the competitive advantage, we will speak about the blockchain as it's enhancing trust and transparency, as we said. So this is the general definition that we will find for the blockchain, which is everywhere. So it's a ledger by way of which information is replicated and distributed across computers connected,
over a peer-to-peer network. So this distributed ledger technology basically creates a single record transaction that can be accessed and independently verified by all approved parties to the transaction. So if you have someone else from one block to other, some intruder, it will be detected. So this is one of the most important parts of the blockchain, and it is one of the most important specification of this technology. So without further ado, I will, yes, here it's the transformative power in business. What it can do, it accelerates information flow in business, immediate shared and transparent information, immutable ledger accessible by permissions network members, tracking orders, very important, and payment, accounts, and production processes, because this one, it can be used against all the money laundering and the issues and tax evasion and so on. One of the other application that it can mitigate the issues that we are seeing, and it controls any criminal activities or criminal behavior. And also it provides a single view of truth, of increased confidence and efficiency. Digital ecosystem with NFT, and yesterday my colleague, he spoke, Walid, about the NFTs and smart contracts, and also it's used for cryptocurrencies. Independently verifiable transaction record of approved parties. And some people are complaining about smart contracts and how they can be breached. And actually, always the breach is due to a problem that with the generation of the smart contract or other flows that it is there. So otherwise, there's no, thank you. So also, blockchain builds a foundation, I said it before, of trust through decentralized network. It ensures data integrity with tamper-proof records. We said that. It facilitates real-time collaboration between parties, ensure traceability and transaction for auditability. And this is what I said before, for governmental entities who are after tracking all the issues related to tax evasion. It's very, very important. And that's why now in Europe, blockchain is one of the most important technologies that it is utilized in order to start controlling those issues of taxations and money laundering or others. So also it streamlines dispute resolution via single source of truth, and it fosters an environment of accountability and confidence. And here is very, very important. Accountability is one of the most important things. And when we speak about social responsibility, actually companies who are using distributed ledger, they are most trustworthy, because it's very, very easy to trace their supply chain, their source of products, and also the way how they are producing, the way how they are treating their employees. It can go up to the way how the transportation is done, and also the other contractors they are with. So it also, when we talked about distributed ledger, it can be used. It can be used for smart contracts, as I said before, or self-executing contract. We call it also blockchain contracts or digital contract. So when we talk about smart contract, what they are they? I do a lot of contracts per day, actually, and I have some people still waiting for some contracts that go back. So, and actually it's not the same way how we are making contracts as when we are drafting contracts. It's totally different. So the smart contract is another type of agreement in the form of computer programs, and actually programmers, they know that very, very well, where the terms and conditions can be programmed such that they are self-executing. The other point also, the smart contract, it is automating transaction and agreement with coded logic.
And actually, the professional coders, they know that very, very well. It reduces reliance on intermediary and other third party. And this is one of the most important characteristic of the distributed ledger technology, is to have that middleman getting away. That's the concept of cryptocurrency with the banking systems. So also it is enhancing efficiency through accelerated execution, is timely, and minimize human error and associated risk. Here I have a little bit of, I'm not 100% with this, because actually there are some human error with the coding sometimes, and that's why there are some flaws with the contracts. Have you worked with on smart contract with the? Okay. Okay. So sometimes there are some issues and flaws with the smart contracts, and that's what creates some issues between the parties. So always I have that legal background is coming back, and this is one of the things also got me into this. So the cost savings due to reduced manual intervention, and this is very, very important, because at the end of the day, writing a code, it's lesser, let's say, expensive than going to a lawyer and trying to make contracts and transaction, due diligence, and all the issues that it comes with. So the other point also, it enabling real-time monitoring and compliance checks, and this is very, very important for multinational company and businesses. And also it's important for students who are in IT to understand these technologies, and actually this technology is not the future, is now. And blockchain and all what is related to, I'm not going to say cryptocurrency, because it's hype, and it's sometimes it's very, very problematic when you are entering into cryptocurrency and try to get into that market. So it gets a little bit, let's say, some issues with the compliance. So the next slide, please. So the supply chain, some of the distributed ledger use cases, and I will go very, very fast, because you said a few points of the use and which sector we are using. So in the energy sector, renewable energy certificates and microgrid management. So we use distributed ledger technologies or blockchain in order to make the certification of renewable energy, and we manage the microgrid, which is very, very important. Next slide, please. So with the real estate, we are using DLTs or blockchains in the tokenization of assets and streamline property transaction. Very important, because actually, for example, in Dubai, RERA, we are using, RERA is the governmental entity in Dubai, with the authority, that it's making the registry of the properties. And actually, they are deploying blockchain technology in order to do that. Exactement, oui, c'est ça. So we also talk about DLT's use case across other industry. I'm going to cite a few of them. When we talk about financial service, we have real-time settlement and reduced transaction cost. So when we are using that, it's real-time settlement. If the bank is using that, and now also UAE Central Bank is working on a project of their own currency, like the digital currency, and this is very important because most of the countries are moving from the money that we have into the digitalization era, and this will solve a lot of issues, especially using the blockchain technology. Then when we talk about healthcare, it consolidated electronic health records and data interoperability, which is very important because actually when we are storing data, I speak with people from the healthcare industry, and they tell me they have huge problem with the data they have
accumulated so much data because they are using, the cloud and everything, and they have issues to go and try to mine the data for usage and for getting that data handy and to use it for optimization of their services and so on. And that's why I told them there is another idea for you. Actually, we can use quantum computing for optimization in order to go through that. And that was one of the projects ongoing. Then when it comes to intellectual property, is very important. Actually, when you have intellectual property, when you have a patent, what you are doing with your patent, you go and file it. And it goes through a lot of big process, and it takes months and everything in order to get your patent approved. But imagine if the patent is, or the intellectual property, it is a digital rights management and automated royalty distribution on the spot, that it's working as per the main characteristic of the technology itself. So it's trustworthy, it's instantaneous, it is all what we spoke about. So it can solve a lot of issues. You see here what we are doing. We are going through the transformation using the power of distributed ledger technology in order to make a transformative action into existing business and get it optimized, to get it, to give it a competitive edge, to stand in front of your competitors. And this is very, very important. I talk about this in a business, to a business person. I also talk to an academic person or to a student, because actually when I speak like this, you can find students in order to go further and understand the technology and what you can do in your career and what you can target, which is one of the most important parts. Also, when we speak about insurance, I work on space insurance, actually. And space insurance is one of the niche market of the insurance industry that it is standalone, and it uses a lot of technology, because actually, you know what they insure, space insurance, most of them, aircrafts and, rockets, aircrafts, and they insure also satellites and insure the satellites since the manufacturing or the aircraft from different stages for the this. And actually what they do, they are using a lot of technologies in order to solve the issues when it happened, but also monitoring and making the risk assessment. And actually, if I say why insurance they are using distributed ledger technologies, actually it gives parametric insurance and automated claim verification, which is one of the most important part for that. And when we talk about IoTs or Internet of Things, and it is when you use the how DLT disrupt this area, actually is trusted device. It becomes, when we use DLTs, it becomes a trusted device, communication and decentralized data storage. This is very important, because your IoT, if you are not if you don't think ahead and you are using the normal means, okay, of internet on the normal way without this blockchain technologies, actually you are very, very quick hackable. Internet of Things, your camera at home. Internet of Things is your automated robot in your manufacturing. So you make it easier to be cracked or to be hacked or more harder when you are using DLTs, okay? So also the centralized identity management, self-sovereign identity and data protection is very important. Today everyone is crying about their data is everywhere and being sold. Actually, instead of getting the napkins and crying for your company, getting all its information outside because we are all on the cloud, there's something else, is the distributed ledger technologies. The blockchain is one of the solutions that can stop this, this bleeding and this issue with that. However, we will go next to the next one, and actually I will finish by this. It is when we speak about space sector, okay, and how we can use distributed ledger technologies or blockchain in order to maximize or to optimize or to protect our activities in there. First of all, it enhanced
Within the space sector, DLTs or blockchain, I say or blockchain, actually blockchain, it enhances satellite communication and data sharing. It secures supply chain and management for space equipment and material. It also grants a decentralization of tracking and management of space assets. When I say space assets, they are the satellites and space station in orbits. So they called space assets. And also it offers streamlined collaboration between space agency and private entity, which is more, it's in a safer way, timely and so on, like we said, what DLTs do. And also it grants a transparent and secure management of space debris data. So I go back to the space debris. They are the dead satellites and the junks and the problems that we have orbiting around our Earth that are making risk today for us because the way how the space environment working is these even one small piece of paint, يعني un petit morceau de peinture qui est en train de faire le orbite, okay? Ça peut faire des dégâts pour les autres satellites. Même un très grand satellite, parce que la manière dont the way how it's orbiting is fast, even small little tent, it can destroy other orbiting satellite, functional satellites. And this is one of the problems of the space debris. And this is one of the issues that we have today, is the traceability of space debris and how to mitigate the risk. Do you know that the space station is orbiting in Leo today? It's orbiting around Earth, and there is a problem. They do maneuvers all the time in order to spare satellites and to spare some space debris. And it happens always that it is a problem that we are speaking about, that there is a big risk that our assets will be damaged because of the space debris. And also it is very important to trace them in order to try to mitigate the risk that there is no other collision between the space debris and the other assets. And also there is a management of the space assets at the same time, and it can be utilized through distributed ledger technologies. Can I have the next one, please? So, well, I will skip this one, and we go next for the competitive advantage of AI. I'm not going to stay long for this because actually AI now everyone is familiar with artificial intelligence. If you are in data science, you are using it every day. We see now how how the ChatGPT is doing. Actually, what I say, as Nabil said yesterday, that you encourage students to use ChatGPT. Actually, you know what? It is very, very handy for everyone to use ChatGPT to optimize his language, his English. It's very, very important. It is important also for creativity. People, they said, actually, it will not make you creative or it will diminish your smartness, your intelligence. Actually, it's the way how you use it. For me, I use it and actually I challenge it. I do challenge the computer and this software, and actually I give the information and I debate with it in order to find some information which I can extract I did not know before. And of course, it's very important. It's like, who uses Grammarly? It's one of the best tools ever, okay? So I use Grammarly also, but of course I use Grammarly and there is a line and a thin line between business secrets and between IPs of people and between, like for example, I do contracts with people and everything. You need to be very, very careful about what you put into those softwares, into GPT, ChatGPT, into Grammarly and everything. There are some, like we need to know that some information
information cannot go because you never know how the host or the company is using your data and using that. It can be some divulgation of secrets. It can be something that you are, acting against NDA, a non-disclosure agreement, or so on. So you need to be careful with that. So it's like you stay away from putting names of people and also some, let's say, confidential information that it shouldn't be shared with anyone otherwise that your people in the company or in your department and so on. It's very, very important. And actually we see that more and more some big companies, they are having big problems with some confidential information is going to ChatGPT. But actually, like I said, I try to give some hints here and there while I'm speaking about this. So like that, you see why I am into this technology, because actually it falls under my practice. So when I speak about this, I hope that all of you read this quote. It's Stephen Hawking, and he said, "I believe there is no deep difference between what can be achieved by biological brain and what can be achieved by a computer. It, therefore, follows the computers can, in theory, emulate human intelligence and exceed it." Do you think that artificial intelligence will exceed our intelligence? And when I say our intelligence, I speak about the collective neural network and not one person. So when I say about exceed our intelligence, is overall intelligence, because actually we have different level of, let's say, I'm not going to say of intelligence, but a different level of brain functioning, that the output, it's different than from one person to another. So this is my question. Do you think that the machine will exceed our intelligence as human? Yes. So I was saying, I think it's gonna exceed if you define our intelligence as our capacity to process information and, get to results from that, yes, artificial intelligence will do that. It will exceed that. But if you look to the intelligence in terms of capability of creativity, I don't think so. So it's a yes and no from my side, and I think Walid has a different view. It's not now, but I think everybody are familiar with singularity. Technological singularity is, maybe some people say it will be in 2040. It means that the machine will exceed the human. I said yes, not now, but yes. Why? Because the machine already exceeds the human in terms of computation. They are more powerful. Now the human said, okay, let's give the computation for the machine. Let's do what the machine cannot do, like innovation and creativity. Now machine can do creativity. There is a robot called Picasso. He did a lot of painting. The machine will do innovation. Now the machine are doing programming. ChatGPT is doing programming in Python. So maybe in 2040, 45, the machine will exceed all the humans. And there is a concept, scenario in America now, they're preparing for what they call basic income. The second scenario, the human will do nothing, يعطوهم basic income, $1,000, and stay home. The machine will do everything. I just would like to add, when you say a program who did a lot of creativity in doing painting, I would say that's not creativity. Exactly, I that was going to program say the was same. trained on the creative work done by all the previous human, and he has an algorithm who allow him to combine all the styles and to come with a different output. But for me, that's definitely not a single piece of creativity. I concur. Picasso algorithm is not creative, because if you see what a human can do with the painting and everything, c'est du n'importe quoi. On peut faire et c'est de l'art. Donc it's okay. When you talk about creating algorithm, is that creativity? What creativity definition we are speaking about? Is it something that it is innovative?
Is it something that it is appreciated? And here we go with the appreciation of yesterday with Nabil. It depends from one person to another to appreciate something or not. So actually, I would say that the creativity or the creative factor in human cannot be replaced. This is one thing. There is one problem if we talk about creativity. The only problem that we become not creative or less creative when the artificial intelligence dumb us down in a way that we do not think anymore and we rely upon the machine, that our creativity is dulled, is like stepped upon because we don't use our brain anymore. And this is one of the most important things to think about, is that's why we have disruptors today, and that's why we work so much on how to ignite creativity in the mind of people and in the mind of students and in the mind of the new generation. Because the new generation, actually, they prefer to sit gaming the whole day. They're very, very nice. Do you know that the person or a kid of 8 years old, actually it was one of the research I read, one kid, he's 8 years old, the way how he is fast in manipulating le console, ou la console en français. La console, okay. It is faster than le pilote de chasse. Pilote de chasse. Than the pilote de chasse. With the way, because but he is more faster. The speed is more. Can you imagine to be that fast with the speed, with manipulating the aircraft like the like F-16 or whatever? It's something. So can you imagine how they are? So the capability is different. So we are going through evolution, but the evolution of becoming so much attached, or what we call it symbiosis with the machine that we did not have before, is this gonna dumb us down in a way our creativity or the way how we are working is going to happen? This depends on us. We are this generation who sees the transformation and we can rely upon. They will be the next generation who's going to see another transformation. Actually, the next generation will be sitting down and will be on Mars. You know how? With the simulation, with the robots over there, with our rovers. Already it's happening today, but this technology will be there. So they will be terraforming Mars in a way they are sitting in their lab or in their house or in their underground in order to do it. And this is the future. We talked about the future of having, the gadgets or the chip in our brain or this, lenses in our eyes that it is connected to the computer, and actually you don't need a computer in front of you. You don't need. This is the next generation of what's coming. Maybe we are resistant to that because we don't want to have it. With the way how technology is going to move forward, there is no way that it's not going to happen. It will happen, because actually there's one thing I do all the time. I follow the military innovations. I follow so much and this is a part of our work, is how the military innovation and DARPA and everything is moving forward. And actually all what is commercialized today is probably 20 years or more worked on in the military field. So that's why when they see me so much into these technologies, actually this is why, because the trendsetter is the military. There where the research, the R&D is done. And innovation is done. And we've seen that actually the simulation and everything with the military and what they are using, and this one is open source, is not coming from my work. So it's open source. You can see that they are making simulation and these avatars and transforming the simulation of aircrafts and the jet fighter on the simulator. And actually they reduce so much the cost. And this one is how it's happening. They inject the money for the R&D because it's going to serve as a competitive advantage for their national security. And this is what's happening. And all this is coming from actually the outcome of the military, at that point, the AI and the extended reality and everything. And then now we see that startups are more and more innovative,
And what's happening now with the way that the military is working, they are getting the contractors and putting the money into these startups in order to get their innovation and scale it up to use it for the military, and maybe they will commercialize later. And this is why there is more and more for innovators outside of Tunisia. Of course, I'm talking about United States. The ecosystem of entrepreneurship and for startups is booming so much when the activity is national security relevant, like AI. And that's why it's interesting to see the trends. Unfortunately, we don't have that here. And unfortunately, our youth is going outside of the country in order to give those into somewhere else. But one day this will happen, and we will have our own, capabilities in our country here. So hopefully. I will not go through the origin and everything. I think you are in data science, you know all these kind of things. I am very optimistic. I think it's going to happen. So can we go to the next one? So next one, please. So we will see here how AI-driven customer insights and engagement, thanks to the way how we harness AI. Also, we harness AI to, one of the aspects is to give data-driven decision-making with AI analytics, also personalized marketing and sales with AI algorithm, and AI's impact on space, healthcare, and pharmaceutical. I will not speak about the healthcare, and maybe I will pass through the pharmaceutical, and I will speak about the space for the time. So when we start about the AI-driven customer insights and engagement, we see all the time how as soon as you check one word on Google, you get flooded by so many web pages and activities that related to what you are looking for. And actually, you are profiled. We are all profiled on the internet. And this one, the way how we are getting targeted by those artificial intelligence algorithm is getting unbelievable. But can you imagine? It is very, very, very necessary. It's very necessary for businesses in order to make profit, maximize their income, and also get the ROI, the return on investments when they are working on marketing and so on. So it's very interesting. So how it is utilized? Analyzing customer behavior and preferences, of course. As soon as you put the keyword, you get flood of web pages and advertisement and everything. So it's predictive maintenance and anomaly detection. It's one of the most important things here for the aerospace industry, because predictive maintenance is one of the new trend. Data scientists, do you work on predictive maintenance as one of the application of what you are doing? Not yet. This is one of the things. Which year you are? And master degree first year. And no applications for the use of their specialty into real life business. Okay. Okay, so this is why it's very interesting to do all the time, as we spoke yesterday, some internship. Okay, then AI-enabled business intelligence and reporting. And the other one is optimization of logistics and supply chain management. Of course, one of the most important part of a business is the supply chain. Whether you are selling goods or you are selling services is one of the most important parts. So I will, can I see the next one? So I finish this part, then we go for a break. Okay, when we speak about space sector, okay, and artificial intelligence, do you have any idea how we can utilize artificial intelligence for images, data scientists, for when you have a flood of data
Okay. Okay. Prediction. En français, c'est bon. Exactly, exactly, exactly. And also tracking the anomalies from previous one to the new one and making the difference and getting it. So actually it's when we are using AI for satellite imagery, we use it for analysis. Okay, so AI algorithm can process and analyze vast amount of satellite imagery to monitor and track various phenomena, such as climate change. We use it a lot because actually we use satellite imagery for climate change monitoring. Is one of the most important activity that we are utilizing satellite imagery for, and Earth observation is very, very important. And actually combine it with the artificial intelligence, it is optimized. Remember these points when I speak about the application, because we will speak at the end, an exercise which will give us the combination of these technology in order to have some solutions. So we combine, and then we have some solution which will be optimized, not tenfold, but you cannot even imagine with the power of quantum computing, which we will see also. So also we can use artificial intelligence for autonomous spacecraft navigation. Of course, you have spacecraft over there, and actually there are some lag and latency of the way how when you control the spacecraft, or you control your whatever is spacecraft or satellite. When it is autonomous, of course, it's a system can navigate without relying upon the ground. It is more efficient, and like that you do not stay in the let's say obscurity when there is a lag of control or lack of control. Do you know something is called on-orbit servicing? Okay, on-orbit servicing, it's a spacecraft that it goes around between satellites in order to make the maintenance or to refuel or to do any activities that the satellite needs to be done. It's a new technology, it's there, it's deployed, and there is more and more companies today. They are awarded by different space agencies that will reduce the space debris, and they are using the on-orbit servicing technology in order to reduce the problem of the space debris. And this on-orbit servicing relies upon so much on artificial intelligence, which is very, very important. So actually also we have in the space station, if you've seen anyone is space fan, anyone like SpaceX and Elon Musk? No? No? Anyone like SpaceX? No? Anyway, so we have a fan. Have you seen when Dragon goes to the space station? There is something. It's Dragon. The Dragon is the Dragon in order to bring it further for so that one is called Canada Arm 2. It's on-orbit servicing technology based, and actually it is based also on that. So those are the application of artificial intelligence in the space. So also we have space debris tracking and management, which is the combination between this, remember, and the distributed ledger technology. It will optimize our management and tracking of space debris. I think that's it for now. The pharmaceutical, do you want to see pharmaceutical or you, yes? Okay, can I have the next one, please? Can I finish one slide and then we go for the break? Thank you. So when we talk about AI, you have drug discovery. It's very important, actually. We use AI to discover a drug.
So it can analyze vast amount of data to identify potential drug candidate. Remember, I was talking earlier about the issue that we have in that it can be solved by the distributed ledger technology or the blockchain with the data. And I said they have a problem to optimize the data that they have, the amount of data on the cloud stored that they have, and they cannot manage to make the triage and to see how they can optimize it and come up with solution to it. So it can be done through artificial intelligence. But even though with artificial intelligence, they still have an issue because processing this data is huge. And actually the capacity and the computational power that they have today is not enough for them to do it fastly and efficiently and blah, blah, blah. So that's why it's important to come into the next stage of technology, which is the quantum technology or quantum computing. Then we have also the issue that it is related to clinical trial optimization. So AI can help design more efficient clinical trial, selecting suitable participant through profiling and through the other activities that I said what AI can do, and also can monitor the progress in real time using that, using robotics, using the watch for monitoring the vitals and so on. So it's very, very important. It's based on AI. Then it is drug repurposing. We have drugs and it is done for a certain purpose. So artificial intelligence can go through the research and the data and the patients and all the input that we have in order to purpose or repurpose the drug for another problems, for other health issues. Hydroxy, yeah, hydroxy, yeah. That medicines was a kind of an example of rerouting the usage of drug. The molecule exists since long time, Yes, and it was it's used for for malaria different normally, purposes. yes. Exactly. And then with the artificial intelligence and simulation of effect on the cells, it was with a small change in the dosage rerouted to different users. So that's a out of the box and one of the today's example of what you are mentioning. Exactly. So it's a drug repurposing using artificial intelligence, and also it is used for supply chain management, and we know very well supply chain management, especially during the COVID-19 and the problems that we had with the supply chain. It was managed and monitored through the artificial intelligence, and it's one of the most important things. And we see artificial intelligence and blockchain technologies or distributed ledger technologies that are used for so many other activities related to supply chain across different sectors. So anyone want to say something? Thank you very much for your presentation. It was very instructive. Well, I have, it's not a question, but just I would like to have your opinion about this point. So all DLT's power, as you have exposed for the business, I would like to have your point of view. Do you think that these distributed aspects, DLTs, blockchains, etc., will or have something to do with the rise of new political forms? Today, we are living with some virtual kingdom as Atlantis. Everyone here heard about it. So do you think that these technologies can prepare a kind of political revolution? In what sense? Thank you. Thank you for the question. It's very insightful. Actually, it was one of the use of distributed ledger technology that I did not include it, which I took it away because it wasn't something that it is strictly business. So I stayed within the business arena. So actually, it is distributed ledger technology, first of all, can ensure a way of transparency in the voting systems. This is one of the things. So it can give a vote for everyone. So it's a technology that can make us more transparent and away from all the problems happen, like in the United States, saying actually the results in this state wasn't right and so on. This is one of the things. So it gives a way of
political freedom to people to express their mind in a way that it is there, timely, and cannot be altered, at least, in a way or another. This is number one. But when we are talking about the rise of new political systems, okay, this needs money, yeah? So follow the money. And how can we follow the money if the money it is on cryptocurrency based? This is number one. I'm going to go somewhere else, okay? So if it's on cryptocurrency based, you see how they want to control the cryptocurrency. Do you think that it's possible that there is a rise of a new way of politics that it's not controlled? For me, in my opinion, I don't think so, because they're going to control the cryptocurrency. They will go after the way how it is. Already right now, with the cryptocurrency in different jurisdictions, they are making legal or regulations in order to be compliant. So if you are not compliant, you will have a retaliation. So here I'm being a little bit more political and political and a little bit more, let's say, expressing a way how I see things. When existing system is there and is threatened to be thrown out, what that system will do? I let you answer. Exactly, and how it will react. It's the same thing as the immune systems. So it will react by trying to control the other thing. So here there is always the same way. Actually, the same way that it is in the real life is it's moving or has moved into the Wild West. So you have different. Also, you have different dynamics that who will have the last thing. And actually, you see the crash of FTX, and you see others also with the issues. So there is one more important thing: is like if you want to throw an existing system or way of ruling, you, like I say, follow the money, follow how the situation is done. At the end of the day, if it's related to a new political system or any other way of imagination or new countries in the metaverse and so on. So this is the way it will be fought. It will be by l'ancien régime, l'ancien système. Just to make the link with the artificial intelligence, what you presented here. For example, China is nowadays investing a lot of money on artificial intelligence. Behind the business aspect, the financial aspect, there is also political aspects. Exactly. To control other countries, to control Exactly. other country economies. Exactly. Okay. There is a lot of reflection about yes, this. if we go to international relation and the way how the countries are using, that's why artificial intelligence is one of the technologies that when you do the technology transfer from one country to another, you're controlled. If it's based on like if it's a technology or any other disruptive technology or EDTs, immersion disruptive technologies, that it has an implication on national interest, okay? And national interest, there is the economic interest in it, there is the military interest, and there is everything. You're controlled. You cannot, as even private actor who invested in your activities and everything, if you are given your technology in some other countries, or you open a branch and you want to sell your technology to that country, and this is one of the things I work on, is technology transfer and national interest. Actually, you get retaliated if you are doing that, because actually they give you which countries you can transfer to. Actually, for example, between United States and China, you cannot. It's clearly said by the rules. And also, if you have any field that it can touch the national security, there are some regulation. You need to go and make the filing in order to tell them, and probably they will tell you, no, you cannot. And actually, it happens so much with investing into disruptive technologies also. Investments also. Just a last remark about the question for the will artificial intelligence be more intelligent than the human? I believe, even though I'm working on artificial intelligence for more than 20 years, but I think that the whole thing will collapse before this moment. Maybe. Thank you. Thank you.
Merci Madame Malek. Donc on va faire une petite pause. Bon, معلش نقطة برشا خاطر خدينا شوية من الوقت On va faire une pause d'un quart d'heure. نرجع بعديك pour la suite de la formation حتى الميدي. D'accord.
Hello. Well, we're gonna resume. We have a strict mandate from Kauthar to finish on time, so around the 12:10. So please, everyone, if we can have a seat, and we're gonna go back to the dark technology. Wow. Yes, yes. Ms. Malak, please. Thank you so much. Thank you. Do we still have people to come in? If you can just ask them to join. Thank you very much. We're speaking about dark technologies, and there's no drones in that country, yeah? No drones, no drones, no drones. So, welcome back, everyone. For the new faces, I think I see a few people we didn't have earlier. So, welcome, and we're speaking about dark technologies. And dark, it's with Q, not with K. So it's not the darkness. It's an acronym that stands for 4 technologies: distributed ledger technologies, artificial intelligence, extended reality, and quantum computing. And when I talk about most of the time quantum, I say quantum technologies in general. And we will see why quantum technologies matter and why quantum computing is the future of the computing that will change the way how we see all the other technologies and how they will optimize business activities, and also how we will have the post-digitalization era. Which some people argue, they say there's no post-digitalization era, and actually when we talk about the way how these 4 technologies combined, what they can do for the metaverse, and here it will go to another level. So we spoke about the distributed ledger technologies and what these technologies can, which is the layering technology for blockchain and what it does. And one of the main important point that someone even mentioned who wasn't here earlier, which can eradicate money laundering. And yes, it can eradicate money laundering. It can combat tax evasion. It can combat a lot of other illicit activities that's used by the criminal organizations. And why I speak so much about the legal for the ones who just came? Because this is my background.
My background, as I said, it's in the legal industry. My studies law and economics, and from there I got into technologies. And as I say always, sometime I go and speak about cybersecurity risks in the satellite industry or related to satellites, because actually I'm specialized in international space law. And it's important when I say what I see the gaps of the laws and I see the solution. And actually, in the beginning, I was whining about the problems and I did not have solutions. And that's why I put my efforts and I channeled all my activities into the solution that can bring to the problems I see. And I gather amazing experts. And I have another expert who is watching me right now online on the Metaverse platform. His name is Antonio Lanotte. And he's there, and actually he sent me a nice word. And thank you, Antonio, because actually the distributed ledger technology is your expertise, and you helped me with putting together the content of the distributed ledger technology. And so grateful for all the people who are supportive, and for the men who are empowering women, who is standing still in face of the status quo. So I go back now to the points. So we spoke about distributed ledger technologies, artificial intelligence, and the use of artificial intelligence in two sectors, and I speak about two sectors. The first one is the space sector, because there's where I do most of my activities, and the other one is the pharmaceutical, because it's one of the most important sector that it is relying upon these technologies: distributed ledger technology, artificial intelligence, extended reality, and quantum computing. When I say pharmaceutical and quantum computing, I speak about simulation. And actually, the use of simulation to replace laboratories, to replace chemical reactions and everything, using optimization through the quantum computing. And we have one of the most important company who is open up for this business, which is D-Wave. So now I go back to an actually pharmaceutical company that are also building their own quantum computing if they don't have. So I go to the next slide, and I'm going to go into the extended reality, and it's the arena of my colleague and the expert of the sustainable cities and the metaverse, Walid Al-Ali, who had yesterday his nice presentation showcasing with the VR activity. Can I go to the next one, please? Thank you. Sorry, because the remote is not working. So when I speak about XR, extended reality, it stands for extended reality. I speak about immersive experiences and what these experiences can give us and can provide us for business application. So there is one quote is very important. It's not my quote, all right, because I quoted one before and it was, anyway, there's a story behind it. We know someone who's always making quotes, and he's always on a stage making quote one after the other, and that's why it was funny for us to remember. So a mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimension. Actually, when we are going into immersive experience, we stretch our mind and we go beyond these dimensions that we are in. So this is the situation of extended reality. And if we go to the next slide, we will see how extended reality and what falls under these ones. So we will see how the extended reality in this section revolutionized training and collaboration, because we use it for training. And when I say simulation for the military, this is one of the base technology that they are using. Then it enhances customer experiences using these technologies, and it's the product visualization and prototyping with this technology. So we use so much for the prototyping and visualization.
So next, there's one more. So it has the potential in space and pharmaceutical sector. And here I go back why I choose that. I explained in the beginning of this session and earlier also. So if I go to the next one, yes, please. So extended reality, okay? The idea of extending or transforming our reality through technologies to create immersive setting, experiences, and interaction is referred to as XR, or extended reality. Under the scope of XR, we have virtual reality, VR, augmented reality, AR, and MR, which is the mixed reality. So if we go to the first one and speak about the virtual reality, and it will virtual reality, it is the immersive, yes please. It is the application that is completely submerging people in a digital created environment via a headset. And this is what we had yesterday, if you were here. Walid, he brought his headset and he was showing us what was happening in this reality, which is the other dimension that we are immersed in. So all 5 senses in that situation, they are stimulated by realistic sounds, and we were hearing the sounds even though it wasn't in the screen, but we heard the sound, and sight, which he was seeing. And by these headsets, we are creating an immersive virtual environment. So just like the lady, she is in her dimension, which is not ours. This is what is virtual reality. Now, with the next slide, we will see the augmented reality, which depends on hardware, often the camera, on your phone or tablet, to add digital graphics and sounds into a real world, as you can similarly see there. You will see also in videos, if you go to Shutterstock and put it through, you will see how they are using it for prototyping. You will see in front of you, okay, with le schéma, okay, and the prototyping in front of you. They are using it for manufacturing. So it combines, like for example, when watching a live soccer game, did you watch a soccer game using augmented reality? Anyone tried? Did you try that? Okay. And how is the experience between the two, the VR and AR? You can explain. Yes, thank you. Actually, you remember yesterday, so the VR is when we use headset to be 100% immersed in the environment, like I did yesterday. Yesterday I was immersed, and you have seen the projection in the screen. So I was in the VR, virtual reality, so completely immersed. But you were not in VR because you have seen. The augmented reality like Pokemon Go. Use your mobile. خلينا نعطيهم example سهل. الفلتر. تستعملوا الفلتر صح؟ يعني هذا الفلتر is the best example of augmented reality. يعني عندك image and you augment the real world with مثلا السوكر جيم أنا نتفرج في ماتش ونحط الابلكيشن of augmented reality في التليفون نشوف اسماء الجوارات اللي ما نعرفهمش خاطر augmented reality it's AI which detect for example the number the t-shirt of the player ومن بعد تعمل تعطيك اسمه يعني انا ما نعرفش شكون يلعب في الماتش تاع كوره باش نعمل نحط الابلكيشن تقول لي هذا فلان هذا فلان تمشي للسوبر ماركت عندك الابليكاسيون تحط الابليكاسيون اللي هي بالتليفون عاده يعطيك تقول هذه تفاح يعطيك التفاح فوائدها وشنو وقتاش فهم يعني it's a way of augmenting the real world with application. هذاك علاش اسمها augmented reality. Virtual reality completely immersive. And now you have the mixed reality. Which is another one, and you can give an example. In mixed reality شنو نعملوا we mix both. ايش معناها انا ندخل الفيرتشوال reality والابليكاسيون تجيب لي other models which shows
are not part of the virtual reality. يعني it's an augmentation of the virtual reality. يعني هذا الكونسبت. والإكس آر is all. XR ما عندهاش definition. It's all. لما تحكي على ال AR, VR, MR الكلهم يسميهم XR. يعني ال They XR is fall a concept. under, yes. It's a concept. Yeah. Okay. So thank you. So we move to the next slide. So I make it quicker, so like that it's done. I actually, by example, is easier to say. So how the immersive experience of extended reality that are the immersive experiences that are revolutionizing training and collaboration. So the immersive training simulation and virtual environment. Have you seen any video about immersive training? Like I said, did you see any video showing how military guys, they are on their seat and simulating the jet, fighter jets? Exactly. So that's one of them, and actually more and more that are using it, and more into very advanced. Actually, when you see the simulation of the airplane, the video on Instagram, there are so many, and you can tell it's not real jet. Fighter jet, because there is a latency, and also it defies sometimes the law of physics, and it's not really 100%. For the eye of people, no, we can see that it's not, there's some maneuvers, it cannot be happening with certain jets. But actually, we see the videos. Most of the people, they are confused. They think it's the one. Actually, it's the outcome of the training flight simulation that it is done. And here, there's a problem also with the videos that you can say. Some of them, they are very well done, that you cannot see the difference between the simulation and the right one. This is how the technology is very advanced, but also it can give some misleading information and some not accurate information about the technology that you are seeing on the video. Anyway, now we move also, it can provide a remote collaboration and virtual meetings. So when we talk about remote collaboration, you are in a university in Tunis, and you have another university in another country. Actually, you can, and it is possible that you have a virtual lab that you are making or simulating your own experience through the XR, the extended reality, which is very, very interesting. And actually, there's one university, I forgot the name, in the laboratory of, or in the one of the medical learning, which is Les Cadavres. The lab for cadavers, and actually it costs very much and it's very expensive for med schools to make this laboratory. So what they are doing it on the on a lab simulated, and actually it's much easier and it costs much lesser. And university, even they can collaborate together in order to offer the possibility for each other to make it happen. So the other point also, XR enabled employees onboarding and skill development. Actually, have you heard about cybersecurity simulations? It's very, very important. The people in IT, cybersecurity is very, very good sector. It's very good activity for you in order to enter and excel, because there is more and more lack of personnel or employees in the cybersecurity arena, and more we are in need. Now we are needing for people who are into the quantum cybersecurity, who can address the issues that related to the post-quantum cryptography, which is very interesting and important. In United States, as soon as you are, even you still in the university, you can be offered job because of these capabilities. There is a lack of capabilities. Actually, it's a new field, and it's much in demand.
The other point also, so there's simulations for cybersecurity. Actually, they simulate the attacks, and they are doing a lot of activities and exercises through simulation, and that's fallen under the training. Then we have virtual and augmented reality for team building. And you have scenario building. For example, we will be working on some activities that is related to team building in the metaverse and using extended reality. And here we have the two professionals, experts over there. My team members will be working on those. So if I go to the next slides, please. We will see another one is how to enhance customer experiences using extended reality technologies. So interactive product demonstration, and yesterday Walid, he spoke about the way how Adidas is in the metaverse, and actually you can have your Oculus in order to shop, and also there are more and more fashion designers are there with this Oculus. You can even try your products, you can buy your products, and this one is for given a specific or out of this world experience, and it's very interesting. Then we have augmented reality for in-store experience, which I talked about. Then you have virtual tours and immersive marketing campaign. When I talk about virtual tours, you remember during COVID-19, there are some softwares, they came up and you can go to different countries, and they made a lot of good impact to make community building. So it's hitting with one stone, two birds. You can have the virtual tours, and the other one you can build community through that. Then you have the gamification of customer engagement, and actually gamification is one of the most advanced business application using this extended reality. So if I go to the next one, we will see the next point, which is yes. So just, a word of recognition, also of appreciation to the sponsor and this collective vibe. The platform used to send or to streamline this event on the metaverse. It's a metaverse platform that go beyond just one event and it's there. It allows you to create a whole virtual environment and collectivity and environment to continue your event, to continue that all the attendees engage again and again, and you can run it for years. So this concept of moving from the physical to the digital with creating those social impact with all the 3Ds and whatsoever is a reality, and bringing this platform was a way to show that it is here, it's not just in the dream. So just a word of appreciation on behalf of all to Collective Vibe for that. Thank you. Thank you, thank you. So yes, good recognition, because it's very interesting to know that also it's the first conference here in Tunisia using a virtual reality, a metaverse platform. Okay, then when we talk about product visualization and prototyping with XR, have you heard about the use of digital twin for prototyping and also for maintenance? Anyone heard about that? So yes. Of course. So actually, with the extended reality, and there is one thing like aerospace companies, Boeing and Lockheed Martin, they have digital twins using the XR applications, and even they are using quantum computing in order to make it to make the prototyping and also the maintenance, which is something that new for optimization and having competitive advantage, so you don't waste time and all the resources and everything to make it in reality. So what they do it with the digital twin. So
it allows us to have rapid prototyping and 3D visualization, virtual testing and validation of design, and also spatial computing for layout and space planning, enhanced product presentation and pitches. This is very, very important for space industry, because actually to make for example, the satellite or the spacecraft as it was before, and this is one of the most interesting part of the new space, what we call, comparing to the old space, is the way how the spin in from other technologies from other sectors into the space sector, we call it spin in. We bring the outside technologies to the space sector, and it optimizes and brings added value and competitive advantage. What we call spin off is from space to non-space. It's the opposite. So if we go to the next one, yes, please. So we talk about the space sector and how extended reality have the potentials to make a state-of-the-art immersive experience. First of all, astronaut training and simulation. So instead of having a lot of investments into making this simulation happening, actually it can be in the digital world, and it can be through a software, and like that, it's like flight simulation. You can make your training, and you can make محاكاة الفضاء in a way that it is not in a certain place, and you can invest into all the trainings and everything. It can be happening on the digital platform that you have. So it's realistic virtual environments for training astronauts and complex tasks and procedures. Actually, you can make the simulation of Mars and make your team building in a simulation of Mars, and actually you are making different, or you targeting different goals into one activity, which is team building, research, and education, and also training astronauts. So also it's reducing the need of physical mock-ups and expensive training facility, which is also the same as the previous. Also, we can make mission planning and visualization. So mission planning. Do you remember the DART mission? The one that it diverted the asteroid that it was close to Earth? That the mission planning, it was run through simulations, actually, and visualization, and the math and physics and everything, it was run through that. So you have 3D representation of spacecraft or celestial body and mission trajectory. You can do also enhanced communications between engineers, scientists, and astronauts through immersive visualization. You can also have remote collaboration and operation through virtual control room for operating rovers on Mars or on the Moon, and also on distant planets, like I said, or celestial bodies. Also, we have real-time immersive collaboration, like I said. So next one, please. Sorry, I'm trying to run a little bit because there is no time left, and I want to go through the quantum technologies. So here, unleashing the power of quantum computing in business. Next one, please. So, who remember these pictures? It doesn't mean you are old to go through that, but they are the pictures how we started computation. Next one, please. And this is also the way how the computing was happening. Next one, please. Generation of computers, first to fifth. First, second, third generation. And you have the fourth generation. Actually, I remember the fourth generations. I worked on that one. Then you have the fifth generation. Is there something you want to add? Wait a minute. You will, wait. No, can I have the next one?
Actually, I tricked you. There is another picture. Can I see the next? So that's me. I have my Apple computer. And do you see that thing over there that looks like microwave? Do you know what is it? It's the first portable computer, quantum computing, 2 qubits. That's SpinQ, NMR-based. Nuclear magnetic resonance. It's with embedded courses, touch screen, and it's real 2 qubits NMR. It's not simulation. It goes up to 8 qubit simulation. So I have it in my office. We run it. We drag the qubit. We make our own algorithms. And it's one of its kind. Some people, they say it doesn't do anything. Actually, it do a lot. It does a lot. You know what it does? Looking at the technology that we thought it will never happen in reality in front of you. Which some people, they call me, can you open and take pictures for me how it works? Because actually they don't even believe it. When I say state of the art, some people they say, how you say state of the art? It's NMR computer, it's nothing. You know how much it is an R&D to do this, okay? And to make it a quantum computing commercialized that everyone can have it, even though it's some people they afford it, some others they cannot. It's the same thing for the laptop of our Mac today. But there is one thing. This piece, it has a lot of softwares. It runs of different softwares on quantum algorithms. And also, it is one thing. My son, he's 14 years old. He never liked what mom tell him to do. He never. He's a teenager. Actually, when he saw that, he heard, oh, mom, it's impossible. We have quantum computing? I said, yes. But it's not the quantum computing that's going to crack your codes, Adam. Okay? It's not the quantum computing that is going to make you, whatever you have in mind that you can do. But it's a quantum computing. I just did not say anything. He comes to the office always with us. And actually, he asked to open the computer for him. He sat half day alone. I did not come next to him. And actually, it's very, very useful because you have the embedded courses that it goes for the beginners with 6 years old that you can teach, okay, up to very advanced for universities. And there's one thing it can give. If it's not really the one that everyone wishes to have, actually it gives the inspiration. It gives the push to people to know that quantum computing is a reality, is going to come. And it's reminding us, like the previous one that we saw in 19-something with the previous computer and how it's going to be. And this is something I say to students, actually, look further. Don't compete. This is what I've done. I went to space law. When I went to space law, all the other lawyers were laughing at me. They told me, you're crazy, you're going to be settling issues between aliens and human. I said, no, then we have satellites and we have entrepreneurship is going to be more and more feasible. And actually, I want to stand out. I'm not going for, let's say, competing and for how much I'm going to, and calculating how much I'm going to make per month. I want to go for something is excellency and differentiation. Differentiate yourself from the others. This is how you stand out. So this is one of the things that it is very, very important. When you are the first into a field, you will be standing out, you will be unique, and you will have the competitive advantage that you are looking for. Like businesses, it's the same thing. When you are in the career field, what you want to stand out. You want to sell yourself in a way, what is your capabilities, how you stand out. And this is one of the most important things in what can I do different. So in the market of whatever I am in this field, I'm not one of the thousands. I am one of the 20th. I am one. There's one lady, I forgot her name. My God, she's done Science Almanar. I forgot her name.
I forgot her name. I will give the name if I remember. She's known, she's Tunisian, she's young. She's making her PhD right now in Spain. She's known internationally. She's young. She doesn't have a lot of experience, but she's known internationally. She's in quantum technologies. She's one of the best I met. Everyone is talking about her, and she will have a very, very, very a bright future, because actually when everyone was not talking about quantum, she was studying quantum. She chose quantum. So here it's something that I give it from the heart. It's kind of empowerment to understand that you have possibilities, just choose wisely, and you have, let's say, before we say the sky is the limit. Today, our rovers are on Mars. We're going, and NASA is sending the first woman on the moon soon with Artemis program. So actually, what I say all the time, to Mars and beyond. This is the future of humanity, is Mars. UAE, is projecting their settlement on Mars in 2170 something. Can you imagine the strategic foresight? How a country and a nation is looking forward. So actually, when I say to Mars and beyond, I'm not crazy. I know probably I'm not going to be here. My son will be there, probably his kids will be there, but I know very well that I'm paving the way for those generations to move forward. And this is one thing of the small that I do, the small little sand piece or sand, let's say, grain de sable, that I add into the community, is to open up the eyes and say there is a way, there is a spirit, there is a lot of possibilities. Just don't look here. And I don't want to say think out of the box, because there is no box anymore. When I say before the sky is the limit, today there is no limit. We are already on other planets through our rovers, through our crafts, and we put our foot on the moon long time ago, and we're going to go back. So don't look here, look beyond. So this is one of the things that I wanted to say. Next slide, please, and I will make it quick. 10 minutes, okay. So the word quantum, it appears like something that it's coming from sci-fi. When I started publicizing quantum technologies, it was around 2018, 2019. I was ridiculed. I was laughed at that time from people who did physics. They told me, actually, it will never be the revolution, the second quantum revolution that people, they see it's coming. Today is there. Actually, I laughed so much because I wasn't coming from the technology arena, and I entered into the space and satellite technologies and everything. Then I see the patterns. I see what is the technology is going to change the future, and how it will create chaos, how it can create chaos if it's not regulated. Quantum technology is one of them. So the best way is to look further. But when everyone saw how countries put so much billions into investing in quantum research, R&D, research and development, at that time, I was laughing at them. And we are the first company, which is Vernwell Management Consultancies, in the GCC, in the Middle East and North Africa, is given advisory in relation to quantum technologies in that area. So here I say again, is differentiating factor. It's not only just to be there and do things, is to how to stand out and how to foresee the future and not follow the hype, but to stay grounded in order to see what's the hype and what is reality. So, and when we look at today, quantum technologies, such as quantum computers, are a product of the second quantum revolution, or quantum 2.0. So we had, since 1950, quantum phenomena, or quantum physics, was used into creation of lasers, semiconductors, technologies that led to current computer technologies. We used that since 1950s. But today, it's been harnessed, is how to harness that spooky action at a distance
in order to make it feasible and make it a technology that it is utilized. Innovation. Then can I have the next slide, please? So we're going to see quickly how quantum computing can solve complex problems, and the security and cryptography implication for business, the quantum computing role in revolutionizing R&D, and quantum computing potential impact on space and pharmaceutical sectors. It's very important. I will be quick because I want to ask you a question after all this. I have some participants, you were here since the beginning, and we're going to go for an exercise to tell me what can we do with the combination of 4 technologies in order to optimize some activities within the space and pharmaceutical, because I've been citing those 2 in purpose since the beginning in order to do that. I will be very quick to go to the first one. How can we solve complex business problems? And I have some data to give you. So can I have the first? But before I spoke about quantum technologies, it's very important to understand that including, it's not only quantum computing that we are using. We have the quantum communications. And are you aware that China since 2016 is beaming quantum communications through 2 satellites and ground stations and some cables? And it went further. So it's very important to know, because actually a quantum-based communication is more difficult to hack, and it's the future. But still, they needed to optimize or to harness the technology behind in order to reduce the noise and all the problems that it comes with quantum phenomena. So then we have the quantum computing, we have the quantum sensing. So the quantum sensing has been used before, but we have new generations today. Now, quantum computing, quantum sensing, quantum communication are game changers across industries, and such as health industry, energy, material, new material. Do you know that quantum computing, we use a simulation in order to make new materials? Do you know how much is going to cost us in R&D for the research and development for the computer chips? This can be happening in simulation in no time. And this is the way how we're going to move forward. Then when we talk about the insurance industry, also with quantum, you remember we talked about the AI, what we can do with the insurance companies, how we can track and calculate the risks and everything. Can you imagine using the quantum technologies in order to make those optimization with the calculation, instead of using all our, even the most powerful supercomputer today? It can be happening in fraction of seconds with the powerful quantum computing. But remember, we do not have yet that powerful quantum computing that everyone is waiting for. Why? Because it is a problem of the quantum physics itself to optimize and to make the qubits stable and stackable, and that it is very powerful. But it's going to happen. And the most important part on this, how is going to say it's going to happen, and I'm not preaching to you out of my foresight or whatever, futurist. No, I see regulations, I see money. And remember, I say, follow the money. When you see the money, you see what's going to happen later on. When you see a country is putting so much investments and funding and technology for an R&D, you know very well it's the future, and they're betting on it because it's a part of their national interest. It's a part of their national security. And we saw Biden administration last year, it had its first policies with the quantum, and is saying that you have a timeline in order to move to post-quantum cryptographies, because our adversaries are working on powerful quantum computing, which will crack all our existing cryptography. So you need to move to post-quantum cryptographies. And today, NIST, the National Institute of Technology and Standards in the United States, they had their post-quantum algorithms, and the funny part is what it is, one after the other is being
like it's been proven that it's not, even it was cracked through ordinary computers. And this is one of the challenges also. So if you are in love with innovation and you are good at what you do in relation to all these kind of activities, you have a room, because actually the research and development right now is looking for capabilities. One of the most important part in the quantum field right now is the lack of human capacity, and the countries are trying their best in order to have it. Actually, we are the first in UAE to offer to the national and to the residents over there opportunities to learn how to work on quantum computing and to make all those related activities and understanding the physics behind, in order to build the capability as a social responsibility from our company into there. And that's what I want to do in Tunis also, because actually I feel that I have a responsibility in my country in order to help the youth here. So, and I've been mentoring a lot of women in Tunis, that online or outside of the country, in order to help them find their ways into male-dominated sectors, including the space industry and also tech-related industries. So if I go to the next, I know I need to wrap up. So, quantum computing for business, to solve complex problem. We know very well, actually you are already in IT, that normal computer or conventional computer works with bits, the quantum computing with qubits. The difference between the two computers, it's the layering technology. One is based on the quantum computing is based on the quantum physics or quantum phenomena. And actually it's totally different. And once it's optimized, it's harnessed, it will be, actually it's not, it will be, the computational power of the quantum computing, it's even incomparable, is much, much faster than the normal computer. And it makes different computational problems that the normal computer, or even the supercomputer or the most powerful supercomputer cannot do it. So I will go to the next one, please. So what we can do with the quantum computing, and actually you are working on an optimization, and also the gentleman who was there, he said that he did some. And what we can do with it, advanced optimization and simulation capabilities, and this is what I said before. AI, for example, machine learning, you can optimize and you can work on machine learning through quantum computing, and it is totally like another game. And you have D-Wave, for example, is offering possibilities, and you have other companies but lesser qubits and different way of doing things. And of course, when you go and search the net, you can find the way how you want to learn, because there are some open sources also. Then we have quantum machine learning for data-driven insights, and this is very, very important for you if you are working on machine learning and data scientists. Accelerating research and development process, and supply chain and logistic optimization. Actually, big companies, they have their own quantum computing they are working on. And if you go and make Google, actually some of Volkswagen is working on its supply chain, and so on, is working on this, and you can just Google it and you will see the research about it. Can you go to the next, please? So, wow. Quantum computing technologies, why quantum computing is important to business. What quantum computing can do? For example, here we will see the key vertical that quantum computing will impact most. But before, when we talk about power efficiency or energy, it is power efficiency, it's more powerful than modern computing through the use of quantum tunneling, okay? And this one is from, you have the source that you can visit, you can take a picture, and you can have it with you so you can come back to it when you need.
So it is also used for processing power. It's efficient in solving highly complicated problems in complex computing paradigm. And it is also good for robust intelligence. It speeds up learning process of AI. It reduces thousands of years of learning in seconds. So when we talk about multivariables, efficiently solving equations involving multiple variables requiring lengthy simulations. Lengthy simulation. I start being tired and hungry. So then it is, when we talk about compute supremacy, it allows for surpassing of any all limits that traditional computing has set. So cryptography, most online security currently depends on difficulty factoring large numbers into primes. So when you have a very powerful computer, that can be cracked. Then when we talk about financial modeling, randomness inherent to quantum computing is congruent to the stochastic nature of financial market. And this can help in the financial market. Then we talk about weather prediction. It's very important for our activities, whether it is related to climate change monitoring or issues related to aerospace industry and so on. Then, or also problems related to all what is related to catastrophe that it is caused by environmental issues. Then we have particle physics, which uses easy to model complex particle physics problem and easy implement complex numerical solution efficiency. Transportation is the same thing, and the case of Volkswagen, you can check it. Can I go to the next one? I will try to wrap up. So, do you want to see about the post-quantum cryptography, or I move on? So post-quantum cryptography and secure communication, this is one of the things that the application for business that we can do. It is also quantum-resistant encryption techniques it can offer us, quantum key distribution for enhanced security, and it can protect sensitive data from quantum threats. Next one. I will skip this, yeah. So, you can take a picture of this and look at it at your ease. This one is from McKinsey, if you are interested. So this one gives us the quantum computing input with the percentage that it will add to the sector itself from 2025 to 2030, and the degree, if it's significant, disruptive, incremental, and it gives the primary value pools. And like that, you can see the use of quantum technologies in the different sectors and how it will impact it. And if you are interested in working in this field, you can see which sector you can target. Because actually, you need to know the sector. You need to know the economic of the sector in order to understand it. Can I go to the next one, please? So, I will skip this one. You can take a picture of this also. So this one is given which optimization algorithms and the models, what it can do for each sector or each vertical. And this one is from Deloitte. Can we go to the next, please? Okay. So quantum computing potential on space. It leveraged quantum encryption for secure satellite communications. It developed new quantum communication methods for better data transmission. It also
can be used. Those are examples. All the examples that I give, they're non-exhaustive. So for spacecraft design and optimization, it can be utilized, or we use quantum algorithms to optimize spacecraft trajectories and fuel consumption. Very important. And it can solve complex engineering problems in material science and propulsion system. It's one of the most important parts, this one, okay? And also space weather forecasting. Do you know that we have problems with solar flares with the space environment outside of our beloved Earth? So quantum computing can predict. Actually, we have more and more issues with the solar flares. And when it hits, we sometimes lose our satellites. So it also employs quantum computing to analyze vast data set for more accurate space weather prediction. Then I think there is the pharmaceutical. I jump? Okay, I jump the pharmaceutical. I just want to listen to someone. If someone can tell me with the combination of 4 for the space industry, what can we achieve? I'm going to give, yes. Yes. You've been here from the beginning. What can we propose? Combining the 4 different technologies to find solution in the space industry that we went through, or pharmaceutical if you want. For the pharmaceutical issue, I think all problems tackled in bioinformatics could be treated with these technologies, such as pattern recognition, for example, Exactly. which needs a lot of calculations. So with quantum computing, certainly it will be much, much easier to do it. What else? For the space, well, I have the head on Earth. Huh? What else? Anyone have proposition? Anyone? Anyone, so we can wrap up? There is work done with the Boeing platform. The project is called the Einstein project. It's analyzing all data from outside Earth, analyzing signals in order to see yes or no if there is any extraterrestrial life. Exactly. Actually, with the simulation, okay, XR, with distributed ledger technologies, blockchain as an application of these technologies, with quantum computing, and with artificial intelligence, we can simulate what we know about the existing planets and input all the data, for example, that we have collected about the research about these planets in order to make a modeling that can predict the life of the planet, extraterrestrial life, and all the others. And this needs to have a very powerful quantum computing in order to arrive to that point. And actually, that's the future. The future is to build, like I said, to terraform different planets while we send our robots and we are here and we are working through interface. So this is one of the most important things. One of the other technologies that it can change the way how we are doing space or we are active in space is the on-orbit servicing. With optimization, we can even make 3D printing, and this is very, let's say, futuristic. We can make 3D printing using the existing space junk in order to make a new circular economy around our orbit. And this is the future way how we can see it. And actually, I'm not
crazy to think this way. There are researchers about this, and there are ways further. And actually, one more thing I will finish with. Vernwell is a combined name of two different visionaries, and they are Jules Verne, which is all of us who is Jules Verne, and we call him the prophet of the sci-fi, or okay, and the other one is H.G. Wells, which is the time machine. And why that? Because in most of the writings of Wells, he wrote about the way how technology is used for our doom. And actually there is lessons always about the ethical use of technologies. And this is another aspect about all what I talked. All are risks, all considered to be a risk to us if they are mismanaged or if they are misused. Tomorrow, if you have quantum computing, very powerful one, in the hand of what I call a rogue actor, whoever is from, a terrorist, organization. Can you imagine how we will be under the mercy of that whatever, and how it will be a problem for all of us, our humanity? With one tick fraction of second, they can take over what we call the nuclear grids. Can you imagine? So all these are very important to look at the ethical aspect of the use of technology in order to move forward and not blow this pale blue dot into ashes, and we continue existing. There is also another example with Amazon, who deposited a patent about special depots, and the organization of the The space industry is very, very booming. Thank you so much, everyone, and hopefully, if you have any questions outside, I'm there. Thank you. Merci beaucoup, Madame Melek, pour cette formation très intéressante, très enrichissante. نحب نشكر كل الحضور على حضوركم الساعة معنا. دونك كما قلت لكم أنا البارح l'objectif de l'association c'est de لم الشمل. دونك نحب نعاود نرجع نلموا شملنا احنا les diplômés de l'ISG ونرجعوا ندخلوا en relation avec les étudiants de l'ISG باش نهزوهم ونطلعوهم معنا باش نرجعوا فيهم الامل فات اللي هما ساعات ترى ما عادش عندهم امل في بلادنا، ما عادش عندهم امل في الفورماسيون اللي عندهم، ما عادش عندهم، نرجعوا لهم هكا الامل يشوفوا ديجا. احنا كيف نجيبوا دي زيكزامبل نتاع دي انسيان دو لي اس جي، شوف كيفاش ولاو سا لور دون envie justement de continuer déjà. وشوف يقول لك أسر لي اس جي شنو طلع. اوكي دونك لي اس جي راهي طلعت برشا عباد كي اون تي تري معناتها عندهم ان امباكت كبير برشا على تونس وبرا من تونس. Donc voilà, je remercie énormément les étudiants d'être présents ici dans la formation, donc au cours de ces deux journées. Et ils ont assisté aux 3 formations. Je les remercie énormément. يعطيكم الصحة. Merci pour l'intérêt اللي واحد وهذا يخليني نزيد نؤمن باللي ولادنا حتى كان معناتها لي زيتيدون الكلهم اللي يدخلوا بروميير اني الناس الكل كيف ولكن لادي ان دو لي اس جي يتغرس فيكم. Ok, donc merci pour les étudiants, merci pour l'assistance. Donc je rappelle que اليوم العشية nous avons un symposium
Si Tawfiq Jlassi est déjà là, donc je vais saluer Ali. Donc nous avons un symposium, donc يبدأ مع مدي ساعتين. Donc باش تكون فما une série de conférences déjà قلت لكم عليهم un panel ومن بعد une cérémonie d'honoration, de clôture et d'honoration. Donc à plus tard, Inch'Allah. Okay. Je vous remercie, Madame Kauthar. Donc, juste avant de quitter, we just have 3 questions from the participant in the platform to Mrs. Loeb. So the first one is, which is a combination of 2 questions. It says, what do you think about AI and law restrictions? Should we be afraid of ChatGPT-4? First question. I will answer that first. So you can see me. Actually, I spoke about ChatGPT earlier and the way how it is. Actually, the problem, the technology is there. It's misused and it's used for the benefits of others. There's a problem with the regulations. It's on the internet, it's a Wild West in a way or another. So for me, in my opinion, it's related to the responsibility of the owner or the provider of the service to make a certain of moderation of the information and the use and the abuse of ChatGPT. However, I spoke about the creativity and all related to if AI will undermine the creativity of people. This is the human factor in the situation. And actually, I believe that creative people will continue to be creative while using ChatGPT. The other point is how our future generation will cope with it. And it's our social responsibility to make it, to ignite the creativity through educational institution and through the parents and the community there. But I come back to the regulation. Now it is not regulated as we wish to be, but it will happen. It will happen because actually it's new and countries are competing in order to have the competitive edge and to serve their national interest. But later on, all of them, they will start making it. Today we see that cyber criminals, they are making some softwares that they are used for ransomware. Or emails or whatever. It's like the tools that they are used to simulate attacks. They are using it through ChatGPT. The problem is how can we catch those and how can we get these people under the law to submit to the regulation. Actually, we don't have regulation, and this one goes to the responsibility of the company itself. Okay, second question, which first of all says thank you very much, and it says, what is the first step we need to take to empower girls to seek the success they wish for? To empower, first of all, empower them. Give them a voice. Give them self-confidence. Give them l'espoir. Give them something to look further. I know the situation in Tunisia is not easy, and I suppose that it's a Tunisian person. It's not easy. Well, you have a lot of a brain drain is going out of the country, and maybe they are looking for a better life, and probably they are finding there. And always we say, I'm not the proper person who's going to say stay in your country because I left long time ago. And I'm being honest, but you know what? Look for your future. Do not be stuck in where you are in order to, as I said, you're not a tree that you cannot move. You can move, you can do things, but look further and look for your future. There is one other thing. Surround yourself with supportive women. Get into mentorship programs. Get into trainings in order to work on your skills. And it's one of the most important things. And one last thing,
self-confidence, perseverance, and self-empowerment. Don't look for the empowerment from others. You get it from yourself within. Work on that. Work on your self-confidence. Because like I said, I've never seen more powerful women than Tunisian women in my life. And I've been with all nationalities. We are the most powerful who, when you are putting for us a closed door, we knock the door and we pass through. Thank you. Okay, just last one right before we leave, because they've been waiting since the beginning. So last one, it says, it involves again ChatGPT. How do you think that ChatGPT will affect education? I will encourage using ChatGPT for education. And actually, just quickly here, because he's the educator, the professor, and he worked so much with In one word, ChatGPT is a chance for education for both sides. For educator to move to another way of designing their teaching methodology and how they're gonna challenge the critical thinking. Because the market of tomorrow will need experts who work with ChatGPT, who know how to use it in the positive way. If we don't prepare our students to that, with creativity. Many are saying it's killing creativity. I would say no, it's transforming it, it's shifting it, it's metamorphose of it. So use it and use it and use it, but please keep in mind, ethics is everything. Thank you. Bravo, يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة مدام ملاك. دونك أنا j'enchaîne donc le remerciement نتاعي. Je remercie tous ceux qui assistent à distance. Nous avons sur la plateforme une centaine ولا أكثر شوي de personnes qui assistent à distance.
test. Allô? Ah. Allô? 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 Test, test. هذا أقوى من هذا.
Voilà, très bien. Ok, we can.
تيست 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 تيست. هكذا قال بس. كلمنا زميلك قال تيجي نجيب غادي هو غادي لا نستناو في البيسي. فوالا. Très bien. Bien sûr. Il va me le dire. مرحبا بكم encore une fois مرحبا بكم في السymposium donc اللي هو la dernière partie du Congrès des anciens de l'ISG de Tunis. Donc ce symposium là va être donc العشوية بتاعنا بتاع نهار السبت va être suivi par une cérémonie dans laquelle nous allons honorer nos anciens. Le symposium, donc, c'est une suite de 4 conférences. La première conférence va être présentée par notre cher invité, Narhabi, si Tawfiq Jlassi, Barakallahu Fik, c'est Tawfiq d'être avec nous. Donc, comme Narhab Zed, si Madame Leila Belkhiriya, Marhaba bik Madame Leila, Narhab Madame Zainab Mamlouk, si معز الجوتي مرحبا بك. عندنا اون ليني معنا سي معز لميم دونك نجموا بعديك تحطوا لنا تصويرته وخلينا نراوه. نرحب سي ناصر عزيز سي محمد الامام بالطبيعه. نرحب بكم الكل يعطيكم الصحه ومرحبا بكم دونك في السيمبوزيوم هذا. السيمبوزيوم قلت فيه 4 conférences. La première conférence c'est la conférence de Tawfiq Jlassi. Il va nous parler de l'utilisation des plateformes, de l'éthique de l'utilisation des plateformes. Par la suite, ça va être suivi par la conférence de Simouaz Limaïm qui va nous parler de la recherche de la responsabilité sociétale des universités américaines. Et بعتلي باش سي نبيل قاضي باش عمل une petite conférence على l'accréditation et l'impact de la responsabilité sociétale à l'accréditation. Et nous allons terminer la suite des conférences avec mémoire, la conférence qui va parler de la recherche responsable. Et je sais très bien ce que je dis. La recherche responsable, on a marre de la recherche. اللي قاعدين نعملوا فيها ونحطوا فيها في القجورات. les articles اللي عنده 30 اللي عنده 40 اللي عنده 50 اللي عنده 100 articles حتى article مصلح الحاجة. Donc la recherche responsable. المرة الجاية اللي يتكلم يقول أنا chercheur يقول شو عمل بالريشيرش نتاعو مش قداش عنده من article. Donc cette suite de conférences va être suivi par un panel. وفي البانيل باش نحكيو على حاجة qui est en vogue برشا توا البرة وإن شاء الله تتوجد في تونس سي محس. donc اللي هي environment, social and governance. Donc c'est la tendance après la RSU. البرة ماش حكيو responsabilité sociétale universitaire c'est ça.
Les ressources, d'accord, donc c'est plus grand. Ok, ce panel va être présidé par Si Ahmed Karam, il n'est pas encore là. Où les membres du panel vont être Si Mouaz El Joudi, Si Adel Ben Youssef, Si Mohamed Limem et ma chère amie Leïla Bakhiri. Donc je passe la parole à Si Salah. Si Salah, vous allez présider la session, mais bon. Alors, merci, Shukran. Très rapidement, parce que nous avons quand même besoin de faire de. Alors, nous sommes fiers, reconnaissants et heureux. Heureux parce que nous aimons cet Tawfiq, fiers parce que nous sommes fiers qu'un ancien de l'ISG soit parvenu aux positions et occuper les fonctions qu'il a occupées, et reconnaissant parce qu'il a trouvé le temps d'être avec nous. Donc, c'est Tawfiq, merci beaucoup. C'est Tawfiq est un ancien de l'ISG, un informaticien. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, il a été ministre de l'enseignement supérieur, mais il a été aussi enseignant et directeur des études de recherche à l'INSEAD à Fontainebleau. Et il a été aussi le fondateur de l'école euro-arabe ou euro-méditerranéenne à Grenade en Espagne. Et il est, je l'ai rencontré à Nagoya, il était aussi avec le pont et chaussée, l'école de gestion de pont et chaussée. Il a essayé aussi de lancer l'enseignement de la gestion. Les Japonais ont une conception différente de l'enseignement de la gestion. Et nous sommes aujourd'hui fiers qu'il soit à l'UNESCO. Parce que l'UNESCO, c'est la culture. Et la culture, ce n'est pas, encore une fois, comme j'ai dit l'autre jour, ce n'est pas la cerise qu'on met sur le gâteau, ce n'est pas le glaçage du gâteau, ce n'est pas le dessert du repas, c'est le terreau, c'est la semence, c'est la fleur et le fruit de l'éducation. Et ceci est d'autant plus important qu'avec l'ordinateur et l'intelligence artificielle, il reste de moins en moins à l'homme à faire. Et quelles sont les choses que les ordinateurs ne peuvent faire? L'émotionnel, le social et le culturel. Donc c'est un film. Merci encore une fois. J'aurais voulu. Alors, il nous va parler d'un problème qui est très important, qui est l'impact social des plateformes de l'Internet. Vous vous rappelez tous le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Les temps modernes, il pose le problème de la division du travail. Aujourd'hui, avec la révolution de l'information, nous avons une autre, et l'aliénation que pose avec le boosting de la productivité que la technologie, la robotique. Et aujourd'hui, nous avons un autre problème. Nous avons l'information technologique. Dieu sait combien elle a boosté, mais elle pose aussi un problème majeur. Fake news. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui prétend encore, grâce à l'informatique, que la Terre est plate. Ça donne accès à des charlatans. Mais nous avons aussi un problème psychologique qui est l'aliénation. Il y a l'aliénation par l'éducation du travail et l'aliénation par la division de l'attention, par l'information overdose. Et l'absence, comme dans la comptabilité, il y a les principes généralement acceptés de l'information pour réguler et fiabiliser l'information. Malheureusement, pour les médias, nous n'avons pas encore de telles normes. Et pour les sites web, les informations qui circulent sur l'ordinateur, nous n'avons pas encore une déontologie et des normes généralement acceptées de reportage et d'information. Donc, encore une fois, fièrement, je vous donne... Merci beaucoup, Si Salah. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très fier d'être parmi vous aujourd'hui en tant qu'ancien diplômé de l'ISG. Je peux même dire la meilleure chose qui a pu m'arriver dans mon parcours d'études, c'est d'être admis à l'ISG. Ça a façonné le reste de mon parcours, justement. J'ai eu le bac en juin 1976. Et alors que la famille voulait que je fasse médecine, j'étais orienté ISG, informatique de gestion. Toute la famille m'a dit, tu fais une préinscription en France pour l'année d'après et tu fais médecine en France. J'ai dit, bon, entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester à la maison, je vais faire l'ISG quand même. Et de fil en aiguille, j'ai découvert l'informatique de gestion, alors qu'on m'a dit, mais on n'a même pas d'ordinateur en Tunisie en 76. Quel avenir cette formation aura-t-elle? Et donc, la première année s'est bien passée, et j'ai dit, je continue. Et de fil en aiguille, j'ai fini l'ISG, une bourse pour aller à Paris-Dauphine, faire l'amiage, la maîtrise d'informatique appliquée à la gestion.
J'étais avec Walid Gargouri, les deux Tunisiens admis en DEA 105, informatique des organisations à Paris-Dauphine. J'ai eu la chance de terminer ma jour de promotion du DEA, ce qui m'a donné une bourse française pour aller à New York University faire un PhD. Donc mon parcours est une série d'accidents heureux, si j'ose dire, et j'ai jamais fait médecine. Voilà. Donc l'ISG m'a fait découvrir une très belle filière qui est l'un des fleurons de l'ISG aujourd'hui, la filière informatique. Madame Kauthar m'a dit qu'on diplôme à peu près 500 personnes, je crois, par an en informatique à l'ISG. L'informatique de gestion dont les entreprises ont besoin. Donc voilà. Donc voilà, et petit à petit, donc j'ai rencontré ici Salah Hanashi lorsqu'il terminait Columbia University et je commençais New York University. Mais aussi, je suis très reconnaissant à nos directeurs. Donc j'ai fait mes études Place de la Monnaie, là où il y avait l'ancienne banque centrale. Notre directeur à l'époque, c'était Abdeltif Khamakhem. Après, c'était Youssouf Alouane. Évidemment, j'ai suivi l'ISG, c'est Mahmoud Triki et d'autres. C'est Ali Fri, était mon professeur de comptabilité. C'est avec grand plaisir que je le retrouve aujourd'hui. Donc, je disais tout à l'heure, l'ISG est une seconde famille. Je crois pour nous tous, si ce n'est pas pour une grande majorité d'entre nous. C'est un peu comme Hotel California. You can check out, but you can never leave. On peut être diplômé de l'ISG, mais on ne quitte jamais l'ISG. Voilà, merci pour cette opportunité. J'ai eu l'occasion d'interagir et de participer à mon dernier événement avec l'Association des anciens. Et je remercie Madame Kauthar Nouira qui a injecté beaucoup de dynamisme, Madame Kauthar, et beaucoup de leadership dans l'association. En 2014, j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. À l'époque, je crois que c'est Selma qui était le président de l'association, je crois. Mais j'étais invité à un événement à l'hôtel Africa, auquel j'ai participé avec beaucoup de joie. Et voilà, maintenant l'occasion se présente pour être parmi vous. Alors, j'ai une présentation dont l'équipe technique, je crois, a peut-être un petit problème avec le PC. Mais c'est ça, Al-Hadashi a très bien introduit le sujet. Je veux parler, dans le cadre de cette responsabilité sociétale des entreprises, quelle est la responsabilité sociétale des sociétés technologiques mondiales en ce qui concerne les plateformes numériques. Si vous regardez les statistiques, et à l'UNESCO on a fait des études récentes, les statistiques donnent froid au dos. Je vais vous donner quelques statistiques. Évidemment, l'Internet, les plateformes, c'est extra. On a l'information en temps réel, c'est très interactif, c'est multimédia, c'est mondial, tout ça c'est bien. Mais les méfaits de ces plateformes, justement, le discours de haine, les fake news, la désinformation, l'harcèlement en ligne, etc., etc. L'harcèlement en ligne, on a des statistiques sur les journalistes. 73% des journalistes femmes subissent un harcèlement en ligne continu. 73%. Alors lorsque je cite ça, c'est des statistiques UNESCO de l'année dernière. Lorsque je cite ça, la réaction des fois, elles n'ont qu'à ne pas lire ces messages de haine, etc. Je dis, ok, mais attendez la suite des statistiques. 20% d'entre elles finissent par être attaquées physiquement. Qu'est-ce qu'elles font là? C'est pas question de, elles se connectent ou elles ne se connectent pas. Elles lisent les messages ou elles ne lisent pas. Donc 73% des journalistes femmes subissent un harcèlement en ligne, dont 20% finissent par être attaqués physiquement. Autre statistique de la Suède. Une journaliste femme sur 5 en Suède quitte sa profession parce qu'elle n'en peut plus à cause de l'harcèlement en ligne. Une journaliste femme sur 5 est obligée de quitter sa profession à cause de l'harcèlement en ligne. On parle de la Suède. Donc, je peux vous donner des statistiques sur l'harcèlement des artistes, des scientifiques des scientifiques, surtout pendant la période de la Covid, ceux qui prêchaient pour la vaccination, ceux qui prêchaient, etc. Et ceux qui ont été attaqués justement à cause des informations et des conseils qu'ils donnaient. L'harcèlement en ligne des artistes, des éducateurs. Donc, en bref, ce qu'on voit, les méfaits de l'Internet, on voit justement... Oups, le clicker n'a pas l'air de marcher.
Donc, oups. Voilà, donc ça c'est le bon côté. Oups. Voilà. Donc vous voyez très bien, je peux vous donner des statistiques sur le nombre de suicides et de génocides suite à des informations véhiculées sur les plateformes numériques. Je parle de génocide, ce qui s'est passé au Myanmar contre les Rohingyas. On a des preuves que Facebook a joué un grand rôle dans ces massacres. Donc vous voyez très bien l'image de droite. Oui, l'Internet et les plateformes numériques sont un amplificateur d'informations. Mais il y a des fois un pistolet dans cette amplification. Il y a un mal public. Et donc la question c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas cité les élections qui ont été truquées ou influencées à cause des plateformes. Ça a commencé avec Donald Trump. Cambridge Analytica, le scandale de Cambridge Analytica. Des dizaines de millions de comptes Facebook de personnes indécis qui ont subi des campagnes pour les influencer et voter pour Donald Trump. Et Facebook qui a donné accès à plus de 80 millions de comptes Facebook. Et je peux vous citer d'autres statistiques, d'autres campagnes, etc., où il y a eu une influence, ou du moins on met en question l'intégrité d'un processus à travers les plateformes. C'est un risque pour la démocratie, c'est un risque pour les droits de l'homme. Si on ne peut pas s'exprimer et on est harcelé pour la parole qu'on porte, ça, on ne respecte pas la liberté d'expression. Et ça, c'est la mission de l'UNESCO. L'UNESCO, qui a aujourd'hui 77 ans d'existence, sa mission lors de sa fondation après la Deuxième Guerre mondiale, c'est de construire la paix dans les esprits des hommes et des femmes. Ce qui se passe en ligne n'aide pas à construire la paix. Au contraire, ça pousse vers la violence, ça divise les sociétés, ça falsifie des résultats d'élections, etc., etc. Et si vous regardez, une dernière statistique que je vous donne, le Brésil, pays de plus de 200 millions d'habitants. La première source d'information pour 78% des Brésiliens, c'est WhatsApp. Première source d'information pour 78% des Brésiliens, c'est WhatsApp. Quelle information trouve-t-on sur WhatsApp? Est-ce que c'est une information de qualité, vérifiée, ou est-ce que c'est du fake news et autres? Donc, la question, c'est de dire, soit on dit, bon, soit, c'est comme ça. Ces plateformes que vous connaissez, que vous utilisez, elles ont le bon côté, elles ont le mauvais côté. Ben, c'est un fait. Ou alors de dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et l'UNESCO, il y a un an, a décidé de faire quelque chose. Et je vais me focaliser un petit peu là-dessus. Alors, pourquoi l'UNESCO? J'ai déjà parlé du mandat de l'UNESCO, mais aussi, voilà. J'ai parlé de la mission qui implique aussi la promotion des idées, de la promotion, promote free flow of ideas by word and image. Ça, c'était initialement. Ce qui était par les mots et par la parole et par l'image, aujourd'hui c'est par les plateformes numériques et c'est par le digital. Donc c'est tout à fait dans le mandat constitutionnel, et deuxièmement, le but évidemment c'est d'aider à l'émergence, à la consolidation de sociétés inclusives et justes. Et c'est ce qui se passe, ce que je disais tout à l'heure, ne va pas dans le bon sens. Donc il y a un an, j'ai fait le tour de ces plateformes aux États-Unis, j'ai rencontré les responsables, soit le PDG, soit l'un des vice-présidents, et je leur ai dit, il y a un problème, parce qu'au cœur de votre modèle économique, c'est la désinformation. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens aiment, partagent, etc. C'est le base. Qu'est-ce qui attire l'attention? C'est le base. Sans vérifier la source, sans prendre le temps de voir, est-ce une information vérifiée ou pas? Et donc, les consommateurs deviennent eux-mêmes des relais de désinformation. Parce qu'il n'y a pas dans le système scolaire ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information à l'ère du digital. Media and Information Literacy.
comme une compétence nécessaire aujourd'hui, puisque les jeunes passent entre 2-3 heures par jour à surfer sur ces plateformes. Ils passent plus de temps sur les plateformes qu'en faisant des homeworks. Ils écoutent plus les plateformes qu'écouter leurs professeurs. Et c'est ça le danger sociétal. D'où la responsabilité sociétale. Côté offre, l'offre, ce sont les plateformes. Elles ont la main sur les réseaux, sur les plateformes. Elles savent ce qu'elles mettent, ce qu'elles ne mettent pas. Mais elles ne modèrent pas le contenu. Si elles voient un contenu haineux, elles ne doivent pas le mettre. Donc, au fait, pourquoi? Parce que j'ai dit c'est au corps du modèle économique. Le plus d'attention de base je crée, le plus de clics. Le plus de clics, le plus de publicité. Et le plus de publicité, c'est le plus de recettes et le plus de profit. Donc vous voyez très bien que c'est au cœur du modèle économique de ces plateformes. Et donc, lors de ces réunions que j'ai eues il y a un an, je leur ai dit, mais vous devriez faire quelque chose, respecter les régulations qui existent. Ils m'ont dit, mais écoutez, il y a 194 systèmes de régulation à travers le monde qui mentionnent les plateformes numériques. Nous, les plateformes, nous sommes mondiaux. Technology is borderless, is global. Mais les régulations sont nationales. Donc il y a un problème. On essaie de réguler des plateformes mondialisées avec des systèmes de régulation nationaux. Et ils m'ont dit, on ne peut pas respecter 194 systèmes nationaux de régulation. Et je leur ai dit, supposez que l'UNESCO est prête de mettre en place des principes universels de régulation des plateformes numériques d'une façon multi-acteur, multi-stakeholder. Est-ce que vous serez prêt à jouer le jeu? Vous impliquez avec nous et contribuer avec les gouvernements, avec les régulateurs, avec le monde académique, avec le monde, avec la société civile. Tous ensemble, on se met autour de la table, on se met d'accord sur ces principes universels de régulation des plateformes numériques pour que l'information soit un bien public et non pas l'information qui soit un mal public ou bien un risque public. Oups. Voilà. Alors, la crédibilité de l'UNESCO, c'est qu'on a fait ça dans le passé. On l'a fait dans le domaine de l'audiovisuel des années 90. On a fait au début de l'Internet les indicateurs de l'UNESCO sur l'universalité de l'Internet. Et plus récemment, lors de la conférence mondiale sur la liberté de la presse 2021, il y a eu la déclaration de l'UNESCO de traiter l'information comme un bien public partagé. Et donc, on a dit, on va prendre tout ce travail qu'on a fait, les building blocks, pour nous guider dans ce processus inclusif, multi-acteur. Voilà. Mais ce qu'on va faire, tout ce travail sera basé sur les standards internationaux des droits de l'homme, y compris respecter la liberté d'expression. Il ne s'agit pas de réguler dans le sens censure, non. On veut réguler pour éviter tous les méfaits de ces plateformes que j'ai citées en introduction, tout en garantissant la liberté d'expression en ligne. Free speech online. Ça, c'est it's not up for negotiation. Et donc, on va impliquer le who's who. Comme j'ai dit, l'UNESCO a 193 pays membres, donc pratiquement le monde entier. Deuxièmement, tous les acteurs, y compris les législateurs, les sociétés privées, les sociétés tech, parce qu'il ne s'agit pas de faire une déclaration de l'UNESCO sur le sujet. Sinon, ça reste habr ala waraq. Qui va mettre en œuvre ces principes? Ce sont les sociétés technologiques qui opèrent les plateformes. D'où la nécessité de dire que ça ne sera pas un processus intergouvernemental, ça sera un processus multi-acteurs. Et là, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux à qui j'ai parlé de ça ont répondu présent. Donc, en août dernier, on a lancé le processus de consultation régionale, de consultation thématique sur le développement des principes universels de régulation des plateformes numériques. Et je vais vous en dire quelques mots. Voilà. Donc là, vous avez les 10 thèmes majeurs sur lesquels on travaille, les 10 chapitres de ces principes universels de régulation des plateformes numériques. Vous voyez l'un d'entre eux, je l'ai cité brièvement, tout ce qui touche à l'intégrité des processus électoraux, que justement les plateformes s'engagent de ne pas diffuser des informations qui peuvent influencer the outcome of an election process. Mais il y a beaucoup plus que ça. La transparence.
Vous voyez, en haut, il y a le Transparency Requirement. Ça veut dire quoi la transparence? Un régulateur doit avoir accès au black box, à la boîte noire actuellement, chez les opérateurs des plateformes, pour savoir justement comment elles modèrent le contenu. Parce que là aussi, c'est un gros problème. C'est bon, merci. Aujourd'hui, il y a une opacité totale concernant les algorithmes intelligents qui modèrent le contenu en ligne. On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont biaisés ou pas? On pense qu'ils sont biaisés. Qui fait la modération? En général, c'est dans des pays de l'Asie pour le reste du monde, parce que la main-d'œuvre là-bas est beaucoup moins chère. Moi, ça me rappelle un peu le problème qu'on a eu, c'est ça, vous parlez tout à l'heure des textiles. Les années 70, lorsque les grandes sociétés textiles américaines ont outsourced, ont externalisé vers le Bangladesh, délocalisation, Bangladesh, Inde d'ailleurs, la fabrication des blue jeans Levi's et autres. Et là, lorsqu'on dit à Levi Strauss, mais ceux qui fabriquent les blue jeans, c'est du child labor, c'est des gamins payés des peanuts, des sweatshops, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, qui fait la modération du contenu sur les plateformes? On est dans le même cas, c'est la même métaphore. Les sociétés américaines technologiques délocalisent dans des pays de l'Asie, notamment de l'Asie du Sud-Est, la modération du contenu en ligne. Modération du contenu en ligne. Ça veut dire, est-ce qu'on affiche tel contenu? On n'affiche pas. Si on l'affiche, est-ce le premier écran de résultat ou c'est le 30e écran? Et la question, évidemment, quelle est la sensibilité culturelle, linguistique de ces gens dans telle région du monde par rapport au reste du monde? Comme j'ai dit, les plateformes sont mondiales. Et il n'y a pas une région qui peut avoir cette sensibilité culturelle, linguistique et autres par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, donc je reviendrai peut-être en détail. Je vais vous montrer les principes sur lesquels on travaille. Oups. Voilà. Là, je vous en montre les 5 principes majeurs. Donc, 1, ces plateformes numériques doivent respecter les standards internationaux des droits de l'homme, y compris la liberté d'expression, pas de censure. Deuxièmement, la transparency. Le régulateur peut auditer les algorithmes utilisés par les sociétés technologiques pour savoir comment cette modération de contenu se passe. Est-ce que ces algorithmes sont biaisés ou pas? Est-ce qu'on traite de la même façon le contenu ou pas? Comme j'ai dit, lorsqu'il y a une élection, il y a des candidats, on va favoriser un candidat par rapport à d'autres. Voici un problème. Troisièmement, empowering users. Les utilisateurs doivent avoir une voix pour reporter eux-mêmes certains méfaits, parce qu'on ne peut pas contrôler, même s'il y a un régulateur, il ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Mais si, if we empower users, l'utilisateur devient lui-même un peu le gendarme ou peut alimenter en information ce qui se passe dans la réalité, accountability des plateformes et finalement de due diligence. Donc voici un peu sur quoi on travaille. On a fait une conférence qui est une consultation mondiale il y a 3 semaines de cela, en février. Nous avons eu 4300 participants à cette conférence au siège de l'UNESCO sur ce sujet-là. On était agréablement surpris par le nombre de participants. On s'attendait peut-être à 1000, 1500, on a eu 4300. Et lorsque je dis ça, c'est des divers acteurs que j'ai cités. Les pays membres, les régulateurs, le monde académique, la société civile, le monde du journalisme et des médias. Donc on a eu les sociétés technologiques évidemment, y compris TikTok. Ce n'est pas uniquement les plateformes américaines, y compris TikTok, la plateforme chinoise. Donc aujourd'hui, nous avons le 3e draft de ces principes de régulation. Donc voilà, ça c'est la conférence qu'on a eue. Il a eu des prix Nobel qui étaient là, Maria Ressa, qui a fait un témoignage impressionnant. Le deuxième monsieur, le monsieur dans le premier panel, Philippe Neto, c'est un blogueur sur Internet. Il a 44 millions de suiveurs, followers. 44 millions de followers, Philippe Neto. Donc évidemment, rien que lui, 4 fois la population tunisienne, 4 fois la Tunisie.
Donc, on a eu des personnalités, justement, qui ont donné leur témoignage par rapport à ce qui se passe en ligne et comment on peut avancer. On a eu une blogueuse française. Elle a traité l'inégalité des genres sur les plateformes numériques. Elle disait, même l'été, je dois porter un pull-over très ample pour cacher ma féminité, parce que je suis tout le temps attaquée en tant que femme et non pas en tant que journaliste. Est-ce qu'un journaliste homme est attaqué de la même façon? Eh bien non. Elle dit, je dois cacher mon identité, ma féminité, pour ne pas recevoir des menaces et des messages de haine en ligne. Alors, bon, j'ai parlé de tout ça. Donc, voici le processus. J'ai parlé de la conférence du 21 au 23 février dernier. Nous sommes actuellement en préparation du draft 3, troisième version de ces principes. Nous allons les finaliser pendant les mois à venir et on va les publier en septembre prochain en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ce sera la contribution de l'UNESCO au nouveau pacte numérique mondial, le Global Digital Compact, qui est actuellement en préparation. Global Digital Compact, le nouveau pacte mondial du numérique que les Nations unies sont en train de préparer. Quelle nouvelle gouvernance du digital à l'échelle mondiale? Évidemment, lorsqu'on parle de gouvernance digitale mondiale, les plateformes numériques ont une place privilégiée en tant qu'un moyen de communication, d'échange, d'interactivité majeur, non seulement parmi les natifs du digital, mais parmi des sociétés entières. Oups, voilà. Et nous comptons créer ce qu'on appelle le Global Community of Practice. On va créer un network of regulatory networks. Donc, il y a, par exemple, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, le réseau des régulateurs de chaque continent, de chaque région. Nous allons créer à l'UNESCO le réseau des réseaux régionaux des régulateurs pour justement partager l'expérience, l'information, mais aussi pour savoir comment on peut contextualiser ces principes universels de régulation des plateformes à chaque région du monde. Parce que ce n'est pas one size fits all, il y a des sensibilités linguistiques, culturelles et autres qu'il faut prendre en compte. Voilà ce que j'ai voulu juste, c'est un travail en cours, donc plutôt que parler de ce qu'on a fait il y a 2 ans, l'UNESCO était pionnière en faisant voter par 193 pays la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. On a fait ça il y a 2 ans, parce que l'intelligence artificielle, c'est très bien, on en parle, ChatGPT et autres, mais quelle est l'éthique, quelle est l'utilisation responsable, quelle déontologie il faut vraiment garder en tête lorsqu'on conçoit, on développe, on met en place un système intelligent. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait il y a 2 ans, qui est en ligne d'ailleurs, vous pouvez la consulter, la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et ce que je viens de vous présenter, c'est un travail en cours, c'est une nouvelle brique contribution de l'UNESCO sur ces principes universels de régulation des plateformes numériques. Voilà. Et tout ça dans un seul but. On veut créer un Internet de confiance, un Internet for Trust, et non pas un Internet qui devient une arme pour les uns et pour les autres, pour attaquer, pour violenter, pour etc., ce qu'on est en train de voir. Merci beaucoup pour l'opportunité, c'est ça. Voilà, nous avons donc établi une norme très haute pour nos futures éditions. Nous avons vraiment commencé par une conférence magistrale à portée globale, à portée nationale, à portée culturelle, éthique, etc. Donc je résiste à la tentation de poser des questions moi-même pour vous donner la parole. Si Nabil, on passe à Walid. S'il vous plaît, 30 secondes à la télévision. Très bien. Merci beaucoup, Taoufir, c'est très impressionnant. J'avais une question et j'allais lier ça à ce qui se passe par intelligence artificielle, parce que la modération de contenu à 80% elle est faite par intelligence artificielle, et vous avez donné une partie de la réponse en parlant des règles d'éthique. Le problème aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, et ça, c'est qu'au niveau de l'implémentation de ces règles,
comment on va assurer que ces règles sont respectées, parce qu'il ne suffit pas que les stakeholders signent et acceptent, il faudrait qu'on pense à des organismes tout à l'heure qui vont faire de la vérification, de l'audit. C'est un petit peu la même chose qui s'est passé à un certain moment avec la sécurité Internet et la sécurité des transactions. Après, on a eu le KPI, après, on a eu des modérateurs, des fédérateurs. Il faut publier un contrat et le respecter, etc., etc. Donc, comment vous voyez de votre côté le fonctionnement global et le mécanisme global qui va assurer une implémentation de ces règles? C'est vraiment le premier point. Il faut déjà établir les règles. C'est comme quand on a un standard. Si on n'a pas un vérificateur derrière, eh ben, on sait comment ces entreprises travaillent d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de problèmes, même des problèmes légaux. Si un algorithme a pris une décision qui a censuré ou qui était au profit ou contre une personne, à qui se retourner derrière? On a vu des cas à l'international où la société se protège pour dire « it's a system error ». Merci. Merci beaucoup pour la pertinence et la... Merci pour la question. Alors, ce troisième point parle justement de la mise en œuvre, l'implémentation. Et lorsque je dis l'UNESCO n'a pas l'intention de devenir un régulateur, ce n'est pas dans notre mission, ce n'est pas notre rôle. La Commission européenne joue le rôle de régulateur par rapport aux 27 pays membres de l'Union européenne. Ce n'est pas notre cas. On compte sur les régulateurs dans chaque pays. On ne va pas se substituer à eux. Donc, notre contribution, c'est quoi? Voici, pour la première fois dans l'histoire, des principes universels de régulation des plateformes numériques acceptés par les sociétés technologiques qui opèrent les plateformes. Parce qu'avant, c'était un fossé. Les États et la société civile accusent les sociétés tech. Et les sociétés tech faisaient la sourde oreille. C'est pour cela que j'ai insisté sur l'approche multi-stakeholder, multi-acteurs, et non pas une approche intergouvernementale. Donc, ce qui est nouveau là, tous les acteurs concernés sont autour de la table. Tous ces acteurs acceptent ces principes universels. Et donc, se sont engagés à contribuer à leur mise en œuvre par les régulateurs nationaux. Et c'est pour cela qu'on crée ce réseau de régulateurs, pour qu'on reste dans la boucle lors de l'implémentation. Oui, tout à fait. Une sorte de workaround pour l'information. Comme pour le Conference of the Parties pour l'environnement. Donc, l'information va devoir encore, comme l'OMS de la santé, comme l'OSC pour la... IFRS pour la comptabilité. Comme la comptabilité, Generally Accepted Accounting Principles. C'est ça. C'est ça. Merci. C'est pas grave, c'est pas grave. تحت شارج دقيقة. سي توفيق أنا عندي سؤال فورسايت. Donc, technologiquement, on est en train de faire la transition entre Web 2.0 jusqu'au Web 3.0. Le Web 3.0 اللي هو يستعمل على البلوكشين، الأونرشيب بتاع n'importe quelle plateforme future اللي هي بريزون فيتور يسموهم دابس distributed application, distributed DAO, distributed autonomous organization. كي تبدا البلاتفورم اللي هو البلاتفورم هذوما اللي موجودين كلهم باش يمشيو للويب 3.0 والاونرشيب بتاع البلاتفورم ما عادش للشركه ولات لليوتيليزاتور. كومون اون فا ريغلي سا؟ انت تو قلت مالتيبل اكتر معناها مع الشركات. من بعد شويه البلاتفورم اوند الانترنت نيو ايتريشن اوف ذا انترنت ويل بي اوند باي ذا يوزرز. Tu peux pas تجيب العالم الكل تحطه. هذه البارت الاولى. البارتي الثانيه نحن توا في الويب 2.0 مثلا واحد كي يسب واحد على الفيسبوك يسوغا موديري والبوست ما يتعداش صحيح. في الميتافيرس ديجا انا حكيت عليه كي واحد فما سينكرونيزاسيون ريل تايم مع رياليتي والفيرتوال. كي واحد يسب واحد في الميتافيرس tu peux pas modérer ça ou bloquer ça خاطر هو يعني كان فما اكسيون افتر ذا فاكتس يعني بعد كيما في العالم الواقعي معناها كي واحد يسب واحد خلاص اتس فاكت نتعداو البوست فاكت تجي الشرطه ويكتب التقرير. في العالم الافتراضي وفي الفيوتشر اوف بلاتفورم الموديريشن هذه نصور ما تخدمش خاطر ما فماش اي كنترول والاكشن ما فماش موديراسيون خاطر اتس لينك تو ذا ريال وورلد. Merci pour la question. Est-ce que je peux répondre, c'est ça là? Alors, ce qu'on a constaté, aujourd'hui, il y a deux systèmes sur ce sujet-là en place. Un,
c'est la régulation par les États. Ça a prouvé inefficace, sinon on n'aurait pas eu tous ces problèmes. L'autre, ce qu'on appelle l'autorégulation, self-regulation, par les sociétés tech. Ça a prouvé inefficace également. Donc nous, ce qu'on promeut, c'est la co-régulation entre le secteur public et le secteur privé. Secteur privé, les sociétés tech qui opèrent les plateformes. Secteur public, ce sont les régulateurs nationaux. Donc nous, on ne veut pas le laisser faire parce que ça n'a pas donné de résultat. On ne veut pas non plus la régulation très forte au point d'arriver à la censure. On veut une approche de co-régulation. Donc, qui va surveiller tout ça, etc. Ce sont les régulateurs nationaux. Chaque pays a son système de régulation. Que ce soit une haute instance indépendante élue par le Parlement ou bien désignée. Au Maroc, c'est la HACA. En Mauritanie, c'est la HAPA. Donc, elle existe, ces instances. On ne va pas réinventer la roue. C'est à eux, c'est à ces instances, à elles de jouer le jeu. Maintenant, vous me dites, à l'avenir, la question c'est dans quel time frame? Est-ce dans 5 ans, est-ce dans 10 ans, est-ce dans 20 ans, 30 ans? Le système. Parce que lorsque vous me dites, ce sont les utilisateurs qui auront la main, regardez ici de quoi on parle. On parle de Media and Information Literacy, l'éducation aux médias et l'information à l'ère du digital. Et donc nous, on veut préparer justement les consommateurs et les utilisateurs. S'ils auront la main demain, tant mieux. Ils seront avertis et préparés. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Aujourd'hui, ils utilisent ces plateformes, mais sans avoir reçu la moindre formation. Pourquoi on prépare ça? On n'enseigne pas ça dans les écoles, comme on avait enseigné les langues étrangères et l'informatique. Aujourd'hui, si les plateformes jouent un rôle important et occupent plusieurs heures par jour dans la vie d'un jeune, il faut les préparer, les éduquer à une bonne utilisation efficiente de ces plateformes. On ne le fait pas. Et donc, tout notre programme, on a développé du contenu, Promoting Media and Information Literacy, l'éducation aux médias et à l'information à l'ère du numérique. C'est dans ce but-là. Mais le scénario que vous dessinez, évidemment, nous, ce n'est pas one size fits all for all times. On serait amené à revoir, à réviser, à mettre à jour. Je suis Nahla Ben Amour, professeur à l'ISG, informatique, et je dirige le laboratoire de la RODEC, justement, qui travaille beaucoup sur les problématiques d'intelligence artificielle. Il y a un aspect, justement, qui est très important, c'est pourquoi l'IA n'est pas juste, pourquoi on arrive à générer une IA qui n'est pas fair, qui n'est pas juste. Donc ça, il faut justement revenir un peu à l'origine du problème, parce que là, on est en train de résoudre un problème, mais c'est bien aussi de revenir à l'origine du problème, qui est effectivement l'algorithmique derrière l'intelligence artificielle, qui reproduit un peu ce qui se passe dans le monde réel. S'il y a est sexiste, s'il y a raciste, c'est parce qu'on l'est quelque part. Des exemples très pertinents, par exemple, à des images de personnes noires de couleur, une IA répondrait toujours que c'est des singes, alors parce que la base de données a été conçue comme ça, ils n'ont montré que des personnes de couleur blanche. Donc, et ça, on le voit même en analysant le dialecte tunisien, par exemple, qui est très agressif. Si on si on développe des chatbots avec du dialecte tunisien, c'est des chatbots qui vont insulter, qui vont être vraiment très sexistes, et ça, on l'a essayé et on l'a vu. Donc, une des pistes aussi à revoir, c'est le développement des algorithmes. Il y a plusieurs consignes. Par exemple, pour combattre le sexisme, il faut inclure plus de femmes dans les équipes de développement. Oui. Il y a un côté algorithmique là où on traite le problème des unbalanced datasets, c'est-à-dire il faut équilibrer les ensembles d'apprentissage, même si on a un ensemble d'apprentissage qui lui développe un caractère plus que d'autres, il faut équilibrer, et ça c'est algorithmique. Donc on va dire une grande partie de la solution se passe dans l'université. Donc c'était un peu le sens de mon intervention. Il n'y a pas que l'après, il y a aussi un traitement en amont, algorithmique, universitaire, à part le DIT et tout ça. Il ne faut pas penser que c'est juste un traitement après. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Un petit commentaire. 1. Il ne faut pas traiter l'eau polluée de la rivière. Il faut aller vers l'usine à côté qui est en train de polluer. Tout à fait. Donc je suis tout à fait en phase avec vous. Il faut aller aux racines du problème. Les racines, ce sont
les algorithmes des sociétés technologiques qui opèrent les plateformes numériques. Donc là-dessus, je suis d'accord. Et sur le côté biaisé des algorithmes, je viens du SMSI, le sommet mondial sur la société de l'information qui vient de se tenir cette semaine à Genève. Et lors d'une des sessions, un grand expert en IA a parlé justement de ce côté biaisé. Il a demandé justement à un algorithme intelligent, de décrire un dilemme décisionnel rencontré par un homme dans une entreprise. La réponse était John, directeur général de l'entreprise, a fait face à tel dilemme. Après, il a dit maintenant pour une femme qui travaille dans l'entreprise. L'algorithme a répondu Suzanne, assistante au secrétariat, etc. L'homme, il est directeur général, la femme, elle est assistante. Voici un côté biaisé de traitement, même question, même situation, etc. Donc vous avez absolument raison. Et c'est pour cela que là on dit il faut qu'on puisse auditer, que cette boîte noire doit s'ouvrir, devienne transparente pour justement dénicher ce genre de biais et de le corriger. C'est au cœur de la recommandation d'UNESCO de 2021 sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Encore des questions? Voilà, mais c'est très bien. Ben voilà, encore une fois, nous sommes très heureux du niveau que vous avez établi. Alors si, Tofir, l'ISG était le premier, après la Banque mondiale à Washington, à organiser un séminaire international sur la privatisation en 1986. Pourquoi privatiser? Et en 1987, comment privatiser? Nous voulons aussi être les premiers à suivre votre conférence que vous avez organisée récemment et organiser une conférence sur le sujet que vous avez mentionné tout à l'heure. Ça sera avec grand plaisir. Moi, ce que je vous ai présenté, j'essaie de répondre à 3 questions. Why, what and how. Exactement. Et vous voyez tous les slides. Why, pourquoi l'UNESCO fait ça? What, de quoi s'agit-il? How, comment le mettre en œuvre et l'implémenter? Nous l'avons exactement fait en privatisation. 86, why privatize? Et en 87, nous avons dit how. Nous n'avons pas oublié le what. Nous ajouterons le what. Voilà. Et nous sommes donc très contents. Merci encore une fois, 1000 fois. Maintenant, nous allons écouter Zainab. Alors, Zainab, c'est recherche responsable. N'est-ce pas? Pardon. Ah, Moaz. Oui, Moaz. Oui. Ah, Moaz, oui, bien sûr. Alors, Moaz, encore une fois, il est président de l'Université de Floride du Nord. C'est aussi un étudiant de l'ISG, un informaticien qui est allé faire ses études aux États-Unis, qui a commencé à l'Arkansas pour être Moaz. Alors, aux États-Unis, les anciens est une composante principale de la gouvernance de l'université. Alors, au point où les affaires concernant les anciens et les amis, mais surtout les anciens de Alumni Association, il a toujours un poste de vice-président de l'université, pas un chef de département, pas un conseiller, pas un chef de service. Le responsable des relations de l'université avec ses anciens, c'est un vice-chancellor, vice-président. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une puissance d'accès au centre de décision, c'est une puissance de mobilisation de moyens. Il y a des anciens d'université qui donnent des dotations à leur université de 50 millions de dollars. Le budget. J'entends mal. تسمعوني؟ تسمعوني ولا؟ ما نسمعكم. لا ما نسمعكمش. لا malheureusement ما نسمعش.
Allô? C'est bon. Hein? Oui. Donc, et Moaz, l'essentiel c'est Moaz maintenant. Est-ce que vous avez accès à Moaz maintenant? Laisse-moi faire la Moaz. Vous entendez? Non, il n'entend pas. Il entend, mais on n'entend pas. Vous entendez maintenant? OK? Plateforme technologique, un problème technologique. تسمعوني انتم؟ واحد يهز يده كان تسمعوني. توفيق هز يدك كان تسمعني. Comment? Oui. عسلامة سي معز. احنا مش قاعدين نسمعوا فيك مليح، قاعدين يصلحوا في البروبليم، يا ان بروبليم تكنيك او نيفو دو لا ريجي قاعدين يصلحوا فيه يا ونبداو. ما تسمعناش. اوكي. الو تسمعوني ولا؟ نو تسمعوني؟ الو نو سي معز تسمعنا؟ وي توا نسمع. تري بيان، احنا ما نسمعوكش. ما تسمعونيش؟ نو الميكرو نتاعك مسكر سي معز، حلو. لا ماهوش مسكر. نو مش مسكر. داكور. لا مش مسكر. شوف بالكاسك. لا مش مسكر. لا مش مسكر. ماهوش مسكر. اسمعكم. Allô? Je vais essayer de me reconnecter, d'accord? سي معز. Oui, allô? Ça va, تسمعوني؟ سي معز. وي تسمعوني ولا؟ اي صوتك تسمعوني؟ نسمعوك كما خافت برشا الصوت. Je vais essayer. استنى شوية نشوف l'écouteur, d'accord? Est-ce que ça va mieux, toi? Allô? Ça va, تسمعوني توا؟ هاي بي. يا نيكو. أنا ما عادش نسمعكم. Allô? Allô? Oui? وي سي معز نسمعوا فيك احنا توا. أنا ما نسمعش. أي توا تسمع سي معز؟ وي نسمع بالكدا. أنتم تسمعوني بالكدا؟ احنا نسمعوك بالكدا. أي إكسلون. اوكي مرحبا بك سي معز. دونك سي صالح تفضل. سي صالح يكمل يقدمك سي معز ونبداو في الكونفرنس. تفضل. مرحبا بك سي معز. أهلا وسهلا. Again, welcome back to Tunisia, even though virtually, while waiting for you to be with us here physically. So we are very proud to have you with us today, with Si Tawfiq Zlassi, with Si Nabil, Malek, et beaucoup d'anciens d'ISG, Zainab. Si Moaz est un ancien d'ISG, informaticien,
Il a été aux États-Unis pour finir ses études. Il a été au Arkansas, chef de département d'informatique, ensuite doyen, je crois, de l'école. Et now, il est président. Il a été d'abord vice-président de la Floride du Sud, l'Université de la Floride du Sud, et il est monté vers le nord pour devenir président de la Floride du Nord. Alors, le sujet de notre conférence, c'est comment intégrer d'une manière plus stratégique les anciens de l'ISG dans la gouvernance de l'ISG. Et nous avons toujours pensé que l'exemple de la relation des anciens des universités américaines avec leur université d'origine pourrait contenir beaucoup de leçons pour nous. Donc, en tant qu'université, en tant que président de l'Université de la Floride du Nord, comment vous gérez votre relation avec les anciens? Est-ce que vous gérez l'ensemble des anciens de l'université? Est-ce qu'il y a des organismes, des anciens par département, par école? Et comment il y a la relation entre les anciens de l'université et les écoles? À quoi servent les anciens? Est-ce que c'est pour le soutien physique, pour le soutien politique, pour la gouvernance, pour l'écoute sur la relation formation-emploi? Do you prefer to speak in English or in French? كيما تحبوا. بالفرنساوية c'est mieux. Donc فرنساوية c'est D'accord. تشوفوا vous voyez le PowerPoint? Yes. Role of higher and beyond education beyond the campus gates. D'accord, on commence? Oui, voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Si Salah. C'est vraiment un honneur d'être invité, de retrouver mes amis de longue date. C'est un honneur aussi de passer juste après mon frère et mon ami Tawfiq Jlassi, un ami de très longue date. Je remercie l'Association des anciens de l'ISG, surtout Madame Kauthar, elle est vraiment incroyable. ربي يعطيوها تسويق على خاطر Madame Kauthar. Elle n'accepte jamais un non comme réponse. Donc, merci. Tous mes professeurs, vous savez, si Salah nous présente l'un après l'autre, mais c'est notre professeur, c'est notre mentor et vraiment, il a eu un grand impact علينا الكل. Exactement, Kima Tawfiq, je suis le produit de l'ISG. Après l'ISG, j'ai eu une bourse pour aller faire mon MBA et PhD à l'université de Minnesota. Puis après, j'étais à l'université Laval au Québec. Et de Québec, je suis passé à Hong Kong. Puis Hong Kong, on a passé quelques années. Puis après en Suisse, à HEC Lausanne. Et après le retour aux États-Unis, au Sam Walton College of Business, et après University of South Florida. Et maintenant, je suis depuis le mois d'août, je suis président de l'Université de North Florida. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'aurais bien aimé être avec vous, mais Inch'Allah, bientôt, la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rôle des universités, mais au-delà de leur campus. Il fut un temps... Oui. Il fut un temps où, comme des éducateurs, comme des universitaires, nos priorités, bien sûr, toujours l'enseignement et la recherche, et surtout, bien sûr, le succès de nos étudiants. Ça, c'est toujours vrai. Mais maintenant, au XXIe siècle, l'université se voit obligée de plus en plus d'agir et de jouer un rôle fondamental pour avoir un impact sur la société. Donc, je vais parler un peu aujourd'hui des rôles des universités sur leur société et au-delà de leur campus. Comment ça se fait généralement? Je vais prendre des exemples de mes universités, mais aussi de quelques autres exemples, et puis me fera plaisir de répondre à vos questions. Et bien sûr, je vais poser des questions tout au long de ma présentation, et la bonne réponse aura une récompense de UNESCO. Tawfiq Jlassi ne le sait pas encore, mais il a commis $1 million
pour les bonnes réponses de son budget personnel. C'est ça, Tawfiq, hein? Oui, excellent. Donc, le rôle des universités sur leur société se fait tout d'abord avec les étudiants, et vous allez voir quelques exemples réels comment les étudiants eux-mêmes agissent au-delà de la salle de cours. Se fait aussi en jouant un rôle dans la planification régionale, l'impact régional et national, le développement régional et national, mais aussi le développement économique de la région et du pays, et aussi tout en jouant ou être une ressource pour les arts, la culture et autre chose pour la société, pour la communauté. Donc, on va prendre des exemples de l'Amérique du Nord. Il y a une question qui va nécessiter le prix d'$1 million. Donc, à l'université de North Florida, on a une unité, une division qui s'occupe uniquement, c'est leur rôle, de permettre aux étudiants, faciliter aux étudiants d'appliquer ce qu'ils apprennent dans les salles de cours dans la société. Donc, ils travaillent avec les organisations à but non lucratif, avec des agences gouvernementales et paragouvernementales pour aider et pour permettre à la société, à la communauté régionale ou nationale pour s'améliorer. Juste pour vous donner un exemple. Donc, j'ai demandé à mon équipe, pour préparer cette présentation, de me donner les statistiques. Et on a regardé de 2018 à 2022, donc 4 ans. Et ce que j'ai demandé, c'est combien d'heures nos étudiants à University of North Florida, combien d'heures ils ont mis à travailler dans la société. Donc la société, la communauté. Donc à travailler avec les homeless, les sans-abri, avec les pauvres, avec des agences gouvernementales, paragouvernementales. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la société civile. Donc la question que je vous pose, de 2018 à 2022, combien d'heures les étudiants de North Florida, vous pensez, ont mis à travailler en dehors, dans des projets, en dehors de l'université, à aider la société civile? C'est ça la question. $1 million de l'UNESCO. Le chèque va être signé par Tawfiq Jlassi. Est-ce qu'on peut je vais avoir 3 réponses. Et la réponse, correcte, aura le $1 million. ما نجمش نشوف توا دونك سي صالح كانت نجم تعطي الميكرو ل 3 personnes. First in, first serve. حد ما يحب $1 مليون. Mouaz, on peut demander à ChatGPT la réponse. Hein? Est-ce qu'on peut demander à ChatGPT de donner la réponse? On ne peut pas penser à ChatGPT parce que j'ai un système qu'on a développé ici qui va détecter le plagiarisme de ChatGPT. Et là, ça fausse aussi le $1 million. Faut donner une réponse personnelle. 3 réponses, ça y est. Tawfiq, je pense qu'$1 million n'est pas assez. Je vais doubler ça. Non, il faudrait qu'on demande aux étudiants de l'ISG qui sont là. Ce sont des étudiants très brillants. Je suis sûr qu'ils ont la réponse. Ah, mais c'est, je me trafouche. Peut-être. Il y a une pénalité. Zainab Aziz, qu'on voit à l'écran, elle veut peut-être répondre. Ben, allez-y. ابدأ مشروعك أونلاين مع جودادي. سجل الدومين المثالي لعملك، أنشئ موقع ويب أو باع عبر الإنترنت، احمي موقعك معنا، احصل على المساعدة والأدوات للنجاح أونلاين وعلى دعم فني من خبرائنا. اطلع على المزيد لدى godaddy.com. Allô? Allô? لا ما نسمعك. When you learn to code, you can build a career that fits your life, whatever that may be. Le nombre
nombre d'heures que les étudiants de University of North Florida ont passé à travailler pour aider la société civile, en dehors des salles de cours, en dehors des universités, de l'université. Donc, combien d'heures? Ils travaillent sur des projets pour améliorer la société civile. La question, c'est combien d'heures de 2018 à 2022? 4 ans. Est-ce que par jour, par semaine, par mois, par année? Pendant 4 ans. 4 ans. Pendant 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et quel est le nombre d'étudiants à l'université? On a 17 000. 17 000. 17 000. Donc une obligation de travail. Non, ce n'est pas une obligation, c'est optionnel. Un engagement volontaire. Oui, c'est optionnel. C'est pas obligatoire. C'est volontaire. C'est volontaire. Ah, je vais compter jusqu'à 3. On va laisser passer 2 millions de dollars. 1500. Hein? Par étudiant. Femme à 1000, femme à 1500. 1000, 1500. Oui. 35 000. 35 000. Je comprends 35 000. Si Walid Ali. يعطيك الصحة يا وليد, mais c'est faux. C'est faux, c'est faux. Donc, les étudiants de North Florida ont passé 2,16 millions d'heures de service à travailler dans des projets pour aider la société civile à s'améliorer. C'est l'équivalent de 246 années, avec un impact économique de presque 60 millions de dollars. Donc, vous voyez, ça devient une partie intégrante de la formation des étudiants et du rôle des Est-ce qu'il y a une obligation que le service rendu... Non, c'est complètement volontaire, Pardon. mais hautement recommandé. Oui. Je vous donne des exemples de quelques projets. Donc, on a un groupe d'étudiants encadrés par des professeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à tous les hôpitaux de la région pour collecter la nourriture non utilisée. Il faut faire attention. Des nourriture qui n'a même pas été servie. Parce que toujours, ils préparent la nourriture, ils n'arrivent pas à servir ou ils ne servent pas toute cette nourriture. Donc, nos étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à tous les hôpitaux, les nourritures non servies, ils les récupèrent, ils mettent un peu plus d'épices et l'organisent, comme vous voyez ici, dans des petits paquets. Et puis, ils servent ça à des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de payer leur nourriture. Donc, on vient de servir 1000 repas. Donc, vous voyez, juste pour ce projet-là, l'université, les étudiants, ils appliquent le supply chain, la nutrition, le service, la communication, le marketing. Tout ce qu'ils apprennent dans la salle des cours, voilà, ils l'appliquent. Un autre projet aussi où nos étudiants agissent pour améliorer la société civile, c'est ce qu'on appelle Florida Social Good. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec des organisations à but non lucratif, comme par exemple dans ce cas l'hôpital Mayo, qui est le meilleur hôpital aux États-Unis, pour appliquer des techniques de data science afin de trouver les besoins en santé de toute la région. Un autre projet, un autre exemple ici, on a des étudiants de l'école d'ingénierie, avec aussi des étudiants de l'école de physiothérapie, la thérapie physique, pour concevoir et fabriquer des voitures pour les enfants avec des difficultés de développement, soit physique, soit intellectuel.
assisté à l'offre de ces voitures à ces enfants et je vous assure, il n'y avait pas une personne qui n'avait pas les larmes aux yeux pendant cette cérémonie-là pour voir comment ces enfants-là réagissent en ayant une petite voiture qui leur permettra de bouger un peu puis de profiter un peu de la vie malgré leurs limites, soit physiques, soit intellectuelles. Et ce qu'on a trouvé, c'est cet engagement civique des étudiants, comme vous voyez, aide beaucoup à la réussite des étudiants. Donc, pour les étudiants qui participent dans ces projets-là, la rétention et la réussite, et puis ils terminent en 4 ans, est de 80%. Alors que les étudiants qui ne participent pas à ces projets-là, la réussite est uniquement de 67%. Aussi, sur un autre volet, moi j'adore ce concept, c'est le concept de WWW, et c'est pas le World Wide Web, c'est le win-win-win. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a toute une équipe qui travaille pour l'engagement avec la société civile et on utilise beaucoup, ça a été mentionné par Salah, les anciens de l'University of North Florida, pour trouver, donc on va à ces compagnies-là et on dit, est-ce que vous avez un projet pour lequel vous n'avez pas l'expertise ou vous n'avez pas le temps. Et pour ces projets-là, nos étudiants travaillent avec des professeurs et des experts de la compagnie pour résoudre ces challenges, ces défis-là pour ces compagnies. Pourquoi c'est un WWW? Parce que c'est un grand win, c'est une grande réussite et un succès pour les étudiants, parce que ça leur permet de garnir leur CV. C'est un grand win aussi pour les compagnies, parce que en utilisant le talent des universitaires, des étudiants et des professeurs, ils arrivent à résoudre des problèmes ou aussi à capitaliser sur des opportunités. C'est un win pour nos professeurs aussi, parce qu'ils utilisent ça pour publier, pour, je pense Madame Kauthar l'a très bien dit, faire des publications pertinentes, impactful and relevant. Donc, on a aussi, chaque école a un comité, advisory committee. Ce sont des anciens et aussi des leaders et des exécutifs des compagnies pour aider à développer le curriculum et les cours, même les cours, et décider quelle technologie, les besoins du marché du travail. Aussi, lorsque j'étais à l'University of South Florida, ce qu'on a fait, c'est on a fait un partenariat avec Tampa Bay Partnership pour faire chaque année ce qu'on appelle le State of the Region, l'état économique de la région de Tampa Bay. Et qu'est-ce qu'on fait? On compare, en se basant sur des indicateurs économiques, la compétitivité de la région contre 19 autres régions des États-Unis. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, on compare le pourcentage de pauvreté. Tampa Bay, on le compare à la moyenne aux États-Unis pendant les dernières années. Comme vous voyez, on voit que le taux de pauvreté monte, descend, mais aussi, on va voir ici, on essaie de voir comment le taux de pauvreté dans la région de Tampa Bay se compare à autres régions. Donc, vous voyez ici, voilà Tampa Bay, et essayez de voir pendant les années. Donc, en bas, c'est pas bon, en haut, c'est mieux, et malheureusement, le taux de pauvreté dans Tampa Bay est assez bas. Donc, on s'arrête pas là, mais nos chercheurs font des recherches et développent des modèles pour voir comment on peut, quels sont les facteurs
qui vont nous permettre d'améliorer le taux de pauvreté. Ce qu'on a trouvé, c'est que le transport public améliore énormément et réduit le taux de pauvreté. Donc, on a fait une simulation. Si on ajoute 20 miles, à peu près 30 kilomètres par habitant, vous vous rappelez, le taux de Tampa Bay était en bas. Mais si on ajoute un peu de transport public, essayez de voir là, vous voyez Tampa Bay, voilà, je fais ça encore, et vous voyez comment en améliorant le transport public, pourquoi le transport public est important, parce que le coût de l'essence est tellement élevé ces jours-ci, avec aussi le taux les prix des voitures. Donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller travailler. Donc, améliorer le transport public fait ça. Et aussi, ce qu'on fait ici, par exemple, on fait des analyses journalières de Google Trends. Donc, qu'est-ce que les gens sont en train de faire de recherches sur Google concernant la région, et puis on essaye de voir ici des analyses, qu'est-ce que les gens disent sur ou les recherches qu'ils font sur Google. Aussi, on essaye de voir les emplois qui sont disponibles sur LinkedIn dans la région, en comparaison avec d'autres régions. Ici aussi les emplois sur la plateforme Indeed, la même chose aussi. La location sur la plateforme Airbnb. Mais aussi, comme je l'ai indiqué, l'université est tellement ouverte sur la société civile que chaque jour, il y a des spectacles, musique, art, culture, qui sont animés par nos étudiants de différentes écoles de l'université. Il y a aussi chaque semaine des lectures, des invités, des thought leaders qui vont débattre de quelques problèmes importants. Donc, il y a 2 semaines, on a eu le Premier ministre de l'Australie qui parlait de la Chine et sa relation avec l'Ouest et ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter ici pour répondre à vos questions, si on a des questions. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Oui? Allô? Oui, سي معز. سي معز تسمع فيا؟ تسمع فيا سي معز؟ لا. Malheureusement, ما نسمعش. Oui, نسمعك. تسمع فينا؟ voilà. سي معز سي كوثر نويرة معاك. Juste, j'ai voulu vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Nous sommes en train de diffuser en direct sur la plateforme Metaverse. Donc, le console قاعدة تعمل في الtransmission live streaming et en même temps la visioconférence. C'est pour cela que nous avons quelques échos, quelques petits problèmes de son. Inch'Allah تكون معناتها تعذر لنا اللي فات انه اول مره في تونس قاعده تصير الواحد معناتها ميم ليكسبيريونس اون لا با انكور. ما نسمعوكش سي معز. ما سمعتونيش بكل؟ اي تو ولا لا؟ احنا سمعنا لا كونفيرونس الكل سمعناه. ما حتى شيء من اللي قلته؟ لا سمعنا توت لا كونفيرونس توا بركه ما سمعتش الريبونس نتاعك. خوفني تو نحسب عندي نص ساعه وانا نحكي وحدي قلت شنو نحكي. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est Mohamed Limem, donc ancien directeur de l'ISG. بعد بوثينة. ميرسي عسلامة معز. لا ما نسمعش. معز. سي معز
الريجي تطلب منك قالت لك وقت اللي احنا نتكلموا انت سكر الميكرو، وقت اللي احنا نسكتوا انت حل الميكرو. سي معز تسمع فينا؟ سي معز تسمع فينا؟ سي معز الو وي تسمع فينا؟ بون اي نسمع فيك انت. تنجم تعاود الكيستيون؟ الريجي طالبه منك وقت اللي احنا الصاله نتكلموا سكر انت الميكرو باش ما يصيرش ايكو وتسمع، وقت اللي احنا نسكتوا انت حل الميكرو باش تحكي معنا. سامحنا سي معز. اوكي. Donc il faut mieux utiliser celui-là. Salut, Simoz. I have a question about the matchmaking between the student needs and the community needs. How do you make the linkage? Et alors, il faut que les deux soient en marche. Voilà, donc voilà, maintenant... il faut que les deux soient en marche. Allô? C'est bon. Okay. How is done the matchmaking between student training or project and the community? How do you detect the project? Oui, Aslema Mouaz, ravi de vous rencontrer en virtuel. Bouthaïna Ben Yarlen, donc ancienne ISG et professeur à l'IHEC. Aïchek Mouaz. En fait, je voulais dire, ce que vous venez de présenter, c'est un apprentissage pour les étudiants, pour la vie professionnelle. Donc, être volontaire à l'université, être actif dans les associations et la société civile au sein de l'université, c'est vrai que c'est du volontariat, mais en fait, c'est une nécessité, c'est des soft skills que les étudiants apprennent en dehors de l'apprentissage académique ordinaire, et c'est une façon d'être préparé pour le domaine professionnel. Et donc, du coup, heureusement, en Tunisie aussi, on a beaucoup d'institutions, beaucoup d'universités qui encouragent aujourd'hui le volontariat, mais le mettre en plus d'une activité qui a une certaine responsabilité sociétale envers l'environnement, ça devrait être un encouragement pour eux, pour tout ce qui est par après de la RSE dans leur entreprise. Et donc, du coup, je pense que c'est une culture qu'on essaie d'inculquer pour les étudiants et même, je dirais, pour des élèves à bas âge, pour les préparer par après, pour être beaucoup plus productifs dans leur société et dans la société en général. Merci, Mouaz. Par exemple, lorsque le temps pour les promotions d'un
Vous avez un département. Vous avez un département dédié à cette activité, si moi. Absolument. Voilà. Une vingtaine de personnes, c'est ce qu'ils font. Voilà. C'est ce qu'ils font. Et en plus, même les recherches maintenant, elles sont évaluées sur leur impact sur la société civile. Je sais qu'il y a une collègue qui va parler de l'accréditation. Maintenant, toutes les accreditation agencies exigent que les universités aient un impact sur leur société civile. Très bien, très bien. Est-ce que ça, vous avez constaté un impact sur l'image de l'université? Voilà, d'un coup. Immédiat et vraiment transformationnel. Et surtout, à cause de cette attaque-là, c'est ça là. Donc, j'étais le doyen à l'Université de South Florida et dans quelques années, on a pu collecter des donations philanthropiques de 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. Pour quelques années, on a pu collecter des personnes riches pour faciliter et encourager les étudiants à être bien intégrés dans la société. Très bien. Chacun sait sur moi. Juste par exemple, je vous ai parlé des deux projets, le projet des voitures. Ça a été mentionné par Wall Street, New York Times, CNN, sont tous venus au campus pour parler de ce projet-là. La même chose sur les repas préparés pour les personnes âgées. Donc l'impact est incroyable. Très bien, merci. Leïla. Leïla Belkhiria, merci Simoaz, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de l'UCHICA, donc Chambre syndicale des femmes chefs d'entreprise. Merci Simoaz pour cette excellente présentation et très intéressante parce que cette philosophie, elle nous manque en Tunisie. En Tunisie, les parents ou la famille envoient leurs enfants à l'université pour avoir un diplôme, pour travailler, pour gagner de l'argent et pour fonder une famille ou fonder un avenir. Donc ma question est comment, d'après vous, vous qui avez vécu dans les deux sociétés, peut-on intégrer cet esprit de bénévolat et de citoyenneté pour nos étudiants pour que le diplôme ne soit plus associé à un projet pécunier et rentable sur le plan financier? Une excellente question. Moi, je pense que ça doit commencer, cette implication de ce DNA. J'aime beaucoup ce que vous avez dit. C'est une philosophie à accueillir. Ça doit commencer de l'école primaire, vraiment de l'école primaire. Éduquer les enfants, c'est très important to give back, d'aider la société civile, d'aider la communauté, parce que lorsque tout le monde s'unit pour aider notre société civile, on monte ensemble sur tous les points de vue. Donc, et bien sûr aussi le rôle des parents. Je passe beaucoup de temps à parler aux parents des étudiants, à parler avec les leaders de la société civile pour s'assurer qu'ils comprennent le nouveau rôle de l'université et l'importance de ces projets-là pour les étudiants et pour aussi la société civile et pour le pays. Donc, il faut commencer depuis le jeune âge, il faut bien éduquer les parents aussi. Et aussi, j'insiste énormément sur l'infrastructure. Parce que si ce sont des initiatives individuelles par quelques étudiants, sans faire partie de l'institution fabric de l'infrastructure et de l'organisation de l'université, ça ne dure pas. C'est vraiment ça ne dure pas. Qui m'a parlé, c'est ça. Il faut capitaliser. Par cas, la chose, les anciens de l'ISG. Chacun est un leader dans un secteur bien déterminé. Il est quelqu'un d'espoir. Moi, je pense que l'ISG est bien positionné pour être un leader dans ce domaine-là.
Ok, merci beaucoup, M. Moaz. Encore une fois, nous sommes très fiers de vous avoir à l'université en Floride et aux États-Unis et de pouvoir leveraging your experience in your present situation to learn more. C'est différent d'un stage professionnel. C'est différent d'un stage pour un étudiant qui veut mieux apprendre ses métiers. C'est en quelque sorte un stage de citizenship, un stage d'intelligence émotionnelle et un stage d'intelligence sociale, de connaître l'environnement de la société, et un stage d'intelligence culturelle. Et aussi, ça peut donner lieu à des, windfall products, startups. On peut arriver à des idées dans l'exercice de cette responsabilité sociale, de ce service social. On peut arriver à des rencontres inattendues, que ce soit amicales ou professionnelles. Donc, encore une fois, mille merci, c'est Moaz. Et Inch'Allah, pour la prochaine édition, 10 présentiel. Donc maintenant, Sinabil, où est-ce qu'il est, Sinabil Qadi? Le voilà. Sinabil, encore un ancien de l'ISG, Nabil Qadi, donc, qui travaille aux Émirats Arabes Unis, dans un bureau qui s'appelle Vernwell. Jules Verne et Hugo Well. Hugo Well est un auteur de science-fiction et Jules Verne aussi. Il a écrit « On a marché sur la Lune ». À ce moment-là, quand il l'a écrit, c'était de la science-fiction. Il a écrit « 20 milieux sous les mers ». Et oui, et tout le tour du monde en 80 jours. Et on a marché sur la Lune. Au moment où il l'a écrit, c'était de la science-fiction. Mais il faut toujours rêver. Un peuple qui ne rêve pas est malade. Donc voilà. Donc Sinabil, Vernwell, avec le bureau dont le Chief Executive Officer, Madame Malek Trabelsi, est là. Donc tout fier de vous avoir. À vous la parole. Merci beaucoup. It's again a great pleasure. Just waiting for 1 or 2 minutes to get the presentation connected. Je serai très ravi de vous parler encore une fois. À la première conférence, on avait parlé de Future of Education. Et si vous vous rappelez, on avait dit it's a university, technology-driven, socially technology-driven, humanized university. Et un petit peu, on a focalisé, quand on a détaillé sur tout ça, sur l'utilisation appropriée de la technologie et sur l'importance de l'impact de l'université sur sa société. Et on avait essayé de répondre à 4 questions. Quoi enseigner, comment l'enseigner et où l'enseigner. Si vous vous rappelez, dans où l'enseigner, on avait focalisé sur l'enseigner à l'extérieur de l'université. On avait dit, c'est là où on voit toute la possibilité de synergie avec le corporate, aussi qu'avec les actions sociétales et l'impact qu'on peut avoir au niveau de la société, etc. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui match très bien avec cela, et la présentation ou le contexte dans lequel je vais parler maintenant, c'est plutôt sur sur l'assurance qualité. Alors je ne sais pas si on peut avoir un beeper ou si quelqu'un peut s'occuper de passer les slides. Donc, Quality Assurance in Higher Education impacts future alignment and university social responsibility. Next slide, please. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler très rapidement de c'est quoi les bénéfices de l'assurance qualité. Et l'assurance qualité dans le sens, un moyen de mettre au diapason les universités à travers le monde. Un moyen de comparer l'output des graduates à travers le monde. On va voir comment est-ce que l'inkhirat, being a part of a quality assurance system has a positive impact and benefit on those aspects. Then the higher education is changing. So one of the things is the quality assurance system, les normes de qualité, les normes d'accréditation. Est-ce que ces normes sont prêtes à l'université du futur de laquelle on a parlé, ou est-ce qu'elle n'est pas encore prête? Et où est-ce que les normes de qualité doivent encore faire de l'effort pour ajuster ce qu'ils font, et c'est là qu'on parlera de QA Need Adjustment. Next, please. Next, please. Donc,
premièrement, quand on parle de l'assurance qualité, il faut distinguer qu'il y a en général deux niveaux. First, the institutional level, and second, the program level. Au niveau institutionnel, s'impliquer dans un processus d'assurance qualité avec une normalisation, et j'insiste sur avec une normalisation parce que c'est pas on se met dans son coin, on se définit ses propres normes de qualité, on se dit « Alléluia, je l'ai fait, je suis là ». Voilà, je me fais une échelle de 1 sur 10 et je trouve le moyen de me mettre sur 1 et après un an, je dis voilà, je suis arrivé sur 10. Non, il y a des normes internationales à suivre. Donc, premièrement, au niveau institutionnel, ça commence du très haut niveau jusqu'au plus bas niveau. Ça commence à un niveau de planification. Il faut qu'il y ait, et ça a un impact sur les strategic orientation, quand on s'engage, on ne va pas se permettre de mettre n'importe quoi dans les plans stratégiques. Il y a des composantes qui doivent être là, il y a une définition bien claire et précise des KPI, il y a un mapping, un alignement bien clair entre ce qu'on dit sur le plan stratégique et les plans opérationnels et leur cascading et leurs moyens de projection jusqu'au plus bas niveau, vous pouvez vous imaginer. Donc ça, c'est un premier point. C'est pour ça qu'on se dit, écoutez, tout ça va être mergé avec cet entonnoir-là de qualité et on va essayer de trouver une balance entre les capacités qu'on a et entre les contraintes et ce qu'on nous demande le système qualité. C'est là où ça devient smart. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, c'est très simple, il y a une norme, prenez-la et appliquez-la. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas une recette. C'est une recette à l'output pour mesurer, mais ce n'est pas une recette sur le chemin à suivre. Deuxième point, c'est sur la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, parmi les choses compulsory, donc obligatoire, red line, à faire, à ne pas oublier, la participation de vos étudiants, la participation de vos graduates, la participation de vos alumni, la participation de votre entourage, donc la société et l'entreprise, dans les différents modules de gouvernance de l'université. Si même était en train de dire les étudiants font partie de Scientific Council, ce n'est pas uniquement un conseil d'étudiants ou la Student Council ou non, ils font partie à tous les niveaux. Ils sont partie du conseil scientifique, ils font partie du conseil de programme. Évidemment, on sait très bien qu'il y a des discussions où l'étudiant ne doit pas être là, mais tout ça, c'est parmi les implications et les demandes. Évidemment, les policies and procedures, et ça, à ma connaissance de l'université tunisienne, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis parti, on n'en a presque rien. C'est dans les têtes des gens, on n'a pas un fonctionnement bien documenté en termes de policies and procedures, et c'est un manque énorme qui nous permettra d'avancer. Next slide. Donc le deuxième, il faut appuyer un petit peu, il y a une animation. Donc au niveau du programme, quel est l'impact? Qu'est-ce que demande? Premièrement, c'est un moyen d'alignement et de benchmark. On va aligner ce qu'on fait ici avec ce qu'on fait en Floride, avec ce qu'on fait au Brésil, avec ce qu'on fait n'importe où dans le monde, parce qu'on va se mettre sur le même diapason en termes de 3 composantes. En termes de structure de programme, il y a des minimums qui sont demandés, il y a des composantes qui doivent être là, et donc on va pouvoir dire le programme de l'ISG, il est assez bon que le programme de Floride, il est assez bon que le programme de part de sa structure, de part de sa composition. Deuxièmement, les compétences qu'on est en train de donner aux étudiants et les outcomes, le mokhrajet. Qu'est-ce qu'on donne aux étudiants? Ça va être aussi regardé. Donc, ça, un. Deuxièmement, delivery et resources. On ne va pas permettre à une université de lancer un programme s'il n'y en a pas un minimum d'équipement voulu. Ressources avec grand R, ressources humaines, ressources en relation entreprise, ressources en termes de bibliothèque, ressources en termes de hardware, d'équipement, Donc, il y a un minimum. Et encore une fois, je vais dire ici un point très important. Beaucoup de gens vont me dire, oui, mais on est fait Tunis, ce n'est pas un problème d'argent. C'est où trouver les ressources. On a fait un programme une fois sur une filière médicale. On n'avait pas le laboratoire, et ben on est allé aux hôpitaux, on leur a dit, est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Comment vous voulez? Ben si. Quel est votre taux d'utilisation de vos laboratoires? Ils disent 80%. On est satisfait. Ok, vous avez 20% de perdus. Voulez-vous nous donner vos laboratoires pendant le samedi, dimanche, les heures mortes? Même si la nuit, je vais faire venir mes étudiants. J'ai payé 20% du coût que j'ai répayé cette année-là si j'aurais acheté 40% du matériel qui était mis à ma disposition. Donc, délivrer une ressource et toute
les accreditation approaches aujourd'hui sont student-centered. L'étudiant doit être au cœur de l'opération. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on veut faire à l'étudiant? Ce n'est pas qu'est-ce que je veux enseigner et comment je veux enseigner. On n'a rien à cirer de ce que Nabil veut. On a tout à cirer et à voir que la personne en classe, qu'est-ce qu'elle veut. Donc, on est de plus en plus dans le student-centered et dans ces approches de student-centered, on essaie de voir un équilibre pour donner une éducation équitable, pour donner une éducation de meilleure qualité, pour donner une éducation accessible à tout le monde. Comme je l'ai dit dans la première présentation, when and where, c'est à tout moment, c'est pour monsieur tout le monde et c'est à son rythme, avec la personnalisation. Ce côté de personnalisation n'est pas trop reconnu pour l'instant dans le Quality Assurance System qui existe et c'est l'un des critères qui doivent bouger et qui doivent s'adapter. Next, please. Next, please. Can I have next slide, please? Thank you. Donc, maintenant, qu'est-ce que je gagne quand je fais de la qualité? Je suis désolé, je suis en train de parler un peu rapidement parce qu'encore Kauthar m'a donné un deuxième challenge et elle m'a dit la première fois c'était une demi-heure, là c'est 15 minutes. Donc, pour un bavard, c'est toujours un challenge. Donc, premièrement, quand on fait ça, c'est une recognition and appreciation. Quand vous dites, hey, j'ai eu l'accréditation ABET, j'ai eu l'accréditation ACSB, j'ai eu l'accréditation QAA UK au niveau institutionnel, ben, ça donne de la reconnaissance de votre valeur et de votre prestige. Ça a aussi un impact sur l'image de l'université, non pas uniquement chez les étudiants, mais chez leurs parents, chez les entreprises, chez les corporates. Ça ouvre des portes supplémentaires. Je me rappelle d'un contexte, encore une fois, où on devait placer des étudiants en stage dans le contexte médical. Il y avait 2 petits hôpitaux et l'hôpital a dit clairement, je ne vous prends pas, je prends cette université. Mais on fait plus de pratiques. J'en ai rien à cirer, ils ont le label X, vous ne l'avez pas. Donc, quelqu'un pour l'animation, s'il vous plaît. Can you... Next, please. Donc, quand on s'engage, il y a beaucoup d'implications sur l'aspect marketing, sur l'aspect reconnaissance, sur l'aspect appréciation. Autre chose, c'est interaction et engagement. Parmi les paramètres et parmi les critères d'accréditation, on va voir à quel point vous êtes ouvert sur votre environnement. Et je donne un exemple d'une accréditation européenne, parce que peut-être je pense que c'est mieux reconnu en France. Dans le FMD, le FMD, on en parlait tout à l'heure, et dans leur IPAS, ils ont un critère qui mesure l'impact des écoles de business sur leur environnement. Et ce critère-là, j'ai oublié le nom de critère, il a été introduit par un Français qui s'appelle professeur Michel Calica. Par la suite, il a fondé sa propre institution à Strasbourg, etc. Mais il a introduit un critère de mesure de l'impact des écoles de business sur leur environnement. On n'a pas besoin d'aller faire l'accréditation pour appliquer cette norme. On peut très bien avoir les experts, on peut regarder ce que c'est et le faire. Intégration et coopération et social responsibility and empowerment est aujourd'hui un critère bien clair qu'on est en train de regarder à quel point votre société, votre entreprise, engage et s'engage dans l'environnement, dans le social side. Donc tout ce qu'on était en train de dire fait partie aujourd'hui des critères de mesure dans la Quality Assurance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Un point que j'avais dit dans la discussion qu'on avait eue pendant la pause entre les sessions de matin et de l'après-midi, c'est qu'avant d'aller à l'échelle internationale, il faut d'abord commencer par contextualiser les choses. On ne peut pas demander, c'est mon point de vue, demain à l'ensemble des universités tunisiennes, si je suis ministre par exemple, je dis allez, si vous n'avez pas d'accréditation internationale, vous avez 2 ans, sinon vous fermez. On n'est pas prêt pour ça. Ça de 1. Deuxièmement, on a des contextes locaux qu'il faut prendre en considération. Il y a une mouvance qui s'est passée par exemple dans les pays du Golfe, qui s'est passée aussi dans les pays de l'Asie, qui s'est passée aussi un peu en Égypte. Il y a beaucoup d'organismes d'accréditation régionaux. Personnellement, je suis accréditeur au Bahreïn, à Oman, en Arabie Saoudite. Essentiellement, je fais à peu près 7 ou 8 visites officielles pour évaluer les institutions et leurs programmes. En tant que membre du jury, en tant que président du membre du jury, et on leur dit, voilà,
vous passez là, vous avez ce score, vous n'avez pas ceci, etc. C'est Mohamed connaît bien la procédure, il en est lui-même un accréditeur. Et pour faire ça localement, il faut définir les normes. On en est où? Je sais qu'il y a eu à un certain moment un balbutiement autour d'une unité de quality assurance en Tunisie, mais je peux me dire fièrement, je suis tunisien, on est à un retard monstrueux. Il faut qu'on ait notre propre Quality Assurance Framework. On n'a pas aujourd'hui de framework qui définit comment on définit en Tunisie, localement, une université de qualité, une université pas de qualité. C'est un norme vague, mais il faut le définir parce que c'est la qualité en termes de gouvernance, en termes de ressources, en termes de programmes, en termes de delivery, en termes d'intégration, en termes. Donc là, je vous ai mis une panoplie de Quality Accreditation Agencies. Tout c'est surtout pour l'école de business, tout le monde reconnu ACSB comme étant le summum, vous trouvez le ACBP, vous trouvez le ECBE, etc. En termes d'engineering, tout le monde reconnu l'accréditation ABET ou NAB comme étant meilleure dans le monde. Et si Mohamed le connaît très bien, il y a des universités qui ont 10, 8 ans, 12 ans d'âge et ils ont pu avoir ces accréditations. Moi, je me rappelle, j'ai atterri dans une université au Bahreïn, presque, qui allait fermer. En 1 an et demi, on a eu 3 accréditations ABET sur la plus grande durée. Et on n'a pas eu de moyens supplémentaires. C'est-à-dire que les gens peuvent dire « Ah, il faut injecter ». Il faut plutôt une réingénierie de processus. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut avoir un National Qualification Framework. Il y a beaucoup de modèles desquels on peut s'inspirer. Il y a le modèle européen, le modèle anglo-saxon, surtout en Australie et Scottish, donc ils sont les leaders. Et ce modèle-là, il permet de mettre au diapason une formation professionnelle, une formation certifiante, les badges et les tags qu'on peut avoir, l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire. On définit des niveaux. Est-ce qu'on a besoin de 8 niveaux, de 12 niveaux, de 10 niveaux, de 7 niveaux? C'est contextuel. Il faut comprendre le système éducatif qu'on a pour pouvoir faire ça de manière pragmatique et correcte. J'ai vu beaucoup d'erreurs dans beaucoup de pays où on prend un modèle ready, allez, on va prendre le Scotch Framework et on va l'implémenter. Ça ne marche pas. C'est l'erreur à ne pas faire. Mais la Quality Assurance est vraiment un paramètre. Tout ce qu'on a dit tous ces jours-là, ça va le résumer, ça va le mettre dans un framework bien clair et on peut y aller. Last and not least, les rankings. Il y en a plusieurs. Tout le monde peut-être ici connaît le ranking de Shanghai. Il y a aussi le QS ranking, il y a le THE ranking. Et ici, je lance peut-être un petit challenge à nos universités. Le dernier ranking que vous voyez, HE ranking, c'est un nouveau ranking, tout nouveau, qui est basé sur une soumission d'un certain nombre. C'est vous déclarez des choses, vous attestez sur l'honneur que vous l'avez sur le premier round, et je fais partie des gens qui ont défini et on va faire le rolling le 1er en avril. Allez-y, faites-le. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais je pense pour une université qui n'a aucune exposition sur comment on peut être ranké, c'est un modèle à essayer. Et we believe que ce modèle-là, dans 4-5 ans, il sera plus reconnu que THE à cause de la flexibilité introduite au niveau des paramètres. J'ai presque fini, 3 slides. Donc, maintenant, ce ranking-là, il faut le faire, il faut s'engager, mais encore une fois, ce n'est pas un travail où c'est le prof, où c'est l'étudiant, où c'est l'administrateur, où c'est la société, c'est tout le monde. On va soumettre des données, on va demander le jugement du côté extérieur à l'université. On va inclure la recherche scientifique, on va inclure le travail sociétal, on va inclure tous les paramètres. Ce n'est pas de la tchatch, c'est avec un travail bien planifié. Walid tout à l'heure parlait de la stratégie, c'est un plan stratégique à avoir et ça peut guider l'université pour aller encore plus loin. Est-ce que les accréditations sont prêtes? Est-ce que ces modes sont prêts pour l'éducation de futur? 2 slides. Donc, on a parlé à la première conférence, c'est qu'il y a un changement aujourd'hui. On est plus dans une éducation, on focalise sur la creativity, la fusion de talents, le social intelligence, le soft skill, le emotional, le multipath, le delivered anywhere, everywhere. Malheureusement,
90% des accréditations ne reconnaissent pas aujourd'hui cette flexibilité. Je donne un seul exemple. Allez-y à Amba, en business, et convaincre Amba que vous avez fait de la délivrance en ligne. Ils ne vont pas vous entendre. Ça ne va pas. Master, il faut que ça soit du face-to-face. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, à mettre le focus sur ce qui se passe aujourd'hui. Certaines accréditations vous disent examen final, il faut que ça soit un examen écrit, il faut que j'ai une preuve, on n'accepte pas l'examination en ligne, etc. Donc, je pense que le multipath, la flexibilité, le curriculum personnalisé, ça, c'est des aspects que les systèmes d'accréditation existants aujourd'hui ne sont pas encore à cette vitesse de transformation. Next slide. Merci beaucoup. Last slide. Donc, il faudra assurer une redéfinition d'un certain nombre de paramètres. Premièrement, l'internationalisation, elle est toujours mesurée en termes de in-out d'étudiants et ne prend pas en considération les étudiants qui se connectent à vos cours en ligne à distance. Il faut redéfinir le faculty ratio student parce qu'avec l'Internet et le délivrance en ligne, dans des cas, il faut le réduire et être plus strict. Dans d'autres cas, il faut être plus large et introduire de la flexibilité. Les qualifications des enseignants, avec tous mes respects à mes professeurs, associated professeurs, etc. Aujourd'hui, je vous ai dit que les entreprises américaines ne font plus que d'annoncer quel est le degré demandé pour le job. Bah, pareil pour les enseignements. J'ai besoin de vos skills. Quelles compétences vous avez et comment vous pouvez. Évidemment, il faut faire un mix de tout, parce qu'on a aussi besoin de la recherche fondamentale. La study duration est en train de changer. Aujourd'hui, il y en a des gens, comme on personnalise le cursus, qui peuvent finir en 2 ans. Pourquoi je les oblige à faire 4 ans? Des gens qui sont plus longs pour diverses raisons. Ils ont besoin de 10 ans ou de 8 ans. Pourquoi je leur dis on ne peut pas le faire? Les critères d'admission, où on a beaucoup d'exclusions. Aujourd'hui, malheureusement encore, dans l'accréditation, on est encore trop classique dans les critères d'admission. Et j'avais parlé de l'exemple d'Epitech, où on prenait les gens pour un bachelor en informatique. Même si vous n'avez pas le bac, ça ne compte pas, il faudra que vous arriviez à le faire. En termes d'inclusion et de focus, je pense équité, égalité est là, mais il faut qu'on mette un peu plus le focus sur les humanities et soft skills. Et il faut qu'on soit prêt à mesurer avec des index qui sont des index flexibles, qui prennent en considération tous les changements qui arrivent aujourd'hui avec la technologie et le chat GPT. Je vais m'arrêter à ce niveau, donc I will skip le last 2 slides, et je vais dire vraiment un grand merci à Kauthar et au comité d'organisation. C'est ça, là, c'était un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup et j'espère que je n'ai pas été très ennuyeux durant cette manifestation. Merci. Shukran, Sénabil. Shukran. Encore, nous avons le temps pour une question ou deux, pas plus, et très courte, c'est Nasser. Donc, pour moi, nous nous connaissons, mais c'est Nasser, le directeur de TBS, la seule école publique qui enseigne en anglais et qui suit le système américain. Donc, vous avez beaucoup de choses à faire. Un grand programme de travail. Merci beaucoup. Continue à mériter votre label américain. Tout à fait. Bon, 2 commentaires très rapides. Donc, 2 commentaires très rapides. Bon, tout d'abord, lorsqu'on parle de... vous avez parlé de benchmark, pour que ce qu'on enseigne en Tunisie doit être le même qu'on enseigne en Allemagne ou au Brésil, etc. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on parle du knowledge, technical knowledge, généralement, on essaie de définir ce qu'on appelle le learning outcome, que je n'ai pas vu ici. Et c'est l'essence pour dire est-ce qu'un étudiant qui a un certain diplôme, il a acquis les compétences nécessaires pour ce diplôme-là. Donc ça, c'est très important, peut-être... Bon. Et learning outcomes. Et le deuxième point, il y a quand même de la flexibilité pour la personnalisation. Donc vous pouvez, par exemple, faire un focus sur l'entrepreneurship, vous pouvez faire un focus sur l'innovation, vous pouvez en quelque sorte personnaliser votre institution, sauf que lorsque vous dites quelque chose, vous devez être en mesure de le justifier avec des mesures claires. Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas
on n'est pas nécessairement condamné à faire ce que les autres sont en train de faire. On a une bonne marge de flexibilité, mais il faut savoir mesurer et le démontrer. Merci. Tout à fait. Alors, les outcomes étaient là. Hein. On parlait très bien de competencies et outcomes et de mettre au diapason. Sur la flexibilité, je clarifie. Ce que je parlais de la flexibilité, c'est dans la personnalisation du curriculum. On n'a pas encore ça. C'est-à-dire que si j'ai des étudiants dans le même cursus, et j'en choisis la même filiale, ils doivent faire exactement le même nombre d'heures, le même nombre de crédits. Ça, on n'a pas de flexibilité. Le personal education aujourd'hui permet de dire, on est en train de suivre le même programme, vous avez besoin de 30 heures de physique, j'ai besoin que de 10 heures de physique. Ou vous me faites une exception de. Donc le personal learning à ce niveau-là, il n'est pas pris en considération, il n'est même pas compté dans l'effort qu'on demande à l'enseignant. Donc, poussé à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, ils ne vous donnent pas un modèle, ils vous disent implémentez-le. Non, non. Même à BET, elle autorise des transferts de maths, de pré-maths, etc. Donc, il y a des mécanismes de flexibilité, on est tout à fait d'accord, mais ce n'est pas encore suffisamment agile et flexible pour aller au personalized learning au niveau de l'étudiant. Non. Non. Avec votre permission, نحب نقول حاجة بركة على الرانكينج. حاجة سي نبيل حكاية على الرانكينج، نحب نقول لي زيتيديون توا إذا باش تقدم على خدمة في السي في يشوفوا الرانكينج بتاع الجامعة بتاعك، إذا الرانكينج عالي يقبلوك. باش تقدم على الإيميغراسيون كندا، إذا الرانكينج بتاع الجامعة عالي يقبلوك كإيميغرون، إذا الرانكينج واطي ما يقبلوكش. Tout à fait. Aujourd'hui, dans les golfs, pour recruter des enseignants qui viennent de l'étranger, et ce niveau, certains pays disent, si vous n'êtes pas dans les 100 premières universités, on ne vous prend pas. Merci. Oui, oui, ça va. C'est Hamid Trabelsi. Marhabik. Très bienvenue. C'est Monsef Kathleen. Merci, c'est Monsef qui a été notre pilier. Et c'est Ahmed Ferchichi, l'architecte de cet événement. Très content de vous avoir avec nous et de participer. Donc, maintenant, nous allons passer très rapidement. Qu'est-ce que je fais? Alors, nous allons changer un peu de programme parce que la dame de Columbia a un cours. Et donc, comme nous avons fait accuser un peu de retard, elle veut passer pour ne pas rater son cours. Donc on va passer par Madame Zainab Aziz, qui est une Tuniso-américaine, installée aux États-Unis et qui fait du service learning. Elle a construit une clinique, elle est étudiante en médecine, elle a conçu et monté une clinique où les étudiants de médecine rendent un service social gratuitement à la communauté autour de Columbia University. Voilà, donc on passe à Zainab Aziz. C'est Zainab. Bonjour. Hein? Hello, Zainab. Hi. You don't hear us, huh? We can't hear her. Hello, now do you hear us now? Okay, and we want to hear you. Okay, Zainab, welcome. I am a Columbia University alumnus. I graduated way back in 1980. So I'm very happy to have you here, and we are all very happy and proud to have you here. Please tell us about your experience at Columbia. Again, Zainab is a medical student.
We see. Are you able to see this? Yes, right indeed. now? Yes. My screen? We hear you and we see your screen. Yes. Okay, I can't. You can. Able to see the screen that I'm sharing? Okay, I see that it's chat now. Okay, very good. Sorry about Okay, that. go ahead now. The left-hand side. This is where Columbia University is in Manhattan. This island is Manhattan, and right over here is where the medical center is. And this map shows the proportion of people in the neighborhood who are uninsured and they are non-citizens. So they're undocumented and they cannot get health insurance. The darker the color on the map, it means that there's a larger amount of people who cannot get health insurance. So you can see that the area that we live in is one of the darker ones. About 9 to 15% of the people reported here do not have health insurance and cannot get health insurance because they do not have documentation. A lot of them come from the Caribbean, other parts of South America, Asia, and they're not US citizens. And you can imagine this number is probably much higher. Someone who is not a citizen is most likely not interested in filling out a government survey. Now this map on the right-hand side once again shows a map of New York City, and this star is where Columbia's medical center is. And this map shows you the percentage of people who live below the poverty level. And the darker the color, it means that more people live below the poverty level. So in our neighborhood, around 20% to 30% of people live below the poverty level. And that number might be even higher, especially in recent years with the cost of living going up so high in New York City. So these two maps combined show you that we have a large population of people who are not citizens and cannot afford, or they cannot get health insurance, and they're living below the poverty line, meaning they cannot afford to see a doctor by paying money out of their own pocket. So this problem is something that has existed in our neighborhood for so long, and this is where our clinic comes into play. Our clinic is called Cosmo, but it stands for Columbia Student Medical Outreach. And it was actually created in the year 2000, so now it's over 20 years old. Some students at Columbia University identified a need to provide care for the uninsured people in our community who are not able to get health insurance and who are not able to pay to see a doctor. So they opened up this clinic. I wrote here in 2004, but I believe it started in 2000. And from 2000 to now, we have about 100 patients and 150 volunteers who come to us. So the clinic by numbers, this is from last year, and things changed a lot for our clinic before COVID and after COVID. So some numbers of like the amount of patients we see are a bit lower than they used to be. But in the last year, we had 60 clinic days. So we saw patients about 5 times a month. And the last year, we saw about 56 patients. Most of them came from Upper Manhattan, but a lot of them came from other parts of New York City as well. And they learn about us by hearing about us from their family members or friends,
or from our website or from community centers. All of our patients do not have health insurance, and all of our patients are undocumented individuals. About 88% of them speak Spanish because our neighborhood, a lot of people come from the Dominican Republic. So they come from the Caribbean, they don't speak English, and so most of them do speak Spanish only. And we have had 186 student volunteers in the last year volunteer with our clinic. And these volunteers are not only from the medical school, they're from all of Columbia's graduate schools and undergraduate schools. So a highlight of the volunteers that come from these schools are the medical school, nursing school, social work school, School of Nutrition, School of Physical Therapy, and Columbia College, amongst other professional schools at Columbia. And so we are mostly a student-run clinic, but we do have supervision by 14 attending clinicians, and they are clinicians in internal medicine or family medicine. So this is a scale of clinic that we have. We have 56 patients right now, but I think that we have the capacity to see anywhere between 100 to 150. A lot of people were lost to follow-up, unfortunately, because of the pandemic. So the way that this clinic is structured, and I think the way that a lot of student-run clinics are structured, not just at Columbia, but at other medical schools in the US. So our patients, because they're Spanish-speaking, we have a lot of volunteers who can speak Spanish. So the patient is checked into the clinic by Spanish-speaking Columbia students. And once they're checked in, our nursing students will then triage the patient and take vitals. And then once the patient is put into a room, a fourth-year medical student and a first-year medical student will see the patient together. And this box right here is really, I think, where the idea of service learning comes into play. So the fourth-year students, medical education in the US is you'd go 4 years if you're undergrad, and then you do 4 years of medical school. So these fourth-year medical students are really at the cusp of finishing their education, starting their residency and medical training. So they are almost equipped to be residents, so they are seeing the patients, and then the first-year student is there with them, and the fourth-year student will teach them. They'll let the first-year student do as much of the interview and physical exam as they are comfortable doing. So it's an opportunity for the first-year student to learn from the upperclassman student, and for the fourth-year student to teach as well. After the students see the patient together, then they present the patient to an attending physician, because as much as we would like to do everything for the patients by ourselves as students, we do need supervision of a physician, of an actual doctor. So we present the patient to the physician, and we have anywhere between 6 to 10 patients that we see each clinic, and one attending physician there per clinic. And once the medical team has seen the patient, the social work students, the nutrition students, and the physical therapy students see the patients as needed. So we're able to address all the problems for these patients, not just their medical problems, but their housing problems, their food problems, all in one clinic day. And these are patients who would not have gotten any of these medical services in any other context, because unfortunately the cost of medicine is so expensive in the US that it's very difficult for anyone to see a doctor without health insurance. And whatever they need after the fact, specialty referral, prescriptions, labs, we pay for everything in full. So the patient who comes to our clinic does not have to pay for anything. So, and a large part of our clinic is also community engagement. We thought of this clinic because there was an identified need in our community. So it's important to continue to work with the community to understand the changing needs. We often participate in community health fairs, and this picture on the right, which is very grainy, it's a photograph from a health fair that took place some years ago. We put up all of these booths where we taught patients about diabetes, about blood pressure care, about healthy eating, about exercise. And we put up all these booths outside of our hospital, and people from our neighborhood, patients who were coming out of the emergency room, they came to our clinic booths. We taught them about healthy living, and we were able to sign people up who don't have health insurance to come to our clinic. We also have partnership with many local food banks or food programs. You can imagine that someone who lives below the poverty line might have a lot of other problems too, not just not being able to see a doctor, but not being able to have housing, not being able to eat healthy food.
So we've worked with many local food programs to refer our patients to their programs so that they can have a year's supply of fresh groceries, for example. We've also been working with local farms to get their excess crop we can give to our patients so they can eat fresh fruits and vegetables, which they might not be able to get otherwise. And lastly, New York City is a very diverse city, and we constantly get refugees who are coming to the city. In recent months, I'm not sure if this has been something that has come up on the Tunisian news radar, but there was a large influx of refugees from Venezuela who came to New York City in the last few months. And these people came with pre-existing medical conditions, chronic illness, but without a doctor to see. So we've been working with a lot of refugee organizations in the city to try to integrate these people into our healthcare service. Obviously, we're a student-run clinic, so unfortunately, we're not able to take every kind of patient. We're not able to take a cancer patient or a patient with very complex medical problems, but patients who need chronic primary care help, such as diabetes help, hypertension help, hypercholesterolemia, we're able to see those kinds of patients and integrate them into our primary care. So in conclusion, I know this is a short presentation, but I think the main takeaways from what we're doing in our clinic, community clinic, is that we identified an area of need in our community, and this big area of need is servicing patients who are otherwise forgotten by our medical system. And we were able to create a space for both learning and for teaching. Our older students are able to teach the younger students. We're able to teach our patients about healthy living. We are also able to learn from each other. The younger students learn from the older students, but I know I myself, I learned from my social work colleagues, my physical therapy colleagues, our nursing colleagues, because there's not always spaces like these in our medical education to interface with people and other parts of the medical field. And lastly, we continuously engage with our community to understand changing needs. We created this clinic because we saw a need in the Upper Manhattan community, but with new refugees coming to the city, with increased cost of living, difficulty getting food, we understand that our clinic also needs to change with the times. And lastly, I just represent one clinic at Columbia, but we actually have 5 student-run clinics. Ours was the first one, so once again, our clinic name was Cosmo Clinic. We provide free primary care, free mental health care. We also have psychiatrists who come to our clinic, free physical therapy for patients without insurance. But we also have these other 4 clinics. So for example, this clinic, which they call themselves the Champ Clinic, they provide free care for homeless individuals. There's a large homeless population in New York City who also deserve health care. So these students provide health care for homeless individuals. This next clinic, the CCAP clinic, provides care for individuals struggling with substance use. Unfortunately, our neighborhood has a large problem with heroin and cocaine use. And these individuals also need comprehensive medical care, and that medical care needs to be a little bit different. Their needs are a little bit different. So these students work with those individuals. We also have an asylum clinic that helps fill out the medical affidavits for legal asylum cases. And lastly, we have a clinic called the Q Clinic, which provides healthcare for patients who identify as LGBTQ+ and might not always feel like they have a place in the medical system. So these are all examples of Columbia students finding a problem in their community and deciding to create a clinic that will address those problems in our community. So I hope that this talk was educational for you all. I hope that this is something that inspires the medical students in Tunis. I'm sure every country has its own problems. Every neighborhood, every community has areas that you can work on. And I think creating a student-run clinic to help these vacuums in your community, it's a very fulfilling thing to do. I think it's my favorite part of medical school so far. And thank you guys for letting me speak on that. I really appreciate it. Thank you, thank you. By the way, Columbia University is a co-organizer of this event. I think Yusuf هنا, est-ce qu'il est là?
Hello? Okay. So we have time before you go back to join your course, your class. But before you join your class, do we have a time for one question? Any questions? Okay. Well, thank you again, Zainab, and we hope to see you in Tunisia. And good luck with your courses and good luck with your initiative. Thank you. Now. We are going to pass Ahmed Ferchichi. I'm very happy that he's here. Je suis très content qu'il soit avec nous aujourd'hui parce qu'il a vraiment été l'architecte de cet événement-là. Et nous étions très désolés qu'il n'ait pas pu assister avec nous au début. Donc on va passer petite 5 minutes, une petite vidéo de 5 minutes sur Ahmed avant de donner la parole à Zainab. Merci Zainab d'avoir patienté. Merci à vous tous d'avoir patienté. Nous avons accusé beaucoup de retard. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas été un bon Sahab al-Taba est bon, mais Sahab al-Mongala est un peu... Ok. Donc c'est Ahmed Ferchichi. Ok. فيك Vas-y, Hadami. اي ما نجمش نفوت ريستي هذاك احمد محمد ما نجمش يروح فقط تنير هذاك علاش اوكي حدامي Ok. En attendant que Hadami commence à parler, ce qui est différent avec un CHU, ce qu'ils font à Colombia avec l'école de médecine, ça ressemble à un CHU. Mais ce qui est important, la dimension qui distingue, ce n'est pas seulement scientifique, technique, médicale, c'est aussi social. C'est aussi une intelligence émotionnelle et une intelligence et une responsabilité sociale. Et vous avez vu que ça a été un noyau qu'ils l'ont élargi à d'autres services à part les soins médicaux qu'ils donnent à ceux qui sont démunis et qui ne sont pas en mesure de s'offrir les services commerciaux de le... Donc, Hadami. C'est de là, ce n'est pas de chez nous. C'est pas ici, c'est le problème là-bas. Il n'est pas en direct. Oui, en direct, mais... C'est enregistré. Il faut voir, peut-être voir. Eh bien voilà. Vous avez passé un très bon moment. Alors pour ceux qui naissent, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un très bon congrès. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hademi Achour, maître de conférence agrégé. Informatique. Je suis également vice-présidente de l'association des anciens du ISG. Ma
également par ailleurs l'un des fondateurs des programmes d'études en informatique de gestion en Tunisie. Sid Ahmed a été également l'initiateur et l'organisateur de l'école d'été en informatique, une école d'été qui s'est poursuivie pendant une dizaine d'années. Sid Ahmed a été également à l'origine d'une très belle idée qui est l'idée du stage d'initiation des nouveaux bacheliers qui sont orientés à l'ISG de Tunis. Donc ces bacheliers passaient un stage d'initiation en informatique de 15 jours. Et ce qui était très bien, c'est que ce stage d'initiation était encadré et effectué par des étudiants en 4e année de maîtrise en informatique de gestion, ce qui créait vraiment une très très belle ambiance entre les étudiants de l'ISG dès la rentrée en fait. Et puis, bien sûr, je ne peux pas ne pas souligner les nombreux événements scientifiques qui ont été organisés par Sid Ahmed, des conférences internationales. Je cite par exemple plusieurs éditions de la conférence internationale IGOV. Je cite également plusieurs éditions de la conférence internationale Nour pour l'enseignement supérieur et d'autres, j'en passe. Donc, encore une fois, ce ne sont que quelques points parmi tant d'autres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et à l'occasion de ce congrès, je voudrais, au nom de mes collègues du département informatique et au nom de vos anciens étudiants, Sid Ahmed, vous dire un grand merci du fond du cœur. Inch'Allah, Rabbi yitawwil fi umrik, khir ou sahha ou afia. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم. قفل المعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. Sid Ahmed, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez fait, ça a été dit par ma chère collègue Hademi. كنقولوا Sid Ahmed, نقولوا simplement l'ISG. كنقولوا Sid Ahmed, نقولوا أستاذنا, ونقولوا quelqu'un qui est allé au-delà de l'enseignement, quelqu'un qui nous a enseigné comment interagir avec les autres, comment être fair, how to be fair, how to be honest. Sid Ahmed, تحية من القلب من جميع طلبة متاعك ومن جميع أساتذة المعهد العالي للتصرف. ان غران ميرسي، وإن شاء الله طول العمر، وإن شاء الله معناتها باش نعطيك الكلمة maintenant. Merci beaucoup Sid Ahmed. Et au nom du département, ربي يخليك سيدي احمد. نهز عليك سيدي احمد. أنا نشكركم برشا. نقول لكم ربي يفضلكم وربي يعزكم. بقينا نحب نقول حاجة. أنا عندي 42 سنة تدريس وتعليم في التعليم العالي. وقت اللي سمعت سي نبيل في الافتتاح يتحدث على التكنولوجيات الحديثة وطرق التدريس الجديدة، تذكرت وقت اللي قدمنا الدروس الأولى في المعهد العالي للتصرف سنة 1980 ما كانش عندنا حتى علم بعلم البيداغوجيا وعلم التدريس والتعلميات، ودخلنا مباشرة نقريو في الطلاب إلى درجة أنه أحيانا الحصة كاملة وأنا ظل نتحدث. معناها ما كنتش نعرف اللي في الحقيقة وفي الأصل
الطلاب هم اللي يلزم يتحدثوا وليس الأستاذ. وهذا في الحقيقة عيب من عيوب التعليم العالي في تونس، اللي نخليه مباشرة الطلاب أمام مدرسين ما عندهم حتى فكرة على طرق التدريس. ونجم نقولوا نوع من الجريمة أو من الإجراء. حاجة أخرى قلقتني برشا، فقت به كان من بعد سنوات، أنه ما فهمتش علاش ثم طلاب معناها ما ينجحوش. وهذا نقول زادة أنه عايب من عيوب التعليم ابتدائي ثانوي عالي، أنه يقول الطالب يصرح في نهاية السنة، معناها يقول طالب هذا نجح والطالب هذا فشل. معناها وقت اللي هما أبنائنا نبعثوهم للمؤسسة التعليمية، الآباء ينتظروا أنهم باش يتعلموا، أنهم باش ينجحوا، نجيو نباغتوهم في آخر السنة ونقولوا لهم لا ولدك ما نجحش، ولدك ما يقراش على روحه. في زاد راهو مش معقول الشيء هذا يتواصل. يلزم الحارسين على المؤسسات التعليمية يفهموا أنه من مسؤوليتهم يخليوا الطلبة ينجحوا مش يفشلوه، ومن بعدش يرميوا المسؤولية على التلاميذ ولا على الطلاب. الحاجة الثالثة زادة اللي قلقتني برشا، هو بعض المؤسسات التربوية أو التعليمية تفتخر أحيانا بأنه نسبة النجاح عندها ماهيش قوية برشا. معناها هذا يدل أنه المؤسسة متصعبة وامتحاناتها صعيبة وردوا بالكم منها. في الحقيقة المؤسسة التعليمية الناجحة هي اللي تنجح الطلاب أو التلاميذ الكل، ما يدوب حتى حد. شو معناها يدوب؟ شو معناها يفشل؟ معناها إذا أنت عديت له امتحان وأنت علاش تعدي له في امتحان؟ هو قال لك عدي الامتحان. احنا نجيو اليوم للطلاب نقولوا لهم راهو بعد أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة مش تعدي امتحان. هو ما يحبش يعدي امتحان، بالسيف تحب يعدي امتحان، خليه يعدي الامتحان وقت اللي هو يحب يعدي الامتحان. معناها هذه مشاغل كبيرة برشا فقت بها في الحقيقة بصفة متأخرة، وقلت أنا عندي نوع من المسؤولية في ذلك، لأنه أنا زاد وقت اللي كنت نصلح كنت سعيد، واليوم نادم اللي كنت سعيد. كنت نعطي في أعداد معناها ضعيفة برشا، وديما نحمل زاد أنا في المسؤولية للتلامذة، وهو في الحقيقة المسؤولية ترجع لي. ولذلك اللي قريتهم وتعبتهم ولا اللي ما نجحوش بسبب عدد ماهوش باهي عطيته، أنا اليوم نقول لهم سامحوني وبارك الله فيكم. Des témoignages, s'il vous plaît. On va faire le tour. سيد أحمد بارك الله فيك. نحب نقول لك حاجة بركة. أنا كي كملت قريت في الياجي مشيت نعمل في ماستر ودكتوراه في كندا، ما دخلتش للكلاس، ما دخلتش حتى كلاس، وننجح ديما علاش؟ صدقني القراية اللي قريوا فيها في الماستر والبي اتش دي كلها قريناها عندكم. بارك الله فيكم. أنا كان لي شرف إني قريت عند سيد أحمد، وأول مرة قريت في الياجي قريت ماتير مع سيد أحمد، هي المنطق الرياضي. تعلمت من عنده زوز حاجات، الأخلاق والخدمة، وربي يفضلك سيد أحمد. سيد أحمد حبيت نشكرك برشا، خدمت معك برشا لورغانيزاسيون دي كونفيرونس وتعلمت منك برشا حاجات. يعطيك الصحة وربي يفضلك. ميرسي. سيد أحمد حبيت نشكرك زادة. أنا قريت عندك في الياجي، نذكرها لا ماتيير تري بيان لا سبيسيفيكاسيون فورميل وقتها، و سيتي افيك دي مو نغاب، ونحن وقتها ضايعين مانيش فاهمين كيفاش فاريابل متغيرة غير. دونك فريمون سيتي اون تري بيل اكسبيريونس بالنسبة لي ما تتنساش. زادة خدمت معاك برشا في الاورغانيزاسيون دي زيفينمون. نحب نشكرك برشا وربي يفضلك. سيد أحمد، أنا لي شرف كنت المؤطر متاعي في الدكتوراه، وكنت تعلمت منك برشا حاجات،
أول حاجة وسع البال الأخلاق surtout et surtout j'ai participé à l'organisation des conférences Nour et Gav. Alors là c'était une expérience très particulière. Merci et ربي يطول في عمرك بفضلك. Merci, juste pour dire أنا طالب عند سيد أحمد. سيد أحمد معناتها يتذكر ديما بلاستي وديما الحقيقة كانت الحصة نتاعو معناها سي ان بليزير اونيتمون. ربي يطول في عمرك ان شاء الله ديما منارة للعلم وللطلبة. ديما في الصف الأول أنت. Bon, أنا نحب نشكر سيد أحمد pour tout ce qu'il a fait pour l'ISG parce que c'est un des piliers de l'ISG et du département informatique. Il a beaucoup donné, il nous a beaucoup appris. Je vous dis merci et surtout donc sachez que nous serons la relève et donc soyez certains que tout ce que vous avez cultivé au sein de l'ISG du département, ça va être donc respecté. Je vous dis merci encore pour tout ce que vous avez fait et ربي يطول في عمرك. أنا ما قريتش عندك سيد أحمد ما كنت نعرفك برشا على خاطر je côtoyais tout le temps la classe نتاع les étudiants qui étudiaient en informatique de gestion et c'est grâce à vous que j'ai découvert l'informatique, c'est grâce à vous que j'ai aimé l'informatique et c'est grâce à vous que je suis jusqu'à aujourd'hui connectée digitalement. Si je n'avais pas eu cette philosophie et cette approche de la découverte, d'aimer ce qui fait l'accélération du monde et la découverte, et surtout d'être en connexion avec tout ce qui est nouveauté, quel que soit votre niveau. Merci beaucoup سيد أحمد وربي يفضلك لينا وتقعد ديما سيد أحمد. من قبل ناديو له سيد أحمد راه يقولوا له سيد أحمد يعرفوا شكون سيد أحمد في الISG. Je vais être très bref. Sid Ahmed, c'est un camarade informaticien, un camarade bâtisseur de l'informatique de gestion à l'ISG. Pour moi, il y a 3 mots qui définissent Sid Ahmed: la méthode, la rigueur et le dévouement. Shukran Sid Ahmed. Sur l'école d'été, les picots ordinateurs, notre devise était, comme Aristote, nul n'entre ici dans l'école de philosophie s'il n'est géomètre, et nous avions dit nul n'entre à l'ISG s'il n'est informaticien. Et ensuite, Ahmed a fait l'école d'été d'informatique, qui a beaucoup contribué à la diffusion de l'informatique dans les entreprises. Et nous sommes très contents et très heureux que vous ayez enfin assisté à votre événement. سيد أحمد باش نقول كلمتين بركة. سيد أحمد العشيري من عشرات السنين وكانت عندنا اتفاق في وجهات النظر وفي طرق في إمكانية وإجبارية حتى تطوير طرق التعليم، وكنت أنا نأثر فيهم. كنت نقري في جماعة الانفورماتيك، نقري فيهم في الكونتابيليتي وهو قري فيهم في الانفورماتيك. Et on a réussi avec cette collaboration à leur faire des projets très intéressants. وكملنا مع بعضنا وإن شاء الله بعد الروتينات نتاعنا نوليو نصرفوا للتفكير في ما كنا نخدموا فيه دائما في تطوير أساليب التعليم. للحديث بقية صدق إن شاء الله. شكرا سيد أحمد. احنا اليوم نحكيو على الانوفاسيون، لكن أنا نحب نقول أنا تعلمت الانوفاسيون مع سيد أحمد. En 86 وقت اللي دخلت للISG أول حاجة شفت لو ستاج d'initiation à l'informatique. معناتها قبل ما ندخلوا للقرايه معناتها نتغربوا بالانفورماتيك، معناتها سيتي فريمون سا. عشت التجربه هذه كطالبه، لكن عشتها من بعد ككولابوراتريس مع سيد احمد. تعلمت منه بالمجد معناتها كيفاش يغرم لي ستوديون بالانفورماتيك، وخاصه هيك الفي اللي نقولوا احنا اليوم اسوسياتيف وكل كومون دوني الفولونتاريا. سيتي غراس ا فو. يعطيك الصحه سيد احمد، وان شاء الله ديما تكون معنا هكا وفي حاجات اخرين. بارك الله فيك.
سيد أحمد أنا عرفتك كطالبة ما قريتش عندك، أما كان سيد أحمد يجينا لكلية العلوم بتونس، وكان في نفس الوقت هو يشتغل في بحوث بالعربية مع سيد أحمد مع سي علي الميلي. Alors à l'époque, en fait, on était francisants, on savait rien de l'arabe, الهندسة برمجيات. كان سيد أحمد عنده القدرة باش يخلينا نتبناو لغتنا الأم وهي اللغة العربية. دونك الفضل الكل إذا نجموا نتكلموا بالعربية ونكتبوا بحوث بالعربية وكتبت مقالات بالعربية، الفضل الكل يرجع ليك. معناتها كنت زميلة لسيد أحمد منذ عشرات السنين، يعني كان سيد أحمد l'un des piliers des jurys de recrutement en informatique de gestion. Donc à l'époque on avait en fait un jury de l'informatique. وقت سيد أحمد donc il a tout fait avec une équipe de chercheurs pour instaurer en fait l'informatique de gestion. Donc je rends hommage aussi à Si Khaled Malouli qui est absent, mais qu'on remercie vraiment, Si Ali الميلي هما اللي حطوا النواة نتاع العالمية في التصرف. Merci Sid Ahmed pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour l'ISG, pour nos étudiants. وباقي اسمك باش يقعد bien sûr باقي معنا، وان شاء الله معناتها مازلت ماكش باش تخرج توا الغوتريت، مي نقولوا لك بون غوتريت ان شاء الله وربي يفضلك. Donc Sid Ahmed, أنا سليم بالشيخ، قريت عندك première année en 2002. On s'attendait à un cours d'algorithmique en français، لكن فاجأتنا بأنه الكور كان باللغة العربية كما قالت مدام لطيفة. وقتها احنا مازلنا صغار première année juste بعد الباك، donc قلنا la langue d'enseignement c'est le français, donc on était surpris que c'est l'arabe était la langue d'enseignement de l'algorithmique. وذاك اللي علمنا كونه les sciences n'ont pas une langue particulière, on peut apprendre l'algorithmique ou n'importe quelle autre spécialité scientifique avec n'importe quelle langue. واللي هي حاجة مهمة اليوم برشا surtout sur internet et dans l'esprit de l'auto-formation, parce qu'on peut suivre des cours en anglais, en français, en arabe et même en espagnol si on maîtrise. Donc c'est un facteur qui a influencé personnellement ma vision pour la pédagogie. Et merci beaucoup pour les 42 ans que vous avez fournis à l'ISG. Merci. سيد أحمد أنا c'est très particulier، قريت عندك 4 ولا 5 سنين ما عادش نتذكر. En fait, je pense qu'on a dans chacun de nous un peu de Sid Ahmed. Sûrement, quand on parle de l'ADN de l'ISG et du département informatique, il y a du Sid Ahmed. À coup certain, على خاطر أنا زاد نتذكر اللي قريته لنا كنت تدخل قريت عندك دي لونجاج يظهر لي راهم اللي خلقوهم نساوهم أدا السبيسيفيكاسيون زد إفال. عمرنا ما قرينا حتى لونجاج نورمال احنا وفات، حتى اكسل قريناه على تابلو بلون enfin تابلو نوار avec de la craie. Mais كي كنت exactement au fait tout ce qu'on avait كتاب et il fallait imaginer les choses. وانت tu avais cette capacité باش كل حاجه تتخلق في رؤوسنا. علمتنا au fait انا ديما نقول لهم d'ailleurs حتى تلاميذي نقول لهم un informaticien a un cerveau formaté, il est formaté dès la première année, il doit avoir un bon formatage. والسيرفو نتاعي انا بالذات فورماتي من عندك. حاجه اخرى زاده نحب نقولها اللي سي احمد a toujours été très fier de nous quand on évoluait في les grades, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. الحقيقه انا تعرفني rebelle شويه في الديبارتمون, on n'était pas toujours d'accord sur les grandes lignes, mais tu avais toujours ce mot gentil, Nahla, je suis fière de toi. Vas-y, c'est une حاجه très 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 importante de valoriser le travail des étudiants. وهذه parmi les rares anciens اللي كنت ديما دزنا امشيو ميساج حتى même si vous êtes différent de moi, allez-y. Donc merci pour tout ce que vous avez fait et qui continuera toujours معناتها كيما قلنا tu es en chacun d'entre nous. Merci. Merci. أنا ما قريتش عندك سيد أحمد, أما je vous ai côtoyé en tant que collègue. En plus سمعنا عنك عليك كان كل خير وعرفنا معناها عليك كان كل خير.
J'ai participé à l'organisation de AIXA à certains moments. Et puis nous sommes partis en voyage مع بعضنا équipe كاملة من ISG كوثر وفهمي سيد أحمد. مشينا في العكسة الثانية زدنا عرفناك أكثر زاد كيف السفر. وبي معناتها عندنا كان ان بون سوفنير فرانشمون معناتها لي جي اي كي دي اي جي دي سيد احمد ومعناتها ولي كيفك فرانشمون معناها اون فو سويت اون بون روتريت. اما ديما معانا في لي جي ان شاء الله. سيد احمد انا عرفتك كزميل وشفت فيك برشا انجاجمون يعطيك الصحه. واذا كنت انتقدت للاساليب التعليميه ربما عندك مساهمات كبيره في نور اديوكيشن لي جورني اللي عملتهم مع سي خالد ملولي وهذيك كانت فرصه هامه باش برشا ناس تراجع الاساليب التعليميه وتنظر في المخرجات وتفهم ان بو يعني فلسفه التعليم وشنو هو الانتظارات من العمليه التعليميه. وعلى كل حال هي في حد ذاتها مساهمه كبيره منك باش الناس تعاود هي بدها تفكر وتعمل لك النقد الذاتي. بارك الله فيك وفضلك وان شاء الله طول العمر. سيد احمد انا عرفتك كطالبه قريت عندك مرتين في الميتريز بروميير اني كور الغوريتميك دونك مقطع من الاول كيفاش تعلمت برشا النظام الكلامرساس والجوم وكلاسور يبدا مقسم بليزيور معناتها بارتي وكل بارتي عندها انتركالي لون وواحده معناتها سيتي. قريت عندك مره اخرى زاده في الماستر بروميير اني ماستر كور جيني لوجيسيال زاد نفكر برشا اكثر اكتيفيتي قعدت نفكر كيفاش نختاروا سوميتي من الجيني لوجيسيال ونعملوا لها توت اون ريشيرش بيبليغرافيك نتاعها ونعملوا حتى ان سيت ويب نعرفوا بها الشخصيه هذيك. زاد عرفت سيد احمد كان لي شرف نكون نساهم معاه في الاورغانيزاسيون نتاع لي كونفيرونس. تعلمت منه برشا حاجات اهم حاجه اللي هي كما قال لونجاجمون ديفومون سونس دو بارتاج والو ريسبي دي زوتر. يعطيك الصحة على اللي تعلمته الكل منك وربي يفضلك. اسمح لي سيد أحمد أن أتكلم باللغة العربية الفصحى علما مني لتقديركم وحبكم لهذه اللغة. كنت أحد تلامذتكم وتشرفت بذلك، وكان سيد أحمد في كل حصة يفاجئنا بشيء مختلف سواء في المحتوى أو في طريقة التدريس لما كنا نتعلم لغة الآدة أو الآدة. وأذكر جيدا أن بعض من الطلبة كان له نوع من الاعتراض على استعمال اللغة العربية، ولكن سبحان الله كان لسيد أحمد القدرة أن يجعلنا نستوعب هذه اللغات التي لم نسمع عنها مسبقا، فهي مختلفة على كل اللغات الفورمال بروجرامينج. وشيئا آخر كنا نتوجه بالأسئلة إلى سيد أحمد، وأذكر أحد الأصدقاء كريم وتوجه يوما لكم بسؤال باللغة الفرنسية، فنظر إليه سيد أحمد بكل هدوءه المعتاد والذي أتمنى شخصيا أن أمتلك البعض منه ورصانته المعهودة، وقال له: آسف يا بني أنا لا أستطيع الجواب حاليا. وكريم يعني درس في المدارس الفرنسية، فنظر إلي وقال لي: ما هذه سأنت تحذر. يعني نستعملها اليوم للمزح أنا وكريم. تعلمنا منكم الكثير وأنتم تفاجئوننا دائما بأخلاقيات عالية. وما قلتموه الآن أن يقوم مدرس وأستاذ فاضل مثلكم أن يقول أنا أعترف اليوم وأنا ألاحظ اليوم، هذا إن دل على شيء فهي يدل على أخلاقياتكم العالية وعلى قدرتكم المتميزة للنقد الذاتي، والتي لو كانت فينا جميعا بهذا المستوى أعتقد أن المنظومة التعليمية ستكون بإذن الله تعالى في أحسن حال. غرستم فينا الكثير، لكم منا كل التقدير والاحترام، وستظلون دائما سيد أحمد أستاذنا على العين والرأس. ألف شكر. Shukran. Alors nous avons beaucoup de retard, mais c'est de retard mérité. Inch'Allah, encore une fois, je veux recevoir, mais ça méritait. Ahmed a vraiment fait beaucoup et il n'a pas pu assister à l'ouverture. Nous sommes très contents qu'il ait pu assister à cette séance. Alors, Zainab, merci beaucoup d'être patienté. Merci, c'est Ahmed
J'ai oublié de dire que nous avons aussi ici Ahmed Al-Karam, qui est un enseignant, c'est un ancien de l'ISG. Il n'est pas seulement un grand responsable de la Banque centrale, il est ensuite un grand leader de Amen Bank et aujourd'hui de Tunisie Leasing and Factoring. Nous sommes très contents d'avoir eux et nous vous demandons à tous et à vous en particulier, Zainab, de nous pardonner à tous ces dérapages de temps qui étaient inévitables. Alors Zainab va nous parler de la recherche responsable. La responsabilité est à l'ordre du jour. Vous savez, dans le courant, il y a beaucoup de philosophes sur est-ce que l'histoire a un gradient ou est-ce que c'est un mouvement aléatoire. Il y a eu Saint-Augustin est le premier à avoir dit l'histoire a un gradient, elle a une direction. Les philosophes du XVIIIe siècle ont dit l'histoire a un gradient et l'évolution c'est vers la raison. Ensuite, l'histoire a un gradient vers la liberté. Aujourd'hui, l'histoire a un gradient et c'est vers la responsabilité. Saint-Exupéry a dit être homme, c'est être responsable. Les lions de la forêt sont aussi libres. Donc la liberté n'est pas une valeur distinctive. Ce qui est distinctif de l'homme, c'est la responsabilité, y compris et surtout dans la recherche. Merci, c'est ça là. Donc, en fin de compte, c'est bien que je passe en dernier parce que toutes les interventions ont traité des aspects que je vais discuter. Donc, alors, en introduction, on peut dire que la Tunisie, c'est le seul pays en Afrique, au Maghreb et dans le monde arabe, qui a bénéficié du statut de pays associé dans le cadre du programme européen H2020 et Horizon Europe 22-27. Dans le cadre de l'Horizon 2020, la Tunisie s'est classée 3e sur 16 pays avec un taux de succès des projets financés de 18,56%, avant la Suisse et la Norvège, et dépassant la moyenne européenne qui est de 14%. La Tunisie est également bien classée concernant le nombre de publications scientifiques, rapportées bien sûr à la taille de la population. Alors la problématique est la suivante, c'est que parmi les critères du programme Horizon Europe 2022-2027 figure l'excellence, la diffusion des connaissances et surtout l'impact économique, social de la recherche scientifique. Or, la Tunisie est classée 113e sur 132 pays en matière d'utilisation et de valorisation des résultats de la recherche. D'où l'intérêt de traiter de la responsabilité de la recherche universitaire en posant les deux questions suivantes. À qui la recherche universitaire est-elle utile et envers qui la recherche universitaire est-elle redevable? Alors, je vous ai dit tout à l'heure pendant le déjeuner que j'avais souhaité participer parce que j'ai un parti pris par rapport à ça et que pendant toutes les années que j'ai passées à l'université, j'ai été assez critique. En fin de compte, il y a 3 moments dans cette analyse réflexive. D'abord, je me suis posé la question, quelle est la relation entre la recherche pédagogique et l'enseignement? À l'époque, en 1993, la loi d'orientation de la recherche, il n'y avait pas encore ni de structure de recherche, ni de laboratoire. Donc, la question que je posais, c'était la responsabilité de la recherche ne prend pleine mesure que lorsqu'elle s'accomplit en liaison étroite avec l'enseignement. Il y avait un décalage énorme entre le contenu que nous pensons et la réalité du terrain. En 1995, d'ailleurs, c'était avec Sid Ahmed, je ne sais pas s'il s'en souvient, j'étais présidente du programme avec les SIG pour un séminaire international, gérer autrement, former autrement. Ensuite, 1999,
lors du 30e anniversaire de l'ISG, j'ai été aussi partie prenante dans le séminaire pour un renouvellement de l'enseignement de la gestion. 2004, alors 2004, je commence à encadrer des thèses, à faire participer à des jurys. Je suis nommée présidente de l'université de Tunis El Manal. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que les normes méthodologiques et la prévalence des méthodes quantitatives, les schémas expérimentaux teintés de positivisme soumettent le chercheur à une censure externe. Et j'avais beau attirer l'attention de mes collègues, ils étaient toujours dans le modèle habituel. Il faut publier, il faut avoir des revues à facteur d'impact, etc. Or, en 2015, au niveau de notre laboratoire, nous avons publié un ouvrage qui s'appelle Ambivalence. Et là, j'ai mis l'accent sur le fait qu'avec le découpage disciplinaire et par niche de spécialité, les chercheurs, soutenus par des logiciels sophistiqués, ont gagné en rigueur, efficacité, mais leur connaissance s'est appauvrie et ils ont perdu le sens des totalités sociales. En valorisant les publications, les brevets commercialisables, l'économie du savoir a mis en place un modèle taylorien de la recherche scientifique. Donc si Taylor, avec la révolution industrielle, a créé la division du travail scientifique, l'OST, aujourd'hui, avec ce découpage, on est dans l'OTS, c'est-à-dire l'organisation du travail scientifique, et nous créons ce que j'appelle les prolétaires de l'économie du savoir. Parce qu'on a dépossédé le chercheur, le penseur, l'élite que nous sommes, en une mécanique. Vous allez voir comment cela se traduit sur le terrain. Donc, voilà. Donc moi, quand j'ai fait ma recherche, ce que j'appelle la recherche 1.0, c'était dans les fichiers de l'ISG avec la machine à écrire. Donc ça, c'était la recherche 1.0. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans une problématique nouvelle que j'ai déjà évoquée, qui est la publication. Or, la publication nécessite quelquefois 7 années entre le moment où vous avez identifié votre problématique et le moment où votre article est publié. Alors, bien sûr, une fois qu'il est publié, on se demande si les données que vous avez collectées sont encore d'actualité. Maintenant, ils ne sont peut-être pas d'actualité, mais est-ce qu'ils ont une valeur ajoutée? Alors regardez un petit peu cet article. Chicken, 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 chicken. Donc tout l'article, il n'y a que le mot chicken, avec des virgules, des titres, des nuages de points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, les articles sont dans un format aseptisé qui répondent aux normes les plus strictes. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Alors, j'emprunte à Michel Crozier le titre de l'acteur et le système. Donc, on doit publier, certes, on doit se faire évaluer par les pairs, certes, mais ceci va nous amener à trouver des stratégies pour être très performants du point de vue bibliométrique. Alors, vous avez des étudiants ou des chercheurs ou des professeurs qui, en quête de publication, ils vont fragmenter artificiellement les résultats de leur recherche. Ils vont soumettre des manuscrits non finalisés. Ils vont introduire inutilement des éléments dans les articles pour favoriser les acceptations par les évaluateurs. Ils vont citer stratégiquement les travaux des membres des comités scientifiques de la revue pour augmenter les chances d'être publiés.
et ils se citent mutuellement pour pouvoir augmenter. Donc, on a un article là qui date de 2003 où on se demande si publier n'est pas une prostitution, puisque je ne fais pas une résolution de problème, mais je suis en train de me soumettre à la stratégie de publication de la revue à laquelle je suis en train de... Alors, bien sûr, jusqu'à présent, j'ai cru que j'étais un petit peu hors cadre. Mais heureusement que j'ai trouvé que depuis 2010, à Singapour, lors de la deuxième conférence, une déclaration portant sur 4 principes et 14 responsabilités a justement mis l'accent sur le fait que la recherche doit respecter certaines valeurs et surtout être orientée vers le citoyen et vers l'environnement social. Donc, quelles sont les responsabilités du chercheur 2.0? Bien sûr, ça c'est ce qu'on fait. On a un sujet original, on a l'honnêteté intellectuelle, on respecte les normes méthodologiques, mais comme on a vu tout à l'heure, on n'essaye pas de diffuser les résultats, on n'essaye pas de répondre aux besoins de la communauté, on n'essaye pas de communiquer ces résultats à ceux qui y ont participé. Vous allez voir une entreprise, elle participe à votre enquête et après, elle ne vous voit plus. Vous ne lui donnez pas un feedback de ce que vous avez fait. Donc, la recherche 3.0, c'est la séance ouverte. Aujourd'hui, partout dans le monde, on remet en question les évaluations, que ce soit le facteur impact, l'H-index ou les rankings. Pourquoi? Parce que cela évalue la revue plutôt que l'article. Ça donne trop d'importance aux critères quantitatifs, ne tient pas compte de la différence disciplinaire, ne tient compte que du nombre de citations et pas de la qualité scientifique, n'indique pas le contexte ou la qualité de la publication. Tout à l'heure, je vous ai parlé des prolétaires de l'économie et du savoir. Eh bien, vous avez là un livre de Joël de René, ancien directeur de la Cité des sciences de Paris, qui a parlé de la révolte du pronétariat. Le net pronétariat, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui vont utiliser le net pour publier. Alors, après la déclaration de Singapour, il y a eu la déclaration de San Francisco, qui, elle, va justement solliciter des signatures pour changer la façon d'évaluer. Aujourd'hui, bon, quand je dis aujourd'hui, c'est il y a un mois, parce que j'avais ce chiffre-là il y a un mois. Donc, il y a eu 21 000 signataires et 1800 organisations qui ont adhéré à la déclaration de San Francisco. Donc, l'ADORA stipule que les résultats de leur recherche ne se limitent pas à la publication d'articles dans les revues, mais comprennent également des versants pré-publication et surtout les retombées sociales et les changements qui découlent de la recherche. On a parlé tout à l'heure, si nous en a parlé, de la désinformation, du fake news. Donc, vous vous rappelez, lors de la crise sanitaire, la fameuse étude qui a été retirée du Lancet parce qu'elle mettait des résultats erronés. Vous avez les académies européennes qui viennent de publier un ouvrage qui, justement, attaque la désinformation. Et vous avez 140 académies de par le monde qui sont en train de combattre les revues prédatrices. Parce que les revues vous font payer. Et là, c'est de la pollution scientifique. Parce que tu payes, tu es publié, mais il n'y a pas de contrôle réel sur la valeur et la qualité de cette recherche. Donc, les revues, en fait, c'est des courtiers de la connaissance. Et aujourd'hui, on va aller vers l'autodiffusion grâce justement à la transition numérique. Depuis 2018, le plan d'action du libre accès
est promu par la coalition et le plan S lancé par Sciences Europe. Vous avez en France un plan national pour la science ouverte et l'UNESCO a en 2021 émis des recommandations pour la science ouverte. Donc, ce mouvement du libre accès constitue un système alternatif qui suppose, et c'est là que je vous demande de bien faire écouter, qui suppose des changements dans la valorisation des résultats, des changements au niveau des méthodes, des changements au niveau des modes de distribution et d'accès aux résultats, et un changement au niveau des formes et moyens de valorisation, ce qui nécessite une responsabilité pour créer un cadre juridique, sachant que la science ouverte, dans les pays de l'Amérique latine, 75% des publications se font selon ce modèle-là. Sauf que l'État a créé 2 plateformes, une en anglais et une en espagnol et portugais, pour permettre, donc l'État doit, si on veut aller dans ce sens, il va falloir les créer, ces plateformes, pour que faciliter l'accès à cette science ouverte. Il y a aussi, depuis le 28 septembre 2022, une réforme européenne. Donc, on va vers une révision de l'évaluation de la recherche avec 4 principaux engagements. Reconnaître la diversité, faire une évolution qualitative et pas seulement quantitative, abandonner les utilisations inappropriées et faire éviter l'utilisation des classements des organismes de recherche dans l'évaluation de la recherche. Donc c'est ça, les 4 engagements européens qui datent de quelques mois. Donc, la responsabilité des activités de recherche 3.0 se situe à 3 niveaux, au niveau individuel, au niveau institutionnel et au niveau sociétal. Au niveau individuel, cela est fondé sur les valeurs. Ensuite, c'est fondé sur la déontologie. Et sociétalement, c'est la responsabilité, parce qu'on est redevable face à des interlocuteurs qui peuvent être non scientifiques, et qui est la société à laquelle nous appartenons. Mais, si les 3 recherches, 4, 2, 1, 3, là on est encore en gestation, et on va vers le 4e paradigme. Le 4e paradigme, parce que le big data va complètement transformer notre façon de faire. Nous sommes à un nouveau stade de la recherche. Vous avez parlé tout à l'heure de GP3, donc on a vu des articles publiés où les auteurs, on cite des auteurs qui ne sont pas humains. En janvier 2023, Nature a fait état de 2 prépublications et de 2 articles publiés dans les domaines de la science et de la santé qui incluaient ChatGPT en tant qu'auteur. Le problème, c'est lorsqu'on se fait aider par cette intelligence, on n'est pas sûr que ce soit très honnête. Donc on a vu, parmi les articles qui ont été publiés, des références qui n'existent pas. ChatGPT, il y a une référence qui n'existe pas. Donc, regardez, le 27 février 2023, vous avez 40 chimistes qui ont publié un article pour montrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des articles scientifiques. Donc, si vous regardez bien, donc nous avons des chimistes, nous avons des biologistes, nous avons des médecins. Ce sont les disciplines qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Le 16 janvier 2023, il y avait ce titre, ChatGPT va bientôt devenir 570 fois plus puissant et personne n'est prêt. C'est pour dans 2 ans, dans 5 ans. Eh bien, c'était le 14 mars, puisque GPT-4 est sorti le 14 mars. Donc, il y a une accélération qui fait que l'intelligence artificielle et le big data
vont révolutionner la recherche et on est en route vers la noosphère. Qu'est-ce que c'est que la noosphère? C'est une conscience collective de l'humanité. C'est un jésuite qui, en 1950, a justement créé le concept avec le point oméga, c'est-à-dire un moment où toute l'intelligence va converger. Donc il y a une revue qui s'appelle la noosphère. Vous ne pouvez peut-être pas lire ce qu'il y a en dessous, mais c'est une citation de Théard de Chardin qui dit « Savoir plus pour être plus ». Alors pour être plus, ça veut dire que nous allons vers une intelligence augmentée, un cerveau planétaire que Joël Doronnet appelle le cybionte, c'est la combinaison entre cybernétique et biologie, et le point de singularité, et dès qu'à le point oméga, il est prévu pour 2050. Maintenant, c'est horrible. En 2050, on va converger tous vers une conscience planétaire. Alors, si vous regardez, juste, c'est un petit clin d'œil que je fais pour mes amis qui ont travaillé sur le métaverse. Regardez les deux hauts de noosphère et le logo de Meta. Donc on est en train d'aller vers l'infiniment grand. L'infiniment grand. Il s'agit de mettre en perspective les événements scientifiques, sociologiques, économiques, sociaux, culturels que nous vivons pour comprendre la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans une situation de transition énorme de nos sociétés. Et donc, il faut donner du sens à ce que nous faisons. On a la revue, mais c'est quoi ça? Alors, il y a les sciences de gestion. شنو البنك؟ Ce sont les médecins, ce sont les physiciens, ce sont les chimistes. Nous, on est vraiment à côté. Les 4 domaines dont on attend les grands bouleversements sont les technologies de l'information, les nanotechnologies, les neurosciences cognitives et les biotechnologies. Quand vous allez les fertiliser, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, bien sûr, il faut des garde-fous. Mais, en tant que sciences humaines et sociales, on devra intégrer ces connaissances. Il faut qu'on intègre, il faut qu'on fasse de la sensibilisation. Les sociétés, donc il faut les intégrer. Alors que jusqu'à présent, on a essayé de comprendre, c'est tout. Maintenant, il ne faut pas comprendre uniquement, il faut accompagner les transformations. Il va y avoir des transformations énormes, il faut qu'on accompagne. Et le gestionnaire, bien sûr, lui, c'est un acteur majeur, puisqu'il va permettre à l'entreprise d'intégrer tout ceci. Donc, la question qui se pose, c'est publier et ou accompagner les changements. Alors, dans notre laboratoire, nous avons plaidé pour la recherche-intervention. Et nous avons fait notre première rencontre en 2021, la deuxième rencontre en 2022 et la troisième rencontre en 2023. Donc nous sommes en train de mettre en place un modèle de recherche-intervention. Et si j'ai accepté aujourd'hui avec plaisir de faire cette communication, c'est pour dire aux entreprises qui sont présentes. Rahou, on a parlé depuis tout le temps de relations, recherche, entreprise. Tawa, nous sommes la recherche, la publication, et on doit aller accompagner les entreprises. Et ce sont les structures de recherche qui doivent mettre en place leur stratégie à travers cette recherche-intervention. Tout à l'heure, à table, si Belkadi a parlé du contrat cifre, on peut aller mettre en place une sorte, il y a eu Mobidoc, mais on peut aussi aller vers le contrat cifre. Alors, pour créer des connaissances à double impact, il faut
identifier les enjeux, co-créer les solutions, évaluer l'impact, diffuser la connaissance, ainsi par là l'intelligence artificielle qui a été interrogée par mon collègue Hazem Ben Issa. On ne peut dire que Amen. Donc, voilà ce que nous propose l'intelligence artificielle si on veut avoir une recherche avec un double impact. L'impact direct sur les entreprises et, pourquoi pas, modéliser et pouvoir publier. Mais la valeur ajoutée qui peut être tirée par l'entreprise est plus importante, je pense, dans cette mouvance. Je reviens maintenant, c'est la dernière diapo, à la question Tiana. Quelle est la responsabilité sociétale de l'entreprise et de l'université? Et à la question de départ, à qui la recherche universitaire est-elle utile? Je parle des sciences de gestion. Eh bien, il faut bien sûr valoriser la recherche, avoir un double impact sur la science et la société. Les chercheurs en sciences de gestion ont la responsabilité de faire en sorte que la société et les entreprises participent à la recherche et bénéficient directement de ces résultats. Et cela doit se faire ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça ne sert à rien. C'est du latin, donc hic et nunc, ça veut dire ici et maintenant. Il faut redéfinir l'espace et repenser le temps de la recherche. Il y a une accélération de l'histoire et les choses vont très très vite. Donc si on va mettre 5 ans pour faire la thèse et ensuite 5 ans pour publier, entre-temps, il y a de l'eau qui est... Donc je pense qu'il y a eu la déclaration de Singapour, la déclaration de San Francisco. Je vous propose de sortir avec la déclaration de Gamart. Merci. Donc, une ou deux questions, au plus, parce que nous avons accusé beaucoup de retard. Est-ce qu'il y a quelques questions? Voilà, Tadal. Malek Trabelsi, donc le Chief Executive Officer of Very Well. Thank you so much. Thank you. Thank you. And why? Very quick, because of the future of technology and how to move forward into the future with innovation. And there is one thing that I don't see that it's talked about today, which a part of the workshop this morning, is innovation. Actually, we see in universities around the world, in Europe, in the United States, and in UAE, and in the GCC areas, actually the outcome of the research is innovation, is finding solution to the problems that we have in the community, in the society, in order to fill a gap or to find a solution to fix it, which is either a social issue that it can be fixed based on that innovation, or it's in the level of the enterprise of the business. So actually what I would like to see in Tunisia is a little bit more of encouragement and empowerment of the students within innovation hubs in the universities. This is very, very important. Actually, just one mere process that it can be leveraging satellite technologies into a business, into agricultures, which is something that we are seeing today, applications that they are there, that we can utilize satellite technology to monitor water intake into the agricultural sector. So many other things that can be optimized using artificial intelligence, and actually today we talked about dark technologies, and all these technologies, you have the know-how and the capabilities as a student to
work on them. And this is one of the things that it is done in different universities. Seek help with innovation hubs from advisory, from advisors who are outside of the country, who can help to make incubation, to make acceleration. This is feasible, and this is a part of the social responsibility of the companies like us who are helping. And we do that in UAE, we do that in other parts of the world, and we are here to help also to move forward in that. Thank you. Voilà, donc voilà, we have climbed a very hard mountain. Now we're getting to the summit, to our panel. You know, we started very high and we're going to end very high. Mais le problème de la recherche en Tunisie, c'est que la Tunisie est très bien classée quand il s'agit de la production des connaissances. Mais elle est très mal classée quand il s'agit de la conversion des connaissances en valeur ou en solution. Et la raison est parce que nous avons une mauvaise compréhension du processus. Vous savez, il y a une différence entre la production de l'acier et la transformation de l'acier en voiture ou en appareil ou en machine. Et nous pensons que c'est la même chose. C'est l'erreur fondamentale. La même chose, avant, moi, quand on dit, quand j'étais à la Columbia, on devait choisir Doctor Engineer ou PhD. C'était plus fashionable PhD. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le Doctor Engineer, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre la faculté des sciences et l'école héllénite. Et dans les modèles de recherche actuels, les ERC, Engineering Research Centers, on exige, pour être éligible au financement de la Fondation américaine de la recherche, d'avoir un double où il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée et la recherche et le développement et l'entreprise et le financement. Donc voilà un peu l'orientation dans laquelle, encore une fois, c'est Ahmed El-Karam. Merci beaucoup d'être venu. Si Ahmed est un grand ami de l'ISG, c'est un ancien de l'ISG. Il a enseigné plusieurs cours de l'ISG. Il a participé à de très grandes et très importantes conférences à l'ISG, que ce soit avec l'Union européenne, avec Salah Al-Majri, que ce soit sur la privatisation en 1987, quand nous étions les premiers à aborder la question d'abord des entreprises publiques avec Salil Mili quand il est en Yougoslavie et Ljubljana, et ensuite la privatisation en elle-même. Et il a assumé beaucoup de responsabilités. Il était à la Banque centrale pendant très longtemps, de 1972 à 1992. Donc, grande expérience, grande connaissance. Et à travers la Banque centrale, c'est vraiment là où on connaît l'économie tunisienne. Il a été ensuite le président du directoire de Amen Bank, aussi de 1992 à 2021. Et aujourd'hui, à partir de 2021, il est le président de Tunisian Leasing and Factoring. So, vous voyez une grande expérience profonde, une connaissance de la réalité financière et économique de la Tunisie. Et nous sommes très heureux qu'il ait accepté d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier congrès de l'ISG, donc des anciens et des amis de l'ISG. Si Ahmed, vous avez le panel, donc Mahana Mouaz, je vous dis, aussi un ancien de l'ISG. Donc je vous laisse présenter votre panel. Et donc, si vous voulez bien, peut-être aller donc là-bas. J'ai l'honneur d'inviter Madame Leila Belkhiria, c'est Mohamed l'imam, c'est Mazel Joudi qui est à côté de moi, et c'est Adel Ben Youssef. Ah, c'est Adel. C'est Hanash, je vous remercie énormément pour les mots gentils que vous avez prononcés à mon égard. Je remercie également le membre de l'association de m'avoir fait l'honneur et le plaisir d'être avec vous dans ce panel. Mais malheureusement, il y a une sorte de calamité qui s'abat sur moi chaque fois où j'ai à intervenir. Les honorables organisateurs me mettent les derniers. À un moment où vous avez été servi par plusieurs interventions d'une brillante qualité, et je ne sais pas comment nous allons pouvoir être à leur niveau. À un moment où une journée pleine
quand même réduisent votre attention et vous donnent des envies autres que de suivre des discours barbatifs. C'est pour cela que je mettrai de mon côté un peu l'humour. Pour vous raconter une histoire. C'est un vieux monsieur qui doit faire une transplantation cardiaque. Le médecin court, lui trouve un cœur, le cœur d'un jeune homme de 20 ans. Il le refuse. Mais pourquoi? Mais elle est trop jeune, elle va me fatiguer. On cherche encore, on lui trouve le cœur d'un gestionnaire de fonds vautours, de fonds spéculatifs. Il le refuse. Mais pourquoi? Mais c'est connu, ces gens-là n'ont pas de cœur. On lui trouve enfin le cœur d'un banquier. Il dit, ah, là, je le prends. Pourquoi vous le prenez alors que vous avez refusé les autres? C'est un cœur qui n'a jamais travaillé. Je pense que notre mission aujourd'hui est de faire travailler un peu nos cœurs. Nous sommes certes tous très efficaces pour produire des bénéfices individuels pour nos actionnaires. Nous sommes tous très rationnels pour prendre des décisions qui vont prospérer nos entreprises. Mais il nous manque de responsabilités nouvelles, que la société nous amène à les prendre au sérieux. Et ces responsabilités qui avaient commencé au départ comme étant des appels philosophiques, généraux, je dirais même intouchables, immatériels, maintenant sont en train de toucher notre vie quotidienne. Ces responsabilités touchent 3 mots-clés qui devraient être normalement le fondement de l'organisation de la stratégie de chaque entreprise. Il s'agit de s'occuper tout d'abord de l'environnement, et on sait pourquoi, s'occuper ensuite du social, et s'occuper également de la bonne gouvernance. C'est pour cela qu'on a choisi de conférencier chacun dans ce domaine comme étant les spécialistes de ces 3 nouvelles préoccupations. Et j'abuse pas avec eux pour leur demander de limiter les interventions à 10 minutes. Nous avons pris de retard, comme l'a dit Hanashi, et nous devrons quand même ne pas donner l'exemple d'être des panélistes qui ne respectaient pas l'horaire. Pour nous parler d'environnement, il n'y a pas mieux que Saad El Ben Youssef, qui est professeur universitaire Côte d'Azur, qui est expert en changement climatique. J'ai eu le plaisir d'écouter Saad à plusieurs reprises. C'est une mine de savoir. Il peut parler 2 heures de cette question-là et vous êtes toujours demandeur. Mais malheureusement, vous n'avez que 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, je vous demanderai, si vous permettez, et si vous en êtes d'accord, que votre propos soit concentré aux préoccupations de l'entreprise. Maintenant, nous avons un accord, n'est-ce pas, qui a été signé entre les pays européens pour créer ce qu'on appelle la taxe carbone. Ça va impacter nos entreprises sévèrement. Nous avons également la Banque européenne, la Banque centrale européenne, qui maintenant exige des bilans carbone des entreprises financées par les banques. Nous avons également un marché carbone qui se développe et qui permet, n'est-ce pas, à monnayer ceux qui sont en train, disons, de déranger l'équilibre de l'humanité, c'est ce qu'on dit, pollueur-payeur. En quoi éventuellement ces nouveaux concepts pourraient impacter l'avenir de notre pays tunisienne et qu'est-ce que vous conseillez pour qu'on s'y prépare à être un acteur majeur de cette mutation environnementale essentielle et ô combien nécessaire pour l'harmonie et le développement de l'humanité. Merci beaucoup, Sid Ahmed. Ça me touche ce que vous avez dit et je vais à l'essentiel pour gagner un peu de temps. La réalité, c'est que nous entrons dans un monde, Zeynep tout à l'heure, elle a parlé de rupture, et la nouvelle rupture, la rupture carbone, elle est déjà là. Nous devons consommer et comprendre l'impact de notre consommation. Notre réunion aujourd'hui doit être évaluée en termes de carbone. Combien de carbone nous avons consommé pour venir ici? Ça va être une comptabilité très stricte. Et nous sommes dans un monde où on doit faire des changements très très rapides. Nous n'avons plus le temps.
Nous avons 7 ans, par exemple, en Tunisie pour diminuer notre intensité carbone à 45%. 45% d'intensité carbone en moins d'ici 2030. C'est un changement de paradigme très puissant. J'ai été avant-hier au Koweït et en Arabie Saoudite et j'étais impressionné par ces pays qui ont du pétrole à gogo, comment ils sont rentrés aujourd'hui dans cette nouvelle comptabilité et comment ils préparent leurs nouvelles entreprises. Alors, en même temps, ce nouveau monde, en fait, qui est imposé, et on va vers la neutralité carbone en 2050, c'est après-demain, 2050, la neutralité carbone, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, et on doit faire beaucoup d'efforts. Il faut absolument que les entreprises comprennent ce que c'est que la sensibilisation, ça c'est la première chose, mais c'est fini la sensibilisation, c'est les actions. La deuxième chose, c'est quelles mesures je peux prendre. Troisièmement, ce changement doit être vécu comme un changement positif. Hier, il y avait un panéliste qui disait, dans tout ce que nous faisons, il manque un D. Le nouveau monde doit être desirable. Ça doit être désiré. Et si on contraint les gens, ils ne vont pas là-bas. Alors, j'étais très touché par ce qui se passe au Maroc et la Confédération des employeurs marocains. Je suis en train de les accompagner sur l'industrie 4.0. Ils me disent que c'est une opportunité pour nous, la taxe au carbone en Europe. Parce que ça va handicaper les Chinois et l'Asie de transporter leurs marchandises jusqu'en Europe. Donc, c'est à nous de nous positionner et on doit le vivre comme quelque chose de positif. Ce n'est pas une contrainte. C'est un changement où on doit gagner. Mais ça, c'est le mindset, Sid Ahmed. Un dernier petit commentaire. Un prof allemand voulait collaborer avec moi aujourd'hui. Enfin, cette semaine, il m'a contacté. Je n'étais pas à Nice. J'ai envoyé ma doctorante pour le voir. Je demande à la doctorante en disant « Qu'est-ce que vous avez conclu ?» Elle m'a dit « Monsieur, ça va être très difficile de pouvoir collaborer avec lui. » Pourquoi ? Elle m'a dit « Mais ce monsieur, il possède sa voiture avec ses 2 voisins. Il a fait 37 heures en voiture pour venir à Nice. Et lorsqu'il est venu à Nice, il a amené son vélo avec lui. Lui, il pratique l'action climatique. Nous, on en parle dans nos articles. Donc, il faudrait vraiment qu'on passe à une autre étape. C'est l'action climatique. Ce n'est pas changement climatique et tout le reste. Et c'est désiré et c'est plein d'opportunités pour nous. Peut-être une autre question, parce que vous avez encore un peu de temps. Vous en tant qu'un grand négociateur, dans le cycle COP, le COP qui se relaye et dont les objectifs se retardent, j'ai l'impression. Pourquoi, d'après vous, la Tunisie n'est pas en train de se préparer sérieusement pour être à la hauteur des accords qu'elle a déjà signés? Et qu'est-ce qui nous manque pour que réellement nous rattrapons le retard? Parce qu'on oublie quand on signe, on va être peut-être redevable d'une réalisation. Les gens vont nous demander, n'est-ce pas, de leur dire qu'est-ce que nous avons réalisé pour que notre signature soit effectivement exécutée. Alors en Tunisie, en fait, effectivement, je négocie sur la finance climat depuis 5 ans. Les engagements que nous avons pris sont réalisables. Parce que nous avons une économie, une structure d'économie où si on agit sur juste quelques secteurs, on est capable d'aller là-bas. Notamment la transition énergétique. Et sur la transition énergétique, on est en train de se tirer une balle dans les pieds. Lorsqu'on regarde les pays de la région, comment ils sont en train de bouger sur la transition énergétique, et nous, on est toujours en train de négocier sur le cadre et le problème et les lenteurs administratives. Ce n'est pas normal aujourd'hui que des investisseurs ont pu, en fait, tout simplement signer des contrats et que du jour au lendemain, un ministère de l'énergie soit liquidé. C'est ce qui s'est passé en Tunisie lorsqu'en 2018, on liquide le ministère de l'énergie alors que vous avez signé avec des investisseurs étrangers des champs pour lesquels... Ce n'est pas normal. Le cadre législatif, notre administration a plombé la transition énergétique. Alors on espère aujourd'hui le rattrapage. Et on l'exige ce rattrapage. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui peut-être un changement de cap parce qu'on a compris qu'on est au fond du mur. Et il y a un proverbe chinois, il disait « On ne voit jamais aussi bien le mur que lorsqu'on est collé au mur ». Donc là, on est collé complètement au mur, on le voit le mur, et il faudrait absolument changer. La transition énergétique, pourquoi? En fait, j'en parle beaucoup, c'est 70% de notre objectif est concentré là-dedans. Si on arrive, en fait, et ce n'est pas uniquement des fermes, par exemple, on se concentre sur le solaire,
alors que l'éolien, c'est une mine d'or. Il y a d'autres sources. L'efficacité énergétique est fantastique. Il n'est pas normal qu'on fasse cette réunion avec de la lumière allumée. Ce n'est pas normal aujourd'hui dans le monde. Le moindre détail compte. Et il faut utiliser l'intelligence artificielle et toutes les technologies disponibles pour pouvoir optimiser. Nous rentrons dans un nouveau monde avec des nouveaux réflexes, avec de nouvelles manières de se comporter. Merci beaucoup. Mais je suis d'accord avec vous que les choses vont changer parce que maintenant, les pouvoirs politiques, auparavant, agissaient en recommandation. Par exemple, il avait recommandé aux banques de ne pas financer les projets polluants. On s'est rendu compte que ces recommandations n'aboutissaient à rien, que les banques n'ont pas changé de comportement. Et on finit par dire, n'est-ce pas, qu'il vaut mieux la banquise que les banquiers. Et maintenant, on passe à une étape supérieure. On passe à une étape de réglementation. Comme pour l'évaluation des risques de solvabilité qui est pris par les banques et qui est couvert par des provisions prélevées sur les bénéfices, nous acheminons maintenant vers un examen et une détermination des risques climatiques qui doit être lui également couvert par des provisions à prélever sur les bénéfices. Donc, nous touchons le portefeuille des agents économiques polluants et pour votre conséquence, cette prise de conscience sera, à mon avis, plus évidente et plus forte. Espérons qu'en Tunisie, on arrivera également à cette étape de réglementation qui est indispensable pour la maturité effective de protection de l'environnement. Alors, nous abordons maintenant le S, social. Le social, c'est une préoccupation très importante pour les entreprises. Et les règles de développement durable des Nations Unies font plusieurs recommandations pour s'occuper de l'aspect social. Vous savez, l'emploi des enfants, qui malheureusement sont exploités dans certains pays, principalement asiatiques, au moindre coût, et ça leur donne des capacités d'exportation injustifiées et amorales. La parité, la question de la parité, la question de genre, et j'en passe. Le développement, n'est-ce pas, intégré, inclusif, et il n'est pas mieux, c'est pas que Madame Leïla Belkhiria, que j'ai suivi son œuvre depuis quelques années, et j'ai vu qu'elle garde toujours une âme militante pour que dans le monde de l'entreprise, les valeurs de genre, les valeurs, n'est-ce pas, d'équité homme-femme, soient des valeurs suivies, appliquées réellement. Et dans son rôle actuel de présidente du Conseil national des femmes, chef d'entreprise, elle a effectivement fait beaucoup de réalisations, beaucoup d'actions en la matière, et je pense qu'elle va nous enrichir en nous évoquant ces questions-là. Madame. Merci Sid Ahmed, c'est un grand honneur pour moi d'être ici présente avec d'imminentes personnalités. D'ailleurs, je remercie énormément Madame Kauthar Nuira de m'avoir donné cette occasion pour être parmi les anciens de l'ISG, parce que je me considère comme ancienne. Par rapport à la responsabilité sociale et à l'égalité genre, c'est un combat. C'est-à-dire qu'en Tunisie, pour nous, on a démarré et à chaque fois que j'assiste à une conférence, un brainstorming au niveau d'un bailleur de fonds ou à l'international, on est victime de notre succès. On nous dit, sur le cadre juridique, vous avez, vous les femmes tunisiennes, tous les droits. Donc vous n'avez besoin de rien. Et en fin de compte, les statistiques sont là. Les statistiques montrent qu'au niveau de l'université, les femmes sont généralement le plus grand nombre des nouveaux diplômés. Mais malheureusement, au niveau du marché du travail, nous ne les retrouvons pas. Et partant de ce constat et beaucoup d'autres, à la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, on a commencé à faire des études de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin ou bien de l'écosystème de la femme dans les postes de décision. Parce que ce sont deux axes qu'on doit travailler en parallèle. On ne peut pas mettre la femme tunisienne dans sa vraie position, à savoir être d'une valeur ajoutée pour l'économie tunisienne, dont nous revendiquons la croissance tout le temps, sans aller dans des stratégies qui encouragent la femme à créer des entreprises. Et c'est une stratégie qui demande des volontés politiques et des volontés économiques au niveau de l'écosystème. C'est-à-dire, par exemple, pour les banques.
Nous avons étudié le côté bancaire et nous avons constaté que les femmes qui sont généralement connues pour être des clients solvables, ne prenant pas des risques inutiles, elles n'existent pas dans tout ce qui est financement, surtout à grand capital. Et là, la responsabilité n'est pas jetée au secteur bancaire ni aux institutions financières, investissements, etc. La responsabilité est due que la femme, quand elle crée son entreprise, elle n'y réfléchit pas suffisamment parce qu'elle se trouve dans une situation, je parle de 10 ans et 15 ans en arrière, la femme tunisienne, dans une situation où il n'y a pas la possibilité de concilier entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, donc elle va pour la facilité, et là, elle crée une entreprise spontanée sans avoir réfléchi. Donc, au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, généralement, maintenant que j'assiste, je suis fière de participer à pas mal d'institutions. Nous avons pensé à renforcer les compétences des femmes, et ça se situe au niveau de l'université. Comment ça se situe au niveau de l'université? Nous avons plusieurs problématiques, je vais en citer deux. La première problématique, le leadership féminin est inexistant, c'est-à-dire de par la formation d'une jeune femme, on ne l'incite pas à avoir le leadership pour créer un projet et pour être leader dans son domaine économique. Donc déjà, cette mentalité devrait être créée dès le jeune âge, dès les bancs de l'école, et avoir des success stories qui soient médiatisés, qui soient inspirants au niveau de tout l'écosystème de l'entrepreneuriat pour que la femme jeune rêve de devenir femme entrepreneur et dans un poste de décision. Le deuxième point, il y en a plusieurs comme j'ai déjà dit, c'est le fait de ne pas adapter les exigences régionales à nos exigences entrepreneuriales. Par exemple, il y a des régions qui sont connues pour certaines caractéristiques. Je dirais que le Sud serait une région porteuse pour les énergies renouvelables. Alors que dans les familles tunisiennes, on accepte qu'une jeune fille aille à l'université, se déplace et habite seule, mais on n'accepte pas qu'elle soit employée ou qu'elle soit chef d'entreprise et qu'elle habite seule. Donc comment créer des programmes, et ça se passe au niveau du plus haut niveau, qui soient en adéquation avec les exigences des régions, aussi bien dans les cursus universitaires que dans les visions et les planifications économiques. Vous allez me dire, c'est utopique. Nous l'avons fait. Nous nous sommes associés en tant que Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise avec les ISET et avec l'expertise partagée des collèges et instituts du Canada, nous avons créé des maîtrises selon les régions. Donc, dans la région du Nord des ISET de Béja, nous avons créé des licences et des maîtrises pour tout ce qui est production laitière. Pour le Sud, c'est les énergies renouvelables. Et nous avons pu, à travers 5 licences que nous avons mis en place, avec bien sûr une réflexion au niveau du syndicat du patronat, des universités tunisiennes, les ISET, du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'expertise canadienne de collèges et instituts du Canada, et en incitant toujours sur le côté genre. Ceci pour tout ce qui est création d'entreprises. Je ne vais pas m'étaler parce qu'on n'a pas le temps, et c'est beaucoup de travail au niveau des stratégies, des politiques, des lois, des instituts de soutien, de la présence des femmes dans les structures professionnelles, etc., etc. Par rapport aux femmes dans les postes de décision, c'est très important, d'ailleurs si Mouaz par la suite en parlera peut-être davantage, nous avons constaté que par rapport aux entreprises, si nous allons faire des statistiques, les femmes se trouvent généralement dans le bas de l'échelle hiérarchique, au milieu et rarement au top management. Il y a un pourcentage de 2% de femmes dans les postes de décision au top management du secteur privé. Et donc, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire par rapport aux statistiques des femmes dans les nouveaux diplômés, nous avons une perte de potentiel. Une perte de potentiel. Nous ne bénéficions pas
des ressources et du capital humain féminin comme il se doit, puisqu'on ne les retrouve pas. Or, dans l'autre côté, par rapport à tout ce qu'on voit comme études à travers le monde, la présence des femmes dans les conseils d'administration, dans le top management, augmente la productivité de l'entreprise, donne un aspect d'innovation et de créativité plus important. Alors pourquoi en Tunisie nous ne retrouvons pas ces femmes? Tout simplement parce que nous n'avons pas de stratégie. Pour conclure, je vous informerai qu'à travers, il y a beaucoup de femmes tunisiennes qui militent pour cela, à travers une unité dans la société civile, des sentiments que nous ressentons, nous, de frustration, parce que bien que nous soyons là pour inspirer les jeunes femmes pour être dans le top management, les statistiques nous font faux bon. Nous avons mis en place cette semaine le premier observatoire pour l'égalité des femmes dans les postes de décision tunisiens et pour pouvoir booster justement ces femmes et les entreprises à adopter des stratégies d'égalité des chances au recrutement, parce qu'il n'est pas intéressant d'avoir des femmes plus que des hommes, il faut une égalité des chances au recrutement, au cursus hiérarchique, c'est-à-dire qu'il faut des formations dans ce sens au sein de l'entreprise, une stratégie de diversité genre, arriver à détecter ce qu'on appelle les talent stratégie, c'est-à-dire prendre des femmes, leur donner la confiance nécessaire, les former pour qu'elles soient dans un conseil d'administration ou directrice générale ou PDG. Donc cet observatoire s'est associé avec la Bourse de Tunis et nous avons primé les 8 premières entreprises qui ont un maximum de femmes dans leur conseil d'administration. Figurez-vous qu'en Tunisie, le maximum qu'on puisse atteindre dans un conseil d'administration au niveau des entreprises cotées en bourse ne dépasse pas les 38%. Ce qui est peu et ce qui est une zone en dessous de la zone qui devrait être l'excellence pour qu'il y ait ces femmes dans les conseils d'administration. Je pense que je ne vais pas plus accaparer la parole et c'est toujours un combat et un défi, mais c'est un pilier incontournable pour la responsabilité sociale et pour l'égalité et pour une valeur ajoutée au niveau de l'entreprise et de l'économie. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage qui, d'ailleurs, me réconforte, mais également me rend un peu perplexe. Tout le monde sait, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, tout le monde l'a dit. Dans l'université, les femmes réussissent mieux que les hommes. Moi, quand je fais des séances de recrutement dans la banque, que j'ai besoin de 10 postes, par exemple, je reçois 30 candidats femmes, à peine 15 candidats hommes, et les femmes sont toujours classées parmi les premières. Et ça dure depuis longtemps. J'essaie de recruter, n'est-ce pas, d'une manière homogène, en espérant un peu vivre sur la parité. Mais malheureusement, notre classement à l'échelle mondiale, n'est-ce pas, en termes de parité, est en train de baisser. Nous régressons. Nous régressons alors que nous normalement, le génie, n'est-ce pas, de la femme tunisienne, son éducation, sa formation, son positionnement universitaire devrait nous amener à améliorer notre classement. C'est que malheureusement, la femme ne trouve pas accès à l'emploi et à l'emploi de qualité en plus, comme vous l'avez expliqué. Nous avons à peu près 1,3 million de femmes qui ont un niveau d'instruction qui ne travaillent pas. Imaginez si nous ouvrons, n'est-ce pas, le porte à ces femmes-là et pour venir enrichir un peu le monde de l'entreprise et le monde, n'est-ce pas, des entités productrices, l'effet qu'ils vont avoir sur l'augmentation de la production, c'est la croissance. Cela me pose, peut-être avoir votre avis, cette question. Est-ce que le temps n'est pas venu pour une sorte de discrimination positive? N'est pas venu pour une loi, par exemple, qui dirait, sur un laps de temps de 3 ans, 5 ans, le pourcentage de femmes devrait arriver à un minimum de 50% de l'effectif employé dans la société, qu'ils soient d'ailleurs agents d'exécution, cadres moyens, cadres supérieurs ou même cadres dirigeants. Est-ce qu'une mesure comme celle-là pourrait avoir la chance d'être prise? Et si elle est prise, est-ce que vous estimez qu'elle pourrait avoir des résultats positifs sur la promotion de la femme et sur les effets sur la promotion de l'économie tunisienne?
Il y a deux philosophies à travers le monde. Il y a la philosophie qui dit qu'il faut une loi et il y a une philosophie qui dit qu'il faut des institutions comme des institutions qui justement réorganisent l'écosystème et le contrôlent. En ce qui me concerne, je suis pour le quota, je suis pour la discrimination positive. Parce que, pourquoi je suis pour la discrimination boost justement, et que les femmes, la compétence, on n'a jamais dit, par exemple, à un homme, est-ce que vous êtes compétent ou pas? On lui offre le poste, il accepte. Donc les femmes, pourquoi se poser cette question? Donnez les femmes, donnez-leur la chance, exigez le quota, et par la suite, elles seront dans les postes de décision et que chacune puisse prouver si elle est compétente, si elle en est capable ou non. Pour la Tunisie, nous avons accusé un grand retard. Et si nous allons attendre que ça soit sans loi, sans quota, et qu'on laisse les choses faire, nous allons encore... tout ce qu'on a gagné par rapport à la positionnement de la femme, les lois et les droits, nous allons les perdre. Et ceci est un des critères qui classe un pays dans le stade d'un pays développé, pour le quota et pour la loi. Et nous allons d'ailleurs faire un plaidoyer pour cela. Merci beaucoup, madame. Bien, abordons maintenant le troisième mot, léger. J'ai la gouvernance. La question de la gouvernance, peut-être, on ne la saisit pas de manière très précise pour son impact sur les préférences de l'entreprise. Mais nous avons eu la chance ou la malchance, d'avoir dernièrement une expérience qui nous démontre l'impact de la mauvaise gouvernance, la faillite de la banque, la Silicon Valley Bank. Le président Biden avait fait un discours disant que cette fois-ci, nous allons sanctionner les dirigeants qui ont été à l'origine de cette faillite, de cette confiture. Vous savez, la crise de 2008, par exemple, aucun banquier n'a été sanctionné. Le coût a été énorme pour l'économie internationale, mais aucun n'a sanctionné, c'est le public, donc c'est le budget de l'État, donc c'est la collectivité qui a payé le prix et on passe à autre chose. Cette fois-ci, on veut sanctionner. Pourquoi on veut sanctionner? Parce qu'on a maintenant la preuve que la faillite de la banque résulte principalement d'une mauvaise gouvernance. Il faut dire que les choses sont très fines, très compliquées. Parce que la banque, si vous l'examinez de manière faciale, vous trouvez qu'elle remplit, n'est-ce pas, toutes les règles de contrôle prudentiel. Normalement, on peut se dire qu'elle est bien gouvernée, mais qu'au-delà de ces indicateurs statistiques, elle a des défaillances. Première défaillance, comment une banque concentre toutes ses ressources, à peu près 150 ou 160 milliards de dollars, chez un seul secteur d'activité économique, le start-up. La défaillance maintenant ne provient plus uniquement des crédits. Ce ne sont pas les mauvais crédits qui sont à l'origine de la faillite. Non, c'est cette concentration de dépôts sur une collectivité soudée dont l'information communique très vite. Si un retire son argent, les autres vont le suivre parce que le mouvement d'information est très rapide. Et cette approche de son absence de diversification de concentration est un indicateur de mauvaise gouvernance. Deuxièmement, ce n'est pas suffisant de placer des dépôts de la clientèle dans le bon des trésors américains, qui sont les plus solvables. Personne ne mettrait en doute la solvabilité du gouvernement américain. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que ceux qui gèrent la banque n'ont pas pris les précautions nécessaires pour se couvrir contre la variation des taux d'intérêt. Ils sont trouvés détenteurs des bons de trésor avec les taux anciens, 1%, alors que maintenant, les bons de trésor, après l'augmentation du taux d'intérêt en Amérique, suite à la changement de politique monétaire de la Fed, le taux d'intérêt maintenant atteint les 5, voire 6% dans certaines échéances assez lointaines. Donc vous voyez, cette mauvaise gouvernance a failli provoquer la faillite de plusieurs start-up, a failli occasionner des pertes pour 150, 160 milliards de dollars, n'eût été une intervention rapide et solitaire des pouvoirs monétaires américains. Donc les cas maintenant de la bonne gouvernance sont des cas qui deviennent très très importants pour leurs conséquences. Et il n'y a pas mieux, n'est-ce pas, pour nous parler de ça, que c'est Mouaz El-Joudi, qui est l'homme de la bonne gouvernance en Tunisie. Il est l'expert chevronné en la matière. Il a créé l'Institut des administrateurs, n'est-ce pas, des entreprises. Et il a formé plusieurs générations, plusieurs cohortes. Et maintenant, je pense que nous avons un vivier
d'hommes et de femmes formés convenablement pour être des administrateurs chevronnés de nos entreprises, de nos banques. Merci beaucoup, Sidi Ahmed. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Tout d'abord, moi je pourrais vous dire que les critères ESG vont devenir des critères indispensables pour le financement et le développement des entreprises. L'autre fois, j'écoutais une interview du président du Fonds souverain de la Norvège. Le Fonds souverain de la Norvège, c'est un fonds qui brasse des centaines de milliards d'euros. C'est l'un des plus grands fonds au monde. Le président du Fonds souverain de la Norvège a déclaré que dorénavant, plus aucun sou ne sera levé de ce fonds s'il n'y a pas une conformité par rapport aux critères ESG de la part des investisseurs et des entreprises qui souhaitent lever des fonds de la part de ce fonds. Donc aujourd'hui, on parle de la finance durable. Tout financement va être lié, va être conditionné par la compliance, par la conformité aux règles ESG. J'ai vu que dans certains pays dans le monde, aujourd'hui, on est en train de changer la réglementation. En France, par exemple, en 2024, pour les entreprises cotées en bourse, les 500 premières entreprises françaises, cotées dans le CAC 40, dans le SBF 120, 250, compartiments A, B et C, ces entreprises vont être obligées de publier un rapport annuel sur l'ESG avec le rapport des commissaires aux comptes et avec le rapport concernant tout ce qui est procédure de contrôle interne. Donc les entreprises, on est en train de les obliger de publier et d'attester leur conformité aux règles ESG. L'autre fois, j'étais à Dubaï. Dubaï, ils sont en train de travailler sur le concept de la ville ESG. Donc pour Dubaï, ils ont une vision. En 2026, 2027, Dubaï serait donc une ville intelligente, une ville qui respecterait donc les principes et les règles du développement durable, qui sera plus une ville polluante et qui va développer des règles et des bonnes pratiques en matière de gouvernance et de responsabilité sociétale des entreprises. Donc là, l'ESG devient vraiment aujourd'hui au cœur des débats, au cœur des décisions, au cœur des mesures et des lois qui sont prises et qui seront prises au présent et dans l'avenir proche. Alors concernant la gouvernance, on a travaillé beaucoup là-dessus, notamment en Tunisie. Moi je pense que je vais être vraiment objectif et en même temps positif et constructif. Moi je pense que les choses ont vraiment avancé en Tunisie à ce niveau. C'est-à-dire que ce n'est plus l'ère où donc on avait les fameux PDG, où on avait des conseils d'administration qui étaient, je dirais, des chambres d'enregistrement, où on avait des assemblées générales qui étaient un peu fictives de forme, où on avait des actionnaires qui n'avaient pas de rendu de compte, qui n'avaient pas de communication. On avait des administrateurs qui venaient juste une fois par an pour signer les PV et prendre leurs enveloppes de jetons de présence. Aujourd'hui, la gouvernance dans les entreprises et dans les banques, c'est une réalité en Tunisie, notamment dans les entreprises cotées en bourse, notamment dans les banques, parce qu'il y a les circulaires de la BCT, de la Banque centrale de Tunisie, circulaire 2011-06, la circulaire de 2021, et puis la loi bancaire et financière de 2016, et puis aussi les règles du Conseil du CMF, du Conseil du marché financier, les règles de la bourse de Tunis, et puis même les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, qui ne sont pas des banques, sont en train de prendre en considération ces règles de gouvernance et sont en train de les appliquer. C'est-à-dire elles ont développé une culture de la bonne gouvernance sans qu'il y ait de contraintes par rapport à ça. Dans la pratique, aujourd'hui, nous avons 4-5 règles qui sont, je dirais, qu'on peut considérer comme une réalité dans les systèmes de gouvernance des entreprises tunisiennes. La séparation des pouvoirs, nous sommes en train de la constater en pratique, la séparation entre le pouvoir de contrôle et le pouvoir de gestion dans l'entreprise. Tout ce qui est aujourd'hui indépendance, autonomie et fiabilité des organes de contrôle. On est de plus en plus conscient du fait que le contrôle est une fonction importante au sein de l'entreprise. Je me rappelle, je faisais une mission de consulting avec la Banque mondiale il y a quelques années.
ont trouvé que les responsables chargés du contrôle dans les entreprises publiques, par exemple, c'était des gens qui étaient les plus dévalorisés, qui avaient le plus de problèmes, qui traînaient le plus de cadavres dans les tiroirs, dans les entreprises, et c'était une forme de voilà, c'était un post-garage où on voulait les cacher, ces gens-là. Aujourd'hui, on est en train de revaloriser le contrôle parce que c'est important d'avoir un contrôle efficient dans les entreprises. Et puis, les conseils d'administration, les administrateurs qui deviennent vraiment de véritables acteurs de la gouvernance des entreprises. Hier, nous avons fait une augmentation de capital dans la société Magasin Général. Je suis administrateur, président du comité d'audit et des risques du groupe MG, donc un groupe qui fait de la grande distribution, une entreprise privatisée, c'est ça là, donc qui était une entreprise publique avant, Maraz Al-Am, qui est devenue aujourd'hui une entreprise privée. Et nous avons fait une augmentation de capital entre numéraire et prime d'émission de 52 millions de dinars. Et c'était le conseil d'administration, c'est Ahmed, les administrateurs indépendants qui ont insisté pour qu'il y ait une injection d'argent frais. Pourquoi ? Pour 4 raisons. Tout d'abord, pour améliorer l'état des magasins qui sont devenus un peu vétustes dans le parc des magasins de l'entreprise Magasin Général, et pour que le client puisse avoir donc une meilleure expérience achat et que les services soient améliorés. En même temps, nous avons exigé cette augmentation de capital pour payer les fournisseurs et les banques à temps. Bon, il n'y a eu aucune défaillance par rapport aux banques, mais quelques retards au niveau des fournisseurs. Donc la gouvernance, c'est aussi la création de valeur partenariale, c'est la relation avec les stakeholders, avec les parties prenantes. Il ne suffit pas uniquement de créer de la valeur actionnariale, il est important aussi de penser aux parties prenantes. Parce que les entreprises aujourd'hui qui sont en train de se développer au niveau international et qui sont à la 4e ou à la 5e génération sont des entreprises qui donnent beaucoup d'importance à leurs parties prenantes. Moi j'ai travaillé beaucoup avec le groupe Danone qui font à peu près donc, le double du PIB tunisien comme chiffre d'affaires. Chez Danone, ils parlent de la coalition de parties prenantes. Donc les gens de Danone disent que nous, on ne peut pas se développer sans qu'on puisse pas avoir une bonne relation avec le fournisseur, sans qu'il n'y ait pas une satisfaction des clients, sans que les actionnaires ne soient pas fidèles à l'entreprise, sans qu'on ne respecte pas donc les critères du développement environnemental donc, pour notre entreprise. Donc tout ce qui est partie prenante, tout ce qui est création de valeur partenariale, aujourd'hui c'est pris en compte et c'est ce qu'on essaie de faire en Tunisie. Donc à Magasin Général, nous avons incité les actionnaires à injecter de l'argent frais afin de financer le développement de l'entreprise, afin de respecter les délais pour les fournisseurs et afin aussi d'aller vers plus de digitalisation dans l'entreprise. Je termine sur un point, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de l'ESG, on parle de l'ESSG, Ecology, Social, Security and Governance. Nous avons rajouté un S donc, au concept. Security, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la sécurité des approvisionnements et par rapport à la sécurité des systèmes d'information, où il y a plusieurs attaques à ce niveau. Et en Tunisie, nous avons subi quelques attaques. Je termine par un exemple, pour qu'on soit toujours dans la pratique. Je suis également administrateur d'une entreprise qui s'appelle Landor. C'est une PME tunisienne, on fait du fromage, on fait à peu près 180 millions de dinars de chiffre d'affaires. Et à Landor, nous avons levé des fonds auprès du fonds Africa Invest. Et ces fonds ont servi à construire, à financer la construction d'une usine au Maroc. Et le fonds Africa Invest, parmi les critères qu'ils ont demandé, c'est de dire, écoutez, vous avez un business plan, vous avez donc une stratégie, votre produit est de plus en plus demandé hors marché tunisien, on croit dans ce produit-là, on croit dans votre développement, mais il faut nous montrer comment vous allez sécuriser l'approvisionnement de vos matières premières, parce que le fromage, on le fait à base de beurre, à base de caséine, à base donc de lactosérum, à base de lait, à base d'huile végétale pour tout ce qui est préparation alimentaire, et ces produits sont de plus en plus chers sur le marché international, avec la pénurie en termes de matières premières et puis les problèmes logistiques. Donc le fonds d'investissement exige qu'on sécurise de plus en plus nos approvisionnements afin de garantir la pérennité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus d'ESSJ comme concept qui conditionne le développement des entreprises. Merci. Très bien.
Merci beaucoup aussi, moi. Et Sid Ahmed, la présence des femmes dans les conseils d'administration, c'est quelque chose, on travaille beaucoup là-dessus avec Leïla, que je remercie, et nous allons inciter les entreprises tunisiennes, les banques, à avoir un quota de femmes dans les conseils, parce qu'il y a quelque temps, c'était vraiment une honte. On le dit, on n'avait pas de femmes dans les conseils d'administration et dans les banques, des banques des entreprises. Aujourd'hui, c'est en train de s'améliorer, on a de plus en plus de demandes, et moi, par expérience, donc je remarque que quand il y a une femme dans le conseil d'administration, les hommes se rasent de près, ils se parfument, ils sont plus polis, ils sont plus... c'est déjà ça, de gagner. Voilà, donc la présence des femmes adoucit un peu les conseils d'administration, en plus de l'intelligence de la femme et de sa contribution. Voilà, merci. Merci, Moaz. C'est vrai, les femmes, mais également autre chose. Nous militons également pour les administrateurs indépendants. La plupart de nos entreprises sont administrées par la famille ou par les amis intimes de la famille ou par ceux qui portent allégeance à la famille. C'est quelque chose qui n'est pas productif. Et vous comprenez que ça ne peut pas évoluer parce que c'est le patron, donc le PDG qui décide et l'autre ne font qu'applaudir. De plus en plus, il y a une revendication de la part, n'est-ce pas, de financiers, de la société civile, de la part également des actionnaires même. Est-ce que le conseil des entreprises soit renforcé par des administrateurs indépendants? Et c'est effectivement ce que fait ce Moaz. Moaz, il est là pour former cette cohorte d'administrateurs indépendants, parce que parfois nous trouvons des difficultés pour le trouver. Quand on a des gens formés, n'est-ce pas, diplômés en la matière, ça simplifie cette ouverture qui est nécessaire. Je pense qu'est venu maintenant le moment pour que nous replaçons nos sujets dans le contexte de l'enseignement. Et tout ce que vous avez dit est quelque chose qui est partagé, je pense, par la salle, mais ça devrait normalement faire l'objet d'un apprentissage précoce pour que tous les étudiants, quand ils regagnent les entreprises, soient porteurs de ces vecteurs de valeurs morales fortes et soient des acteurs pour pouvoir effectivement pousser aux mutations vers la bonne gouvernance, vers le social et vers, n'est-ce pas, l'environnement. Cela dépend de leur enseignement, dépend du programme universitaire. Est-ce qu'elle intègre dans leur composition ces soucis-là? Dépend également de corps enseignant. Est-ce que lui-même est convaincu et convenablement formé pour donner effectivement à ces valeurs leur signification fondamentale? Donc là, je pense qu'il y a matière de revoir l'enseignement pour y intégrer de manière forte, permanente et continuelle de considération de ISG. Et il n'y a pas mieux, n'est-ce pas, pour cela que si Mohamed lui-même, que vous connaissez tous, parce qu'elle a dirigé avec brio l'ISG, elle a été également chef de cabinet des ministres, et je pense qu'il peut nous donner son sentiment en la matière. Vas-y, Mohamed. Merci, Si Ahmed, vous avez tout dit. Enfin, je voudrais bien saluer toute l'audience. Merci pour l'association et merci, C'est Salah, pour la proposition de la thématique de ce congrès. La thématique est très importante de par les intervenants. Vraiment, c'est un régal d'être parmi vous. Enfin, à l'ESG, je voudrais bien parler d'un concept qui est composé de critères. Pas environnement plus social, plus gestion, plus gouvernance. C'est un standard qui est composé de plusieurs critères pour une institution ou une université ayant comme focus la gestion de l'impact environnemental, la gestion des stakeholders et les bonnes pratiques de gouvernance qui se rapportent à ces points. Ce n'est pas la bonne gouvernance dans l'absolu. On parle pour ce critère-là, on parle de la bonne gouvernance qui est d'accord avec la stratégie nouvelle du respect de l'environnement, du respect du social. Donc, je voudrais bien insister sur ce point, de point de vue université américaine et australienne et même plusieurs européennes. Donc, le pourquoi de cette ESG qui existe maintenant bel et bien dans les universités, eh bien, ce n'est pas une surprise, peut-être pour les entreprises, pour les universités, c'est une continuité logique de l'existant des RSE dans les community services dans les universités américaines. Il y a toujours la composante enseignement, recherche et community service.
C'est les trois fonctions essentielles de l'université. Donc c'est l'évolution logique de par les événements récents dans le monde entier, l'actualité internationale sur le changement climatique, tel que M. Adel vient, la pollution, crise de l'énergie, réflexion de l'eau, et surtout respect des droits des générations futures à un environnement sain et à une société équitable, et ça c'est le plus important. Et d'ailleurs, ce principe-là est très populaire parmi les jeunes générations dans le monde entier, et surtout la génération Z, on ne sait pas quelle génération future. Ils veulent d'ailleurs, les enquêtes qui se font dans les universités sont toujours en augmentation. La demande du respect de l'environnement dans les universités américaines est en croissance. C'est pour cette raison-là que les universités vont transformer leur gouvernance et adopter des principes de respect de l'environnement et du respect du social. Donc, ils sont en train de réviser leur stratégie. Par exemple, les universités australiennes, il y a un problème avec les aborigines. Il n'y a aucun respect. Maintenant, ils sont en train de revoir leur mission, vision, valeur, stratégie pour respecter les indigènes de la société. Ils étaient oubliés depuis belle lurette. Donc voilà, les universités sont en train de se mettre au diapason de ce critère-là, ESG. Sur le plan environnement, il y a beaucoup d'adoption de Green Campus, Eco Campus, les initiatives des énergies propres. Même on désigne un responsable de Sustainability Officer. La durabilité, c'est un principe très noble. On ne peut pas vivre avec des étudiants sans leur apporter la sécurité à venir de leur existence. Donc la gouvernance dans ce critère-là, c'est celle qui va de pair avec les principes de la transformation obligée pour le respect de l'environnement et social. Donc il y a changement des cours, les programmes. Si on ne change pas le programme, il faut introduire des cours optionnels qui respectent l'environnement. Les activités de recherche doivent être orientées vers le respect. En Tunisie, il y a l'économie circulaire, un projet proposé par l'Allemagne. Ils mettent 300 000 euros, 300 000 $ pour des projets conjoints avec les universités allemandes. Ils savent que la Tunisie en a besoin pour développer des politiques qui respectent l'environnement, l'économie circulaire. Il n'y a pas de déchets, tout se transforme, rien ne se perd. Donc tout ça, c'est un changement. Enfin, pour ne pas parler beaucoup, dans les institutions publiques, malgré qu'on manque de liberté d'action, mais toujours il faut faire des choses dans ce sens, pour respecter l'environnement, respecter le social et une bonne gouvernance. On n'a pas de budget nécessaire pour ça, mais si Mouaz Liman قال do what you can with what you have. Do ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Et on peut faire beaucoup de choses pour respecter les générations futures dans leur droit à un environnement sain. Et merci. Merci, M. Mohamed, pour cette intervention qu'on peut considérer comme conclusive. Et il ne me reste qu'à vous remercier énormément pour le temps que vous avez consacré. Remercier Madame et Monsieur le conférencier pour leurs brillantes interventions. Et j'espère qu'on a contribué à passer un message que pour la pérennité de notre planète, les considérations d'environnement, de social et de gouvernance deviennent de considérations fondamentales. Et nous comptons d'ailleurs, nous, n'est-ce pas, qui gérons les entreprises, sur la jeunesse, pour que cette dynamique soit réellement une dynamique suivie de manière permanente et régulière et appelée à l'ordre. Et maintenant, ça se fait. Hein. Vous savez que maintenant que la plupart des appels à l'ordre, c'est-à-dire le procès qui sont intentés contre les sociétés pétrolières, contre les grandes banques, sont faits par des associations de jeunes. Vous connaissez les mouvements de manifestation, les peintures qui sont basées journée comme ça, pour essayer de sensibiliser la question de l'environnement. Donc tout ça, c'est une toile de fond
que la Tunisie devrait emprunter pour qu'on crée une vigilance. N'oublions pas effectivement que l'avenir du monde dépend de ce chemin qui d'ailleurs est maintenant le seul et l'unique pour sauver l'humanité. Et merci beaucoup. Merci madame. Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation, de promotion et du patrimoine culturel. Donc aussi représentant de l'UNESCO en Tunisie, n'est-ce pas? Non. Donc l'agence pour l'agence. Voilà, donc merci, c'est M. Daouda. Il avait un programme chargé, mais il a tenu à être avec nous. Merci beaucoup. Merci, c'est Ahmed Karam. Merci, c'est Ahmed Karam. Merci, c'est Mouaz El Joudi. Merci, Madame Leila Belkhiria. Merci, c'est Mohamed Limam. Merci, c'est Adel Ben Youssef pour ce panel. C'est très important, très importante et Inch'Allah تكون une petite sensibilisation لنا احنا راهو القوانين باش تبدل راهو الليجيسياسيون باش تبدل في العالم الكل اذا كان ما نتبعوش باش نقعدوا لتالي. اوكي دونك je vais enchaîner. Bon, je suis très contente de cette première rencontre, du premier congrès des anciens. Donc c'est votre congrès, c'est le congrès des anciens. Je le congrès de l'association des anciens. C'est le congrès des anciens. Les anciens ils تلقاو كل عام مع بعضهم نحكيو على thème معين نتلقاو et on fait bien sûr احنا عندنا comité كامل في l'association اسمه comité des amis de l'ISG. Donc on a le comité d'honneur, le comité de diaspora présidé par Tawfiq Jlassi et Salah Haneshi, et on a le comité des amis de l'ISG qui est présidé par Aïssa Hidoussi, et on a le comité d'Idon présidé par Madame Leila Belkhiria. Donc voilà, donc c'est une première initiation. Je suis très contente que nous avons quand même créé notre noyau maintenant, le noyau du réseau des anciens de l'ISG qui compte, Monsieur Daoudo, plus de 50 000 anciens diplômés de l'ISG de Tunis. Donc nous avons créé notre premier noyau. Entre hier et aujourd'hui, nous avons compté plus qu'une centaine de personnes, de participants dans ce congrès, et nous avons près de 200 participants sur la plateforme parce que le congrès est en train d'être diffusé en direct sur une plateforme métaverse. Donc c'est une première en Tunisie, Sid Ahmed. Oui. Et nous avons près de 200 personnes qui sont déjà connectées sur la plateforme. هذاك اللي عمل شوية le problème au niveau de une visioconférence ou live streaming. Voilà, donc je suis très contente, je suis très honorée par votre présence. Et je passe directement à l'honoration. Donc nous allons honorer quelques personnes très remarquables au niveau de l'ISG. Donc je vais vous inviter, Sid Ahmed, pour honorer Tawfiq Jlassi. Voilà. Maintenant, je vais appeler Madame Zainab Mamlouk pour honorer Si Salah Haneshi. تفضل Si Salah. Bon, Si Salah. حاجة أخرى, l'honoration. Donc, nous avons honoré Si Tawfiq Jlassi parce qu'il est parmi les anciens qui ont réussi dans leur vie, dans leur carrière universitaire et professionnelle. Nous allons honorer Si Salah Haneshi parce qu'il était parmi les meilleurs directeurs, les meilleurs directeurs اللي تعدى بهم تعداو بالISG.
Il a fait beaucoup de choses pour l'ISG. Oui, oui, oui. D'accord. Maintenant, j'appelle Siali Fqi pour honorer Simon Skatlén. Oui. Simon Skatlén, جي. Simon Skatlén تفضل. دونك سي منصف كرمناه تقديرا لطريقة التعامل الموسومة بالجدية والمرونة في آن واحد التي كان يتوخاها مع كل الأطراف دون تمييز، والتي جلبت له احترام وتقدير الجميع دون منازع. سي منصف كتلان هو أول كاتب عام للمعهد الأعلى للتصرف، وعمري ما ريت قعدت أنا 30 سنة في المعهد، وقد ما قعد هو سي منصف عمري ما ريته تنرفز، عمري ما ريته تنرفز ولا عيط على أحد. إنسان كان في خدمة الناس الكل، وكان يخدم بصمت وتفاني، وفضلوا على المعهد نعترفوا به الكل، وما نجموش نرجعوه له، لكن كما يقول المثل الخير اللي ما تنجمش تردوا على الأقل عدوا. عندك فضلك علينا كبير وكثر خيرك، وإن شاء الله ربي يجزيك خير معناها على اللي عملته مع المعهد ومع البلاد كاملة ومع كل خريجي المعهد الأعلى للتصرف اللي يشكروك ويراوا لك بالجميل. ما قمت إلا بواجبي، وذاك عملي يوميا، وما قمت إلا بواجبي. كانوا الطلبة متاع المعهد الأعلى للتصرف كانوا ما يدخلوا إلا بعد انتروتيان سيلكتيف، بحيث ما فيها ماهمش ديشي بالكل، كانوا ينجحوا 99%، وهذه نتيجة الأعمال كلها متاع 40 سنة تقريبا، تحت رئاسة الأستاذ الكبير الذي أتأسف على عدم حضوره، الأستاذ عبد اللطيف خمخم. هذا هو. مع الشكر. كثر خيرك سي منصف، يعطيك الصحة يا سيدي، ربي يطول في عمرك، ربي يخليك يعطيك الصحة. Bon, étant donné que الشهادات هذوما ont été conçues par سي أحمد فرشيشي، هو اللي كتب لي تكست، il insiste pour que je lise le texte اللي كتبه سي صالح حناشي باش نقراه سي صالح. دونك سي صالح حناشي خدا شهادة تقدير للكفاءة العالية التي تميزت بها إدارته للمعهد وإضافاته القيمة التي ساهمت في مزيد إشعاع المعهد. هذا متاعك أنت. نحب نقول اللي العديد من المشاريع أو الأعمال اللي قمت بها للمعهد العالي للتصرف في الحقيقة كان وراءها سي صالح الحناشي، وكان هو المساند الكبير لها، وكان هو المشرف عليه، سواء التربصات اللي كنا نعملوها سنويا لكل الطلاب الموجهين للمعهد أو لكل طلاب التخصصات الأخرى، أو المدرسة الصيفية اللي تم تنظيمها 10 سنوات. كل عام نمشيو نتبرقى باش نقريو الإعلامية والتصرف لأصحاب المؤسسات. كان سي صالح الحناشي وراء كل العديد من الأعمال اللي أنا الحقيقة قمت بها، لولا هو ما كنا نجم نقوم بها. نشكره كثيرا ونحييه، وهو الحقيقة كل مرة نطلب منه حاجة المرة الأولى يتمنى عشوية لخاطر عنده برشا مسؤوليات والناس طلبته من كل جهة، ولكن من بعداش يرضخ ويعطينا من وقته، ونشكره برشا وبارك الله فيه. J'appelle maintenant ولد سي محمد بن عمار. دونك سي محمد بن عمار شكون ما يعرفوش. دونك il va être honoré par madame ليلى بالخيرية. تفضل. عرفتك حتى أنا.
Pourquoi c'est très important؟ على خاطر سي محمد بن عمار chef de département marketing هو اللي حببني في الماركتينغ، هو اللي خلاني aussi brillante en marketing. J'ai commencé d'ailleurs ma carrière dans ce domaine. سلم لي برشا عليه، يقول له ليلى بالخيرية تسلم عليك برشا. On était une promotion qui avait la caractéristique d'être à majorité des filles. 17 3 اولاد الباقي كل بنات. كلنا بريانت كيما راضيه كمون كومانديز عواطف قصيبي تونسيه. سلم لي برشا عليه وان شاء الله مبروك، ان شاء الله مبروك وسلم عليه برشا. اوكي، انا باش نقرا التكست زاد اللي كتبه سي احمد. دونك تقديرا لبعضه اول منهج تعليمي في علم التسويق هو اللي دخل الماركتينغ لتونس. اوكي، وحرصي الشديد على تطبيق طريقة التدريس بواسطة حالات الدراسات والأمثلة الحية لكا فيفون. فوالا دونك سلمنا عليه برشا برشا وإن شاء الله إن شاء الله ربي يشفيه. أوكي دونك سي حميدة طرابلسي on voulait l'honorer. دونك سي علي نعطيك لك أنت الجائزة نتاعو وسي أي فوالا. حتى في غيابه مع الاسف معناها هو جاء معناها اكدت عليه باش يجي ولبى الدعوه وجاء. مع الاسف انا كنت هنا وما في باليش بيه اللي هو مشى. خلطت عليه، حاولت باش نخلط عليه ما لقيتوش. قال لي خرجت بعدها على خاطر في العمر هذاك معناها يستحق ويستعمل في دويات. سي حميدة طرابلسي هو المؤسس جمعيه قدماء المعهد الاعلى للتصرف، وهو أول رئيسها. وأنا بعدها كان الرئيس الثاني سي فرحات المدني ربي يشفيه حتى هو مريض، وبعدها أنا كنت ثالث رئيس الجمعية. ولكن معناها عايشت البدايات نتاع الجمعية وريت قداش سي حميدة طرابلسي عانى وفارع وناضل باش الجمعية معناها تقف على ساقيها باش اليوم هاي قاعدة تنشط. وإن شاء الله نتمنى لها هي الدوام ونتمنى الشفاء لسي حميدة طرابلسي، وهذا باش نبلغه له إن شاء الله باسم الجمعية ككل. سي حميدة طرابلسي تقديرا لتأسيسه جمعية قدماء المعهد العالي للتصرف بتونس وحرصه على تطوير المعهد والجمعية بصفة متواصلة. عمره ما بخل علينا بما يقدر عليه من مجهودات. كثر خيره وكثر خير أهل الخير الكل. جابيل مدام ملك طرابلسي باش نكرموا سي بشير جربوعي. الوغ سي بشير جربوعي الموظف المثالي للمعهد العالي للتصرف. احنا وقتها اسمه المعهد الاعلى للتصرف، وبالنسبه لنا احنا ديما الاعلى حتى كان بدلوا له اسمه. دونك تقديرا للمثابره والصدق خلال فتره عمله بالمعهد العالي للتصرف بتونس، ونظرا لمبادرته المتعلقه بتطوير منظومه العمل باداره المرحله الثالثه. بالمناسبة نحب نشكركم على المناسبة هذه وعلى الفرصة اللي وفرتوها لنا. نحب نشكر لاسوسيسيون دي زانسيان على الفرصة اللي عطاتها لنا وعلى التكريم اللي عملته لنا، وهذا مش غريب عليها لأنه ما تنجمش تكون لاسوسيسيون دي زانسيان étudiants فقط. سي لانسيان دو l'ISG. Voilà, tout l'ISG. L'ISG, c'est les étudiants, les salles, la bibliothèque, le centre de calcul et l'administration en général. C'est un tout. Voilà. Donc, أنا كي نتذكر مثلا فيما يخصني يمكن المدير الوحيد اللي ما خدمتش معاه هو المدير الأولاني سي عبد اللطيف خماخم. خدمت معاه تقريبا 11 أو 12
رئيس مؤسسة، منهم سي صالح، منهم سي محمد، منهم شكون باش ننسى، سي مصطفى بالحارث، سي عبد الستار قريس الله يرحمه. يعني ما نجمش نذكر الناس الكل. نذكر مثلا اول كاتب عام اللي خدمت معه هو سي منصف كتلان اللي كان تو معنا. اول مدير مكتبه ان شاء الله يعيطوا له مره اخرى ويكرموه سي منير الجايجي. من المفروض مثلا اول من تولى مسؤوليه مركز الاعلاميه، وما نعرفش شكون كان قبل، سي فوزي العرفاوي وسي صالح كمبون ومدام مروان من ناحيه الاساتذه. يعني كان من المفروض زاد تكون فما علاقه مع الطلبه الاجانب اللي هم يمثلوا سفراء المعهد في افريقيا، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، عندنا في الاردن، في السعوديه وفي لبنان. هذا من المفروض تكون مربوطه بهم العلاقه، واذا تواتي الامكانيه ولا الفرصه انكم تستدعوهم حصيلوا. هذا ما نزيدوش، وبارك الله فيكم على كل حال. يعطيك الصحة سي بشير، فكرتنا في برشا أسامي، يعطيك الصحة. وتوكا هي هذه الدورة الأولى، وفي كل دورة نكرموا وإن شاء الله نكرموا الناس الكل. جوست توا جو في دوني لو بري باسكو احنا عملنا ان concours de l'excellence, le meilleur travail recherche et développement. C'est un concours اللي هو يعطي, il sélectionne le meilleur travail de recherche qui a اللي convertible en projet professionnel. Donc nous avons deux prix par je vais appeler donc madame Marwa Chabouh. Elle a eu la meilleure thèse de doctorat dans le prix de l'excellence. Marwa Chabouh, c'est la 50e, elle représente la 50e promotion de l'ISG. Elle a soutenu sa thèse. Donc j'appelle monsieur Lamjid Ben Saïd باش يعطي الشهادة. Voilà. Donc félicitations لسي سليم اللي هو ديريكتور دو تيز. معناها مش غريب عليه ابخي بري بريزيدونسيال توا بري من لاسوسياسيون بور لا ميور تيز. ميرسي يعطيك الصحة سليم. C'est vrai, tu avais le prix présidentiel d'une thèse, thèse 2019, ou thèse 2021. Très bien, donc ok, très bien, Inch'Allah, mabrouk alikum. Donc j'appelle maintenant mademoiselle ou madame Haïfa Taïb pour voilà, et elle va être honorée par monsieur Jabran. Oui, Jabran Sultani, tfadl. Donc c'est monsieur Jabran Sultani, membre du jury. Le jury a été présidé par madame Leila Belkhiriya. Voilà, donc c'est le meilleur master professionnel. Donc tu peux présenter un peu l'entreprise اللي انت خدمت فيها. Donc, merci pour ce prix déjà, merci Monsieur Gibran. En fait, félicitations pour cette cérémonie et pour cette réunion des anciens. C'était très bénéfique, toutes les présentations et le panel qui a été présenté. En fait, je veux saisir cette opportunité pour remercier mon encadrante professionnelle, Madame Ons Drira, qui a fait de notre projet un succès dans Machine Stock. Alors, si tu veux nous parler un peu du projet qu'on a réussi à faire ensemble. Oui, عسلامة الناس الكل. بالحق j'étais impressionnée par cette محلى الجو عندكم و cette belle reconnaissance aussi de tous les intervenants à travers معناتها نقولوا l'ISG. Peut-être نعمل un témoignage قبل نحكي شوية, c'est que en fait je suis directrice capital humain de Machine Stock Tunisia.
une entreprise qui appartient à un groupe saoudien. Nous exerçons dans le monde de l'IoT, donc en nous recrutant beaucoup donc, justement de l'ISG, informatique de gestion. Et selon j'ai donc 25 ans d'expérience, et on était, c'était toujours des très très bonnes compétences. Donc, l'informatique de gestion, vraiment bravo. Ça, je le dis. C'était justement de l'RH. Et c'était un projet très intéressant parce que dans l'IT, donc en travaillant dans un monde agile, et j'avais un processus de l'évaluation normal, un peu classique, et justement, c'était justement le besoin, comment améliorer notre processus d'évaluation dans un environnement agile. Et c'était ça vraiment le projet et comment nous avons introduit beaucoup de best practice in agile environment. Aujourd'hui, l'environnement est très turbulent et tout ça. Et comment on peut avoir des évaluations pour nos ingénieurs. Et l'ingénieur, il y a 2 ans. Donc, vraiment, on le motive et on arrive à faire tout ça. Donc, c'était un projet très intéressant. On a fait beaucoup de bons efforts en fait, pour arriver déjà à un résultat que nous avons implémenté dans notre entreprise. Ce sont des projets pour des startups. Et aujourd'hui, si je trouve ce projet-là qui se transforme en application, on sera les premiers à l'acheter. Voilà, et félicitations à Tiasaha. Machallah, c'est une compétence extraordinaire. Donc vraiment, et elle n'est pas la première fois, elle était déjà le baccalauréat à Tunis, donc on peut comprendre tout. Bravo. Vous avez la GIZ à côté de vous, donc c'est ma base. Juste pour un petit clin d'œil, tout d'abord, je suis depuis le parcours de Haïfa que je félicite pour une jeune de son âge, avec tout ce succès et surtout ce sourire que vous savez garder. C'est vraiment singulier par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Je vous en félicite. Je dois féliciter aussi votre employeur parce que je me rappelle qu'après le concours, je vous ai offert de changer de boulot, que vous tenez à rester chez votre employeur. Ce que je félicite, c'est très rare de pouvoir retenir ces talents et ça, c'est vraiment très bien. Donc, félicitations et bonne continuation. Merci à vous. Donc nous avons 2 autres gagnants, mais Madame Asma Lakhal, donc meilleur master de recherche 2021. Et on a fait le concours de 2022 et nous avons une seule gagnante Naurus Jalel. Donc le meilleur master recherche, c'est kif donc tout ce qui est intelligence artificielle. Bon. Et je ne dois pas oublier Rihab Barhoumi, elle avait un projet, il n'a pas gagné de prix, mais il a été sélectionné pour être financé par la GIZ. Elle a présenté Rihab, donc juste أحكينا شويتنا على الوحدة نتاعك, tu n'as que 1 minute. Anslema Sakol, Rihab Barhoumi, diplômée de l'Institut supérieur de gestion avec un master recherche en management, des ressources humaines et organisation. Donc, comme sujet de recherche, j'ai travaillé sur l'intention entrepreneuriale des ex-prisonniers et le projet porte sur créer un incubateur social pour les prisonniers et les ex-prisonniers. Donc, voilà. Un petit cadeau de l'association. Ok, donc j'appelle le comité d'organisation. Donc le comité d'organisation de ce congrès est 100% étudiants. C'était une... Ah oui. هو راهو سي معز اللي كونيكتي معانا في الواحد راهو تبعنا يتبع فينا دونك 100% étudiants entre étudiants master et doctorants. Ça حتى هما زاد ils ont travaillé très dur avec un comité de pilotage qui n'est pas facile معناتها. Merci beaucoup ان شاء الله ربي ننجحكم. برافو بالحق برافو. En quart de tour في فترة امتحانات لا وان بلوس ان كار دو تور انت تقولوا على كلمه هو تك 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 صحيح يحل لك المشكله دونك ما شاء الله عليهم. اوكي يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو سي توفيق مدام زينب مدام ليلى مسيو
Merci Madame Leïla, Madame Malek, سي نبيل يعيشك سي نبيل سي محمد يعطيكم الصحة الكل. Monsieur Walid, Nanseh et tous ceux qui ont participé. Et Sid Ahmed, هذيك خدم الموتور. هذيك خدم الموتور. Oui. Ok. Donc voilà. نعملوا photo de groupe. Prêt pour une photo de groupe يا جماعة. Le président c'est Ali هو le président du comité d'organisation. أنا je n'ai rien à. نعملوا photo de groupe يا جماعة. نعملوا photo de groupe s'il te plaît. Donc on va faire une photo de groupe et partir et aller tout de suite après à un cocktail dînatoire. Vous êtes tous invités à un cocktail dînatoire في salle Mimosa juste à côté. Hein? برافو équipe technique. Voilà, donc tout ceci معناتها كل شيء باش تلقاوه في البلاتفورم. تدخلوا على البلاتفورم تلقاو الكونغري الكل مسجل في البلاتفورم. سينون زاد تلقاوه على الباج لا chaîne YouTube نتاع l'association. On va le partager. OK. Aïe, attends, je le partage.